Bienvenue sur Alexandria, où l'histoire, la mythologie et les cultures prennent vie à travers des livres audio. Veuillez vous abonner, aimer et commenter pour nous soutenir. Cléopâtre, chapitre 1. L'élixir d'éternité de l'Égypte, le Nil et l'ascendance de sa maîtresse. L'histoire de Cléopâtre est une histoire de crime. C'est une histoire d'amour interdit et de conséquences. Dans ce conte inhabituel et romantique, nous assistons à cette passion dépeinte dans son intégralité, capturant ses désirs irrésistibles, son bonheur exaltant, son voyage imprudent et chaotique, et le terrible regret et la destruction ultime qu'elle entraîne toujours. Cléopâtre est née en Égypte, mais avait un héritage et une ascendance grecque. Par conséquent, alors qu'Alexandrie et le delta du Nil étaient les lieux où les événements et incidents les plus importants de son histoire ont eu lieu, c'était l'héritage de Macédoine qui l'a façonnée. Son caractère et ses actions reflètent les traits de génie, de courage, d'originalité et d'impulsivité qui sont inhérents à sa lignée. Son histoire, ses aventures, ses souffrances et ses péchés ont été façonnés par les circonstances et les influences dans l'endroit chaud et luxueux où sa vie a débuté. L'Égypte a toujours été vue comme l'un des pays les plus étonnants du monde. C'est une longue et étroite vallée pleine de verdure et de fertilité, complètement coupée du reste du monde habité. Elle est encore plus coupée qu'une véritable île parce que les déserts sont plus difficiles à traverser que les mers. L'existence de l'Égypte est véritablement extraordinaire. Si nous pouvions voler comme un aigle et regarder en bas, nous verrions comment cette longue et incroyable vallée, pleine de vie, se forme et se renouvelle chaque année, entourée de silence, de désolation et de mort. Ce serait un spectacle d'admiration et de plaisir constant. Les observations étendues faites depuis les 2000 dernières années nous fournissent des résultats. 6 résultats nous permettent d'avoir une compréhension globale de la situation entière, similaire à ceux que nous verrions depuis un point de vue élevé comme un aigle. Il a été découvert que l'existence de l'Égypte et son isolement unique au milieu de vastes zones de sable sec et stérile sont dus à certains résultats extraordinaires des modèles globaux de pluie. L'eau s'évapore de la mer et de la terre, puis retombe sous forme de pluie à travers la terre en quantité et fréquence différentes. Les pluies sont plus fréquentes et plus fortes près de l'équateur par rapport aux zones tempérées. La quantité de pluie diminue à mesure que nous nous approchons des pôles. Cela est dû au fait que le climat plus chaud près de l'équateur provoque une évaporation plus rapide de l'eau, puis elle retombe sous forme de pluie. Cependant, la quantité de pluie qui tombe de l'atmosphère n'est pas uniquement déterminée par la latitude de la région où se produit l'évaporation. Le principal facteur qui influence le retour de l'eau sous forme de pluie est le refroidissement de la couche atmosphérique qui la retient. Cet effet de refroidissement peut être causé par divers facteurs, et de nombreuses causes différentes peuvent le modifier. Parfois, la couche est refroidie en passant au-dessus des montagnes, parfois en se mélangeant avec des courants d'air plus froids, et parfois en étant soufflés par des vents vers une latitude plus élevée où il fait plus frais. Cependant, si l'air se déplace des montagnes froides vers les plaines chaudes et ensoleillées, ou des latitudes supérieures vers des latitudes inférieures, ou s'il se mélange à de l'air plus chaud parmi les différents courants qu'il rencontre, il peut contenir plus de vapeur d'eau. En conséquence, au lieu de libérer l'eau qu'il possède déjà, il devient avide de plus. Il souffle à travers un pays comme un vent chaud et asséchant dans ces conditions. Si les circonstances étaient différentes, cela aurait pu créer des brumes brumeuses ou même de fortes averses. Il ressort clairement de ces points que la fréquence des averses et la quantité de précipitations dans différentes régions de la Terre dépendent de divers facteurs. 6 facteurs incluent la chaleur du climat, la présence de montagnes et de mers, la direction des vents et les propriétés réfléchissantes du sol. 6 facteurs et d'autres similaires créent une différence significative dans la quantité de précipitations dans différentes zones. Dans la partie nord de l'Amérique du Sud, où la Terre est entourée par des mers tropicales qui saturent l'air chaud et sec d'humidité,
et où les montagnes des Andes refroidissent et condensent les vapeurs. Plus de 3 mètres de pluie tombent en un an. À Saint-Pétersbourg, cependant, les précipitations annuelles sont juste au-dessus de 30 cm. La quantité énorme de pluie qui tombe en Amérique du Sud inonderait complètement le pays si elle restait où elle est tombée. Alors qu'elle s'écoule à travers les vallées et atteint la mer, les torrents combinés créent le plus grand fleuve de la Terre, l'Amazone. La chaleur et l'apport continu d'humidité stimulent la croissance abondante de la végétation. Le résultat est une masse dense et emmêlée de troncs, de tiges et de lianes qui rendent difficile l'entrée des humains. Les vastes forêts deviennent une jungle presque impénétrable, abritant des animaux sauvages, des reptiles dangereux et de grands oiseaux prédateurs. Certainement, la ville de Saint-Pétersbourg, avec son hiver froid, son soleil faible et 30 cm de pluie chaque année, montrera inévitablement une différence notable dans sa vie végétale et animale par rapport à la fertilité abondante de la Nouvelle-Grenade. Néanmoins, ce n'est pas totalement l'opposé complet. Certaines parties de la surface de la Terre ne reçoivent aucune pluie. 6 zones sont complètement différentes de la végétation luxuriante et de la vie abondante trouvée dans l'Amazonie. Dans ces régions sans pluie, il n'y a que le silence, le vide et aucun signe de vie. Les plantes ne peuvent pas survivre et les animaux ne peuvent pas exister. L'homme est toujours complètement exclu. Lorsque la vie animale et végétale est abondante, elle le tient à l'écart des régions trop productives en raison de la chaleur excessive et de l'humidité. D'autre part, leur absence complète l'empêche d'avoir un domicile dans ces régions. Elles deviennent de grandes zones de sable sec et stérile où aucune plante ne peut pousser et des zones rocheuses où même un lichen ne peut survivre. La région la plus grande et la plus notable de la Terre sans pluie est une vaste zone qui s'étend à travers la partie intérieure et nord de l'Afrique, ainsi que la partie sud-ouest de l'Asie. La mer Rouge entre dans cette zone par le sud, ce qui brise la forme de la Terre mais ne change pas son caractère. Elle divise la Terre en différentes parties, chacune portant son nom. La partie asiatique est connue sous le nom d'Arabie déserte. La zone africaine est appelée Sahara, et dans la zone près de l'Égypte, la région aride est simplement désignée comme le désert. Cependant, toute la région partage une caractéristique commune, l'absence de plantes et donc d'animaux due à l'absence de précipitations. La création de hautes montagnes au milieu de celles-ci, provoquant la chute de l'humidité de l'air, pourrait potentiellement transformer toute la zone aride en une région verte, fertile et peuplée, semblable à n'importe quel autre endroit sur Terre. Tel qu'il est, il n'y a pas de montagnes ici. Toute la zone est presque plate et pas très haute au-dessus de la mer. Même à des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres, le terrain ne s'élève que de quelques centaines de pieds au-dessus de la surface de la Méditerranée. Cependant, à la Nouvelle-Grenade, qui est à moins de 100 milles de la mer, la chaîne de montagnes des Andes atteint des élévations de 10 à 15 000 pieds. L'augmentation progressive de l'élévation sur des centaines de milles n'est pas facilement perceptible. C'est pourquoi les vastes régions sans pluie d'Afrique et d'Asie, lorsqu'observées par les voyageurs, semblent être une immense plaine qui s'étend sur 1000 milles de large et 5000 milles de long. Le seul endroit où la vie et la productivité existent est la vallée du Nil. Mais il y a 3 interruptions dans la continuité de cette aridité de la plaine, bien que seule l'une d'entre elles l'interrompt de manière significative. Ce sont toutes des vallées qui courent du nord au sud, juste à côté les unes des autres. La vallée orientale est très profonde, et l'eau de l'océan y pénètre du sud, créant un long et étroit bras de mer, connu sous le nom de mer Rouge. Comme cet inlet se connecte à l'océan, son niveau d'eau reste constant. Cependant, en raison d'une évaporation insuffisante, elle ne génère pas de pluie ni ne nourrit ses rivages. Bien qu'elle ajoute une certaine variation au paysage autrement aride, en fournissant des eaux en mouvement au lieu de sable mouvant, c'est là l'étendue de son impact. En conséquence, cela fait peu pour soulager le sentiment monotone de solitude et de désolation qui domine la zone environnante qu'elle a envahie.
La plus à l'ouest des 3 vallées que nous avons mentionnées est une petite dépression à la surface de la Terre, marquée par une ligne d'oasis. Cette dépression n'est pas assez profonde pour permettre à l'eau de la Méditerranée d'entrer, et il n'y a pas assez de pluie dans la vallée pour créer un cours d'eau. Des sources émergent périodiquement du sol à divers endroits le long de la vallée. 6 sources, qui filtrent à travers les sables, apportent la fertilité à de petits deltes allongés. 6 vallées, contrairement aux zones arides environnantes, semblent être des oasis de verdure et de charme pour les voyageurs, leur rappelant le paradis. Il y a une ligne de CES Oasis dans cette dépression à l'ouest, et certaines d'entre elles sont grandes. L'oasis de Siwa, où se trouvait le célèbre temple de Jupiter Ammon, était très grande et aurait compté une population de 8000 personnes dans l'Antiquité. En conséquence, alors que la vallée orientale était inondée et laissait entrer la mer, la vallée occidentale était juste un peu plus basse et avait moins de fertilité à cause des sources qui fuyaient du sol dans ces zones les plus basses. Maintenant, décrivons la 3e vallée, qui est la centrale. En Abyssinie, située au sud de la grande région sans pluie, il y a des montagnes connues sous le nom de montagnes de la Lune. 6 montagnes sont proches de l'équateur, et elles ont une relation spéciale avec les mers environnantes et les courants éoliens dans cette partie du monde. De ce fait, elles attirent d'énormes quantités de pluie de l'atmosphère, surtout pendant certaines périodes de l'année. L'eau tombante imbibe les flancs des montagnes et inonde les vallées. Mais une grande partie de celle-ci ne peut pas s'écouler vers le sud ou l'est, où le pays est majoritairement en terrain élevé. L'eau en mouvement se dirige vers le nord et continue à travers le désert par la grande vallée centrale. Finalement, elle atteint la mer Méditerranée, qui est à 3200 km de l'endroit où elle est originairement tombée du ciel. La rivière créée est le Nil. Cela se réfère à l'eau qui s'accumule dans une région en raison d'une pluviométrie excessive et puis coule à travers un désert sans pluie à la recherche de la mer. Si l'excès d'eau sur les montagnes abyssiniennes avait été constant et régulier, la rivière, en coulant à travers le désert, n'aurait pas beaucoup ajouté à la fertilité des sables secs qu'elle traversait. Les rives de la rivière auraient eu de la végétation, mais l'irrigation n'aurait affecté que la zone atteinte par l'eau s'infiltrant à travers le sable. Mais l'eau ne coule pas de manière uniforme et constante. Pendant une certaine période de l'année, il pleut constamment et en telle quantité que cela inonde presque les zones où elle tombe. D'énormes ruisseaux dévalent les flancs des montagnes. Les vallées sont inondées, les plaines deviennent boueuses et les zones boueuses deviennent des lacs. En résumé, le pays devient partiellement submergé et les eaux rassemblées se précipiteraient avec force dans la vallée centrale du désert, qui est leur seule sortie si le chemin était étroit et s'il avait une pente significative vers la mer. Ce n'est pas étroit et la descente est très faible. La dépression à la surface du désert, à travers laquelle l'eau s'écoule, fait de 8 à 16 km de large. Bien qu'elle soit presque à 3200 km du district pluvieux jusqu'à la mer, le terrain est majoritairement plat sur toute la distance. Il n'y a qu'une légère descente, surtout pour les derniers 1600 km, ce qui crée un courant doux s'écoulant vers le nord dans le courant. Dans ces conditions, une grande quantité d'eau tombe dans la région pluvieuse pendant ces averses tropicales intenses. Cette eau se répand sur toute la vallée, créant temporairement un vaste lac. Le lac s'étend sur toute la largeur du désert. Ce lac fait environ de 8 à 16 km de large et 1600 km de long. L'eau est peu profonde et trouble, avec un écoulement lent vers le nord. Finalement, la pluie s'arrête, mais il faut plusieurs mois pour que l'eau s'écoule et que la vallée s'assèche. Une fois l'eau disparue, des plantes abondantes et florissantes poussent sur le sol précédemment submergé. Cette végétation, qui est maintenant entièrement gérée et contrôlée par les humains, devait être très unique dans son état naturel et originel. La sélection des plantes a dû inclure des espèces capables de survivre dans un sol immergé dans l'eau pendant un quart de l'année. Cette situation a probablement empêché la vallée du Nil d'être envahie par des forêts, contrairement à d'autres zones fertiles. En conséquence,
Les animaux sauvages n'auraient jamais pu y vivre. Il n'y avait pas de forêt pour qu'ils s'y cachent, et leur seule option pour s'abriter pendant les inondations annuelles était le désert sec et aride. Cette vallée incroyable semble avoir été conçue et protégée par la nature spécifiquement pour les humains. On a l'impression que la nature l'a mise de côté pour nous depuis l'aube des temps, interdisant l'entrée à toute plante ou animal qui pourrait perturber notre présence et notre contrôle. Si l'on devait la quitter pendant 1000 ans et revenir, on la trouverait inchangée, prête à être réclamée. Il n'y aurait aucun animal sauvage à éliminer et aucune forêt dense à défricher à la hache. La nature est comme un jardinier qui prend soin du monde. La nature utilise différentes choses comme la mer, le soleil et les montagnes pour travailler. En conséquence, nous avons de fortes pluies pendant l'été. Pour ces raisons ou d'autres, l'Égypte est habitée par des humains depuis l'Antiquité. Les plus anciens enregistrements, remontant à 3000 ans, décrivent l'Égypte comme ancienne, même à l'époque où ils ont été rédigés. La tradition ne fournit aucune information sur l'origine de la population ici. Ce sont les monuments les plus anciens et les plus durables jamais construits par les humains. Il est intéressant de penser que les plus grandes réalisations humaines sont souvent les plus simples. Ces réalisations sont les plus durables et fiables lorsqu'elles impliquent des processus naturels. Par exemple, une telle réalisation se produit lorsqu'une fine couche de sol fertile reste sur le sable après un orage estival. La partie principale de l'inondation du Nil est la partie nord, où la vallée s'élargit et s'ouvre vers la mer, créant une plaine en forme de triangle d'environ 160 km de long de chaque côté. L'eau de la rivière coule sur cette plaine dans de nombreux cours d'eau et canaux différents. Toute la zone est une grande prairie, avec de nombreux ruisseaux d'eau à écoulement lent. Elle est très fertile, abondante et belle. Cette zone est connue sous le nom de delta du Nil. La mer près de la côte n'est pas profonde, et la terre fertile créée par les dépôts de la rivière semble s'être légèrement étendue au-delà du littoral. Cependant, comme la terre ne s'est pas notablement étendue au cours des 1800 dernières années, il est incertain que toute la saillie soit le résultat de la forme naturelle de la côte ou de tout changement causé par la rivière. Le delta du Nil est très plat et est seulement légèrement plus élevé que la Méditerranée. La terre semble presque la même que la mer, mais au lieu d'eau bleue avec des vagues, nous avons de grandes zones de culture ondoyantes et de petites collines avec des villes et des villages. Lorsque le navire s'approche de la côte, le navigateur ne peut pas voir toute la verdure et la beauté de loin. C'est parce que la terre est si basse qu'elle reste cachée sous l'horizon jusqu'à ce que le navire soit presque au rivage. Les premières choses que le marin voit sont les cimes des arbres qui semblent pousser hors de l'eau, le sommet d'un grand pilier de pierre ou le sommet d'une ville en ruine. Le canal le plus à l'est, par lequel les eaux de la rivière s'écoulent vers la mer, s'appelle la branche pélusiaque. Ce canal agit presque comme la limite de la zone fertile du delta à l'est. Il y avait une vieille ville appelée Pélusium près de son embouchure. C'était la première ville égyptienne atteinte par ceux qui arrivaient par terre depuis l'est, voyageant le long des côtes de la mer Méditerranée. Parce qu'elle marquait la frontière orientale du pays, elle est devenue essentielle et est fréquemment mentionnée dans l'histoire ancienne. L'embouchure la plus à l'ouest du Nil était connue sous le nom de bouche canopique. La distance de la bouche canopique à Pélusium, le long de la côte, était d'environ 160 km. Le littoral avait, et a toujours, une forme très irrégulière, avec des eaux peu profondes. Il y avait de longues étendues de bancs de sable qui s'étendaient dans la mer. En réponse, la mer formait d'innombrables criques, inlets et lagunes sur la terre. Le long de cette frontière inégale et incertaine, les eaux du Nil et les vagues de la Méditerranée se battaient constamment avec des forces similaires. Même maintenant, après 1800 ans depuis le début du conflit enregistré, aucun des deux côtés n'a montré un avantage significatif sur l'autre. Le fleuve emporte les sables vers le bas et la mer les repousse constamment, rendant l'ensemble du littoral très dangereux et difficile d'accès pour les gens. À partir de cette description de la vallée du Nil, il est clair qu'il s'agissait d'un pays complètement coupé et séparé du reste du monde dans l'Antiquité. La ville était entourée de déserts, la rendant inaccessible par voie terrestre.
Le littoral dangereux, avec ses hauts fonds, bancs de sable et autres dangers, rendait difficile l'approche par la mer. Pendant longtemps, la ville est restée sous le contrôle de ses rois natifs. Les habitants y étaient paisibles et travailleurs. Les érudits de la ville étaient mondialement reconnus pour leurs connaissances, avancées scientifiques et idées philosophiques. Au cours des temps anciens, avant que d'autres nations ne viennent perturber son isolement paisible, les pyramides ont été construites et d'énormes structures en pierre ont été taillées. D'immenses temples ont également été érigés, dont les colonnes en ruine captivent maintenant les gens du monde entier. Même pendant ces ères lointaines, l'Égypte était connue pour sa fertilité et son abondance éternelle, tout comme aujourd'hui. Il y aurait toujours du blé en Égypte, peu importe où ailleurs la famine pourrait survenir. Les nations et tribus voisines en Arabie, Palestine et Syrie trouvaient leur chemin vers l'Égypte à travers les déserts du côté et lorsqu'elles en avaient besoin, créant ainsi un chemin de communication. Finalement, les rois perses, après avoir étendu leur empire vers l'ouest jusqu'à la Méditerranée, ont découvert un chemin à travers Pélusium, puis ont envahi et conquis le pays. Enfin, environ 250 ans avant l'époque de Cléopâtre, Alexandre le Grand a pris le contrôle de l'Égypte lorsqu'il a renversé l'empire perse et l'a ajouté à ses territoires avec d'autres provinces perses. Lors de la division de l'empire d'Alexandre, l'Égypte est passée sous le contrôle de l'un de ses généraux, nommé Ptolémée. Ptolémée a revendiqué le royaume pour lui-même et l'a transmis à ses héritiers à sa mort. De nombreux dirigeants lui ont succédé, connus sous le nom de dynastie des Ptolémées, qui était composée de princes grecs régnant sur l'Égypte. Cléopâtre était la fille du 11e dirigeant de cette dynastie. La capitale des Ptolémées était Alexandrie. Avant la conquête d'Alexandre, l'Égypte n'avait pas de port maritime. Il y avait quelques lieux d'accostage le long de la côte, mais pas de véritable port. L'Égypte avait très peu de commerce avec le reste du monde à cette époque. Elle n'en avait donc pas besoin. Cependant, les ingénieurs d'Alexandre ont découvert un endroit près de l'embouchure canopique du Nil où l'eau était profonde et où il y avait un endroit sûr pour ancrer grâce à une île. Alexandre a décidé de construire une ville à cet endroit et l'a nommée d'après lui-même. Il a amélioré le port en creusant et en construisant des murs. Un grand phare a été construit, qui servait de point visible pendant le jour et de lumière guide brillante la nuit pour les navires dans la mer Méditerranée. Un canal a été construit pour relier le port au Nil et des entrepôts ont été construits pour stocker les marchandises. En bref, Alexandrie est rapidement devenue un centre commercial majeur. Elle a servi de capitale au puissant gouvernement ptolémaïque pendant de nombreux siècles. Sa situation stratégique a été si bien choisie que même après 20 siècles de révolution et de changement, elle reste l'un des principaux centres de commerce de l'Est. Bonjour, si vous avez aimé notre livre audio, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'ai besoin de votre soutien pour vous proposer encore plus de livres audio. Merci d'avance pour votre soutien. Cléopâtre, chapitre 2. Origine noble, mais terrifiante, les pharaons grecs. Le fondateur de la dynastie des Ptolémées, qui est devenu le souverain de l'Égypte après la mort d'Alexandre le Grand, était un général macédonien dans l'armée d'Alexandre. Sa naissance et la manière dont il est venu à servir Alexandre étaient inhabituelles. Sa mère, nommée Arsinoé, était une amie proche et compagne de Philippe, roi de Macédoine, le père d'Alexandre. Philippe a finalement arrangé pour qu'Arsinoé épouse un homme nommé Lagus, qui était un membre de sa cour. Peu après le mariage, Ptolémée est né. Philippe a traité l'enfant avec la même gentillesse et le même respect qu'il avait montré à la mère. Le garçon était connu comme le fils de Lagus, mais sa position à la cour royale de Macédoine était tout aussi importante et prestigieuse. Il a reçu le même niveau d'attention et de soins comme s'il était véritablement le fils du roi. En grandissant, il a pris des rôles importants avec beaucoup de responsabilités et d'influence. Avec le temps, un événement spécifique s'est produit, causant à Ptolémée de sérieux problèmes avec Philippe, mais en même temps, cela a fait d'Alexandre un très proche ami pour lui. Il y avait une province dans l'Empire perse appelée Carie.
située dans la partie sud-ouest de l'Asie mineure. Le gouverneur de cette province avait proposé sa fille en mariage à Philippe comme épouse pour l'un de ses fils nommé Aridée, qui était le demi-frère d'Alexandre. La mère d'Alexandre, qui n'était pas la mère d'Aridée, était jalouse de ce mariage proposé. Elle croyait que c'était un plan pour mettre Aridée en avant et éventuellement le faire devenir l'héritier du trône de Philippe. Cependant, elle désirait fortement que cet héritage magnifique soit réservé pour son fils. En conséquence, elle a suggéré à Alexandre qu'il devrait envoyer un message secret au gouverneur perse. Dans le message, ils expliqueraient qu'il serait mieux pour le gouverneur et sa fille qu'elle épouse Alexandre au lieu d'Aridée. Ils essaieraient de convaincre le gouverneur de demander à Philippe de faire ce changement. Alexandre a rejoint le stratagème volontiers, et plusieurs courtisans, y compris Ptolémée, ont accepté de l'aider. Ils ont envoyé une ambassade pour convaincre le gouverneur de Carie de soutenir le plan. Le gouverneur était content du changement proposé. Tout semblait bien se passer jusqu'à ce que Philippe découvre d'une manière ou d'une autre le complot. Il est entré dans la chambre d'Alexandre immédiatement, rempli de colère et de ressentiment. Il n'avait jamais prévu de faire d'Aridée, qui avait une lignée douteuse et basse du côté de sa mère, le successeur de son trône. Il a fortement critiqué Alexandre pour avoir un esprit si dégradé et faible de vouloir épouser la fille d'un gouverneur perse. Il a référé au gouverneur comme un simple esclave d'un roi barbare. Le plan d'Alexandre a été complètement infructueux. Son père était très en colère contre les officiers qui avaient essayé de l'aider, et il les a tous renvoyés du royaume. Ptolémée dut quitter son pays et vécut en exil pendant plusieurs années. Finalement, lorsque Philippe mourut, Alexandre permit à Ptolémée de revenir. Alexandre devint roi de Macédoine après son père et nomma rapidement Ptolémée comme l'un de ses principaux généraux. Ptolémée atteignit un rang élevé dans l'armée macédonienne et excella grandement dans toutes les futures campagnes du célèbre conquérant. Lors de l'invasion perse, Ptolémée était en charge de l'une des 3 principales sections de l'armée. Il apporta constamment une aide significative à la cause de son maître. Il reçut des tâches éloignées et risquées, et on lui confia souvent la gestion de questions très importantes. Il réussit très bien dans tout ce qu'il entreprit. Il remporta des batailles, captura des forts, conclut des accords et montra le plus haut niveau de force et d'aptitude militaire. Il sauva une fois la vie d'Alexandre en découvrant et en exposant un complot dangereux contre le roi. Alexandre eut l'occasion de lui rendre l'appareil, grâce à une intervention divine qui lui aurait été spécifiquement accordée pour montrer sa gratitude. Ptolémée avait été blessé par une flèche empoisonnée, et malgré les meilleurs efforts des médecins et de leur traitement, il semblait qu'il allait mourir. Cependant, Alexandre eut un rêve qui révéla un remède efficace, et en conséquence, Ptolémée fut sauvé. Lors des événements célébratoires à Suse, après qu'Alexandre eut terminé ses conquêtes, Ptolémée reçut une couronne d'or et se maria avec Artacama, la fille d'un général perse très respecté. Le mariage fut empli de grandeur et d'extravagance. Après une nuit de beuverie et de fêtes à Babylone, Alexandre mourut de manière inattendue. Comme il n'avait pas de fils adulte pour prendre la relève, son vaste empire fut partagé entre 16 généraux. Ptolémée obtint l'Égypte comme sa part. Il se rendit rapidement à Alexandrie avec une grande armée, de nombreux accompagnateurs et suiveurs grecs, et commença un long et prospère règne qui dura 40 ans. Les Égyptiens furent naturellement placés sous son contrôle et réduits en esclavage. Les Grecs occupèrent tous les postes de l'armée et les positions de confiance et de responsabilité dans la vie civile. Alexandrie, une ville grecque, devint rapidement un important centre commercial dans les mers environnantes. Les voyageurs grecs et romains découvrirent une langue parlée en Égypte qu'ils pouvaient comprendre. Cela permit aux philosophes et aux savants de satisfaire leur curiosité de longue date sur les institutions, les monuments et les caractéristiques physiques remarquables du pays, tout en se sentant en sécurité et en profitant de leur séjour. En somme, la manière dont le gouvernement grec était structuré et les solides connexions commerciales d'Alexandrie aidèrent l'Égypte à sortir de l'ombre et de l'isolement.
Cela permit davantage d'interactions avec d'autres peuples et attira l'attention du reste du monde. Ptolémée fit de la réalisation de ces objectifs une priorité. Il invita de nombreux savants, philosophes, poètes et artistes grecs à venir vivre à Alexandrie. Il a rassemblé une immense bibliothèque qui allait devenir connue sous le nom de Bibliothèque d'Alexandrie. C'était l'une des collections de livres et de manuscrits les plus célèbres jamais assemblés. Nous discuterons de cette bibliothèque plus en détail dans le prochain chapitre. En plus de réaliser de grands projets pour rendre l'Égypte plus puissante, le roi Ptolémée a passé la majeure partie de son règne à combattre constamment des guerres avec les nations voisines. Il menait ces guerres pour étendre son empire et se protéger des attaques et invasions d'autres puissances. Il est finalement parvenu à établir son royaume sur une fondation stable et durable. Alors qu'il approchait de la fin de sa vie, à plus de 80 ans, il a abdiqué en faveur de son plus jeune fils, également nommé Ptolémée. Le père, connu sous le nom de Ptolémée Soter, a fondé la dynastie. Son fils est appelé Ptolémée Philadelphe. Ce fils, bien qu'étant le plus jeune, a été choisi devant ses frères pour hériter du trône, car il était le fils de l'épouse la plus favorisée et la plus aimée du monarque. La décision de Soter de renoncer lui-même au trône était motivée par son désir de s'assurer que son fils préféré tiendrait fermement le trône avant sa mort, empêchant ainsi tout conflit de succession de la part des frères aînés. Le couronnement de Philadelphe fut l'une des cérémonies les plus grandioses et les plus impressionnantes jamais organisées par l'extravagance et le faste royaux. 2 ans plus tard, Ptolémée, le père, décéda et fut inhumé par son fils avec une splendeur presque aussi grande que celle de son couronnement. Son corps fut placé dans un magnifique mausolée, construit pour les restes d'Alexandre. Les gens admiraient grandement ses réalisations et son règne, et l'ont même vénéré après sa mort. C'est ainsi que la puissante dynastie des Ptolémées a commencé. Certains des premiers dirigeants de la famille ont suivi dans une certaine mesure le bon exemple de leurs fondateurs respectés. Cependant, ce bon exemple a été rapidement oublié et remplacé par une période de grand déclin et de dégradation. Les rois et reines qui leur ont succédé ont commencé à vivre et à régner purement pour leur plaisir et leurs désirs. La quête du plaisir peut commencer par de la gentillesse, mais elle se termine toujours par une cruauté extrême et insupportable. Les Ptolémées sont finalement devenus les pires et les plus terrifiants tyrans que le pouvoir absolu et irresponsable ait jamais vu. Il y avait un vice particulier qu'ils semblaient avoir adopté des nations asiatiques de l'Empire perse, et cela a entraîné des conséquences terribles. Ce vice était l'inceste, la loi de Dieu, qui est non seulement mentionnée dans les Écritures, mais est également comprise par nos instincts, interdit les mariages entre proches parents. La nécessité de cette loi est basée sur des raisons qui ne peuvent être pleinement expliquées ici. Cependant, ces raisons proviennent de facteurs inhérents à la nature humaine en tant qu'êtres sociaux, et elles ont une influence universelle, continue et inarrêtable. Pour protéger les gens des effets physiques et moraux néfastes de certaines unions, la nature a instillé en chacun un instinct fort qui reconnaît le tort de ces mariages. Cet instinct est si puissant et répandu qu'il a mené à une désapprobation claire de telles unions dans presque chaque ensemble de lois écrites à travers l'histoire humaine. Les dirigeants perses n'étaient liés par aucune loi et se sont engagés dans divers types de mariages incestueux sans ressentir de honte. Les Ptolémées ont également suivi leur exemple. L'histoire de l'arrière-grand-père de Cléopâtre, qui est le personnage central de ce récit, offre une illustration vivante de la nature contraire à l'éthique et néfaste des relations incestueuses dans le monde ancien. Il était Ptolémée Physcon, le 7e de la lignée. Pour comprendre comment Cléopâtre elle-même est entrée en scène, nous devons connaître un peu son histoire familiale. Le nom Physcon, qui est devenu par la suite son surnom historique, lui a été donné initialement comme une insulte et une moquerie. Il était de petite taille, mais son excès de nourriture et d'indulgence l'avait rendu extrêmement en surpoids, le faisant apparaître plus comme un monstre qu'un homme. Le mot physcon, d'origine grecque, était utilisé pour décrire de manière moqueuse sa figure ridicule.
La manière dont Ptolémée Physcon est devenu roi en dit long sur son caractère et nous donne une image claire mais effrayante de la manière dont les gens se comportaient et ce qu'ils croyaient à cette époque. Il avait été engagé dans une longue et cruelle guerre avec son frère, qui était roi avant lui. Dans cette guerre, il a fait de nombreuses choses terribles. Finalement, son frère est mort. La femme de son frère, qui était également sa sœur, et leur jeune fils étaient les seuls survivants. Ce fils était probablement destiné à être le prochain roi. Physcon lui-même, étant le frère, n'avait aucun droit, comparé à un fils. Le nom de la reine était Cléopâtre. C'était un nom commun parmi les princesses de la lignée ptolémaïque. Cléopâtre, outre son fils, avait une fille, qui était une jeune fille belle et jeune à l'époque. Son nom était également Cléopâtre. Elle était, bien sûr, la nièce, car sa mère était la sœur de Physcon. Le plan de Cléopâtre, après la mort de son mari, était de faire de son fils le roi d'Égypte et de gouverner comme régente jusqu'à ce qu'il atteigne la majorité. Cependant, les amis et partisans de Physcon ont formé une faction puissante en sa faveur. Ils ont demandé sa présence à Alexandrie pour affirmer ses prétentions au trône. Il est arrivé, et une nouvelle guerre civile était sur le point d'éclater entre les frères et sœurs. Cependant, le litige a finalement été résolu par un traité. Le traité stipulait que Physcon épouserait Cléopâtre et deviendrait roi. De plus, il a été convenu que le fils de Cléopâtre, issu de son précédent mariage, serait nommé comme son successeur. Cet accord a été mis en action pour le mariage avec la mère et le placement de Physcon sur le trône. Cependant, le monstre traître, au lieu de tenir sa promesse concernant le garçon, a décidé de le tuer. Ses habitudes de violence et de cruauté étaient si flagrantes et brutales qu'il a tenté de réaliser l'acte lui-même, en plein jour. Le garçon a couru et crié à sa mère pour de l'aide. Physcon l'a poignardé et tué devant sa mère, montrant l'horrible scène d'un mari tuant le fils de sa femme juste dans ses bras. Il est facile de comprendre le type de relation qui pourrait exister entre un mari et une femme après de telles actions. Il n'y avait aucun amour entre eux dès le départ. Le mariage n'était qu'un accord politique. Physcon méprisait sa femme et a tué son fils. Pour couronner le tout, il est tombé amoureux de sa fille de manière choquante, démontrant sa nature cruelle et imprévisible. La jeune fille, qui trouvait l'homme répulsif tant physiquement que mentalement grotesque, était terrifiée. Malheureusement, elle était complètement sous son contrôle. Il l'a forcée, en utilisant la violence, à faire ce qu'il voulait. Il a rejeté la mère et a fait épouser la fille. Physcon a montré le même comportement cruel et tyrannique envers ses sujets qu'envers sa propre famille. Nous ne pouvons pas fournir de détails spécifiques, mais nous pouvons dire que ces actions terribles sont devenues complètement insupportables et une rébellion très sérieuse a éclaté. En conséquence, il a dû fuir le pays. Il a à peine réussi à survivre parce qu'une grande foule en colère avait encerclé le palais et avait commencé à y mettre le feu. Il voulait brûler le tyran et tous ceux impliqués dans ces crimes. Physcon a réussi à s'échapper. Il s'est enfui à Chypre, emmenant avec lui un beau garçon, son fils de son précédent mariage avec Cléopâtre, qu'il avait divorcé. Ils avaient été mariés pendant un certain temps avant le divorce, et ils avaient eu ensemble un fils. Sa mère l'aimait beaucoup, et Physcon l'a emmené pour cette raison, pour le garder en otage afin que sa mère se comporte bien. Il pensait que, une fois partie, elle pourrait essayer de reprendre le trône. Ses attentes à cet égard se sont réalisées. Les gens d'Alexandrie ont soutenu Cléopâtre et lui ont demandé de devenir la dirigeante. Elle a accepté, peut-être un peu inquiète des risques que cette décision pourrait poser pour son fils qui était loin. Elle s'est calmée en pensant qu'il était avec son père et qu'il ne serait pas blessé. Après un certain temps, Cléopâtre a fermement pris le contrôle d'Alexandrie et des préparatifs ont été faits pour une grande célébration de son anniversaire. Le jour de la célébration, toute la ville était dédiée aux fêtes et à la joie. Le palais accueillait des événements extravagants, tandis que des jeux, des spectacles et des pièces de théâtre se tenaient dans différentes parties de la ville. Cléopâtre elle-même profitait d'une splendide fête dans l'un des palais royaux, en présence des nobles de la cour, des dames et des officiers de l'armée.
Au milieu de toute cette célébration et de cette joie, on a dit à la reine qu'une grande boîte était arrivée pour elle. La boîte a été apportée dans la pièce. Elle semblait contenir un merveilleux cadeau, envoyé par un ami pour célébrer l'occasion. La reine était curieuse de savoir ce qui se trouvait à l'intérieur du coffre mystérieux. Elle demanda à ce qu'il soit ouvert, et les invités se rassemblèrent autour, impatients de voir ce qu'il contenait. La boîte, sous les yeux attentifs de tous, fut ouverte pour révéler une vue choquante à l'intérieur. Elle contenait les restes du seul fils de Cléopâtre issu de Physcon, démembré et placé dans la boîte. Physcon avait envoyé la boîte à Alexandrie, avec ordre de la conserver jusqu'au soir de l'anniversaire, puis de la présenter publiquement à Cléopâtre au milieu des festivités de la scène. Les cris et les pleurs qu'elle poussa en voyant l'horrible scène et la tristesse longue et insupportable qui s'ensuivit démontrèrent à quel point le plan cruel du dictateur avait été efficace pour atteindre son objectif. Nous n'apprécions pas d'écrire ces histoires choquantes de cruauté, et nous sommes sûrs que nos lecteurs n'apprécieront pas non plus de les lire. Cependant, il est important de comprendre la dynamique familiale qui a influencé le grand sujet de cette histoire pour apprécier pleinement son caractère. Nous devons connaître les influences et les exemples qui ont façonné sa vie dès le début. Les privilèges et avantages, ainsi que les influences négatives que les jeunes expérimentent durant leurs premières années ont un grand impact sur leurs actions et choix futurs. Cette compréhension est cruciale lorsqu'on juge les erreurs et les méfaits auxquels ils peuvent se livrer plus tard. Le monstre Physcon a vécu quelques générations avant Cléopâtre, mais le caractère des générations intermédiaires est resté largement inchangé jusqu'à sa naissance. La cruauté, la corruption et le vice qui régnaient dans chaque partie de la famille royale ont augmenté au lieu de diminuer. La nièce de Physcon, qui ne l'aimait pas initialement et qui avait été forcée de l'épouser, est finalement devenue aussi ambitieuse, égoïste et cruelle que lui après sa mort. Elle avait 2 fils, Latyrus et Alexandre. Lorsque Physcon est mort, il a laissé le royaume d'Égypte à elle dans son testament, lui donnant l'autorité de choisir l'un de ses 2 fils pour gouverner avec elle. La personne la plus âgée avait le droit à ce privilège parce qu'elle était née la première. Cependant, elle a préféré la personne la plus jeune parce qu'elle croyait que son pouvoir serait plus fort s'ils régnaient ensemble, car elle aurait plus de contrôle sur lui. Les gens au pouvoir à Alexandrie, cependant, s'opposaient à cette idée et exigeaient que Cléopâtre partage le gouvernement du royaume avec son fils aîné, Latyrus. Ils l'ont obligé à ramener Latyrus de l'exil et à le faire roi de nom. Cléopâtre n'avait d'autre choix que de se conformer, mais elle a fait divorcer son fils de sa femme et épouser une autre femme, qu'elle croyait pouvoir contrôler plus facilement. La mère et le fils ont continué ensemble pendant un moment. Latyrus était le roi de nom, mais leur foyer était un champ de bataille constant en raison du désir de sa mère de tout contrôler et de ses efforts pour résister à sa règle oppressive. Finalement, Cléopâtre a capturé plusieurs des serviteurs de Latyrus, les eunuques qui travaillaient à différents postes dans le palais. Elle les a cruellement blessés et mutilés, puis les a montrés au public. Cléopâtre a faussement affirmé que Latyrus était responsable de ces actes brutaux et a incité le peuple à se soulever et à le punir pour ses crimes. De cette manière et d'autres semblables, elle a fait en sorte que les gens de la cour et de la ville méprisent réellement Latyrus, entraînant son expulsion du pays. Par la suite, il y a eu de nombreuses guerres brutales et violentes entre la mère et le fils, durant lesquelles les 2 parties ont commis des actes horribles l'une contre l'autre. Alexandre, le fils cadet, avait très peur de sa terrible mère. Il a donc choisi de quitter Alexandrie de son propre chef. Cependant, il est finalement revenu en Égypte. Sa mère a immédiatement pensé qu'il planifiait de contester son autorité et a décidé de le tuer. Après avoir appris ses plans et se sentant submergé par son contrôle insupportable, il a décidé de mettre fin à la peur et à l'anxiété dans lesquelles il vivait en la tuant. Il a suivi cet acte et a par la suite fui le pays. Latyrus, son frère, est alors revenu et a régné paisiblement pour le reste de sa vie. Finalement, Latyrus est décédé et son fils, Ptolémée Aulète,
a hérité du royaume. Ptolémée Aulète était le père de la célèbre Cléopâtre. Nous ne pouvons pas rendre l'image présentée dans l'histoire de cette famille célèbre moins dure en considérant la mère d'Aulète comme une exception. Six caractéristiques masculines et impitoyables qu'elle a vigoureusement démontrées tout au long de sa carrière formidable n'étaient pas uniques. Elle ressemblait à d'autres princesses de la lignée en termes d'ambition, d'égoïsme, de cruauté extrême et irréfléchie, et d'un mépris complet pour les principes moraux et les liens familiaux. Elle était, en essence, un exemple typique du reste. Par exemple, elle avait 2 filles qui étaient des suiveuses cohérentes et dignes d'une telle mère. Un passage dans la vie de ces sœurs illustre très fortement le type d'affection fraternelle qui prévalait dans la famille des Ptolémées. Voici ce qui s'est passé. Il y avait 2 princes de Syrie, un pays situé au nord-est de la mer Méditerranée, pas trop loin de l'Égypte. Bien qu'étant frères, ils étaient dans un état de haine intense l'un envers l'autre. L'un d'eux a tenté d'empoisonner l'autre, ce qui a conduit à une guerre entre eux. En conséquence, la Syrie a été grandement affectée par la destruction causée par leurs armées. L'une des sœurs, que nous avons mentionnées, a épousé l'un des princes. Son nom était Tryphène. Durant la guerre en cours entre les 2 frères, Cléopâtre, l'autre sœur, qui avait été précédemment divorcée de Latyrus par sa mère, a épousé l'autre frère. Tryphène était très en colère contre Cléopâtre pour avoir épousé l'ennemi de son mari, et l'hostilité et la haine intense des sœurs s'ajoutaient désormais à l'affichage précédent de passions meurtrières et non naturelles des frères, complétant la démonstration de ce concours honteux au monde. En fait, pendant cette période, Tryphène semblait devenir plus intéressée et excitée par le concours parce qu'elle voulait se venger de sa sœur. Elle suivait de près le progrès du conflit et soutenait activement la poursuite de la guerre. Le parti du mari, pour diverses raisons, semblait être en train de gagner. Le mari de Cléopâtre a été contraint de se déplacer à travers le pays. Et finalement, pour assurer sa sécurité, il l'a laissée à Antioche, une grande ville bien protégée. Il croyait qu'elle y serait en sécurité pendant qu'il combattait dans d'autres zones nécessitant son attention. En découvrant que sa sœur était à Antioche, Tryphène a convaincu son mari de lancer une attaque sur la ville. Il a mené un grand détachement de l'armée et a réussi à assiéger et capturer la ville. Cléopâtre, pour éviter de devenir captive, a cherché refuge dans un temple voisin. Dans le passé, un temple était considéré comme un lieu sûr qui ne pouvait être violé. Ainsi, les soldats l'ont laissé là. Mais Tryphène a demandé à son mari de lui donner sa sœur, Cléopâtre. Elle était déterminée à la tuer, disait-elle. Son mari a tenté de la convaincre de ne pas faire cette terrible chose et il a dit « Ce serait cruel et inutile de la tuer. Elle ne peut pas nous nuire dans la guerre future. La tuer maintenant ne ferait que renforcer son mari et ses amis. De plus, elle a trouvé refuge dans un temple. Et si nous violons ce sanctuaire, nous encourrons la colère du ciel. Souviens-toi également qu'elle est ta sœur, et la tuer serait un crime contre nature et impardonnable. » Avec cela, il a dit à Tryphène d'arrêter d'en parler parce qu'il refusait de laisser quelque chose de mauvais arriver à Cléopâtre. Ce refus de son mari de faire ce qu'elle demandait a rendu Tryphène encore plus en colère et rancunière. Elle est devenue jalouse en voyant combien il se souciait de sa sœur et s'intéressait à son sort. Elle a pensé, ou prétendu penser, que son mari la défendait si passionnément parce qu'il l'aimait. La personne qu'elle haïssait, qui était autrefois juste un ennemi, est maintenant devenue une rivale à ses yeux. Elle a pris sa décision de détruire cette rivale coûte que coûte. Pour mener à bien son plan, elle a commandé à un groupe de soldats intrépides d'entrer de force dans le temple et de la capturer. Cléopâtre, effrayée, s'est précipitée vers l'autel pour sa sécurité et s'y est accrochée fermement. Les soldats ont lutté pour l'arracher à ce sanctuaire. Dans le chaos, Cléopâtre a été tragiquement blessée et, malgré ses efforts pour chercher refuge, elle a succombé à ses blessures sur le sol du temple. Les terribles cris que la pauvre victime a poussés lorsqu'elle a commencé à fuir et à être terrifiée se sont progressivement transformés en les malédictions les plus effroyables envers sa sœur, qu'il avait détruite par une haine implacable alors que sa vie s'échappait.
Malgré les exemples que nous avons montrés du caractère et des actions de cette famille remarquable, le règne de cette dynastie a toujours été considéré comme l'un des gouvernements les plus progressistes, éclairés et réussis de l'Antiquité. Dans le prochain chapitre, nous discuterons de la situation à l'intérieur du pays pendant le règne de CS dirigeants agressifs. Dans le monde d'aujourd'hui, lorsque nous voyons l'ambition, l'égoïsme, les biais politiques, les plans malhonnêtes et les erreurs morales dans les actions des dirigeants et politiciens actuels, il est simple de penser que le caractère des nations s'est détérioré avec le temps. Cependant, une étude approfondie et attentive de l'histoire de cette célèbre dynastie peut remettre sérieusement en question cette croyance. En examinant les actions et le caractère des dirigeants de l'Antiquité, nous pouvons voir que le récit fournit un portrait précis et véridique de la nature générale de ceux qui ont gouverné le monde dans le passé. Cette réflexion pourrait révéler que les problèmes de gouvernance et de leadership ne sont pas uniques à notre époque, mais ont été des défis persistants tout au long de l'histoire. Cléopâtre, chapitre 3. La Silicon Valley du monde ancien. Il ne faut pas supposer que les scènes d'extrême indulgence, de cruauté et de crime, qui étaient fréquemment affichées et poussées à des niveaux extrêmes dans les palais des rois égyptiens, étaient également répandues dans toute la communauté pendant leur règne. L'administration interne du gouvernement et les institutions qui régulaient les activités industrielles du peuple maintenaient la paix et l'ordre et faisaient respecter la justice étaient gérées par des individus qualifiés qui, dans l'ensemble, accomplissaient fidèlement leurs tâches. En conséquence, malgré le comportement indulgent des rois, les affaires régulières du gouvernement et la vie quotidienne des gens se poursuivaient relativement en paix, de manière prospère et heureuse. Tout au long des 300 ans d'histoire des Ptolémées, l'Égypte était constamment une terre d'industrie animée, avec des interruptions occasionnelles. Les inondations survenaient à leur moment attendu, puis se retiraient comme d'habitude. Les vastes champs qui avaient été nourris par l'eau étaient cultivés partout. Les terres étaient labourées, les graines étaient plantées, et les canaux et voies d'eau qui s'étendaient à partir de la rivière dans toutes les directions étaient ouverts ou fermés selon les besoins pour contrôler l'arrosage. Les gens étaient occupés et donc vertueux. Et comme le ciel en Égypte est rarement couvert de nuages et de tempêtes, la vue restait constamment belle, verdoyante et charmante, jour après jour et mois après mois, jusqu'à ce que le grain récolté soit stocké et que la terre soit préparée pour la prochaine inondation. Les gens sont souvent considérés comme vertueux lorsqu'ils travaillent activement. Cela repose sur l'idée que le mauvais comportement dans la société vient souvent du fait de ne pas avoir assez à faire. Dans les grandes communautés, ce problème est le plus courant parmi deux groupes, ceux qui sont si riches qu'ils n'ont pas besoin de travailler et ceux qui sont si pauvres et désavantagés qu'ils ne peuvent pas obtenir de bons emplois. La richesse qui est librement possédée et contrôlable par son détenteur leur permet de la gérer à leur guise. Bien que la richesse puisse parfois conduire les individus à se comporter mal, elle ne corrompt généralement pas des groupes entiers de personnes, car elle ne les rend pas paresseux. Mais si les institutions d'un pays créent une classe privilégiée qui dépend de la richesse héritée ou des rentes fixes pour leurs revenus, et qu'ils n'ont pas besoin de travailler pour vivre, ils finiront inévitablement par être inactifs et oisifs. Les plaisirs vicieux et les indulgences sont le résultat inévitable pour une telle classe dans son ensemble. Les plaisirs simples des humains sont destinés à des moments de détente dans une vie occupée, comme le veut l'auteur de la nature. 6 jouissances sont toujours insuffisantes pour satisfaire quelqu'un qui fait du plaisir son unique but dans la vie. De même, si un groupe de personnes est extrêmement désavantagé et incapable d'être motivé par un travail régulier, en raison de facteurs sociaux ou de circonstances incontrôlables, il est probable qu'ils deviennent corrompus et immoraux. C'est pourquoi le terme de dégradation est souvent associé au vice dans toutes les langues. Il y a de nombreuses exceptions, c'est vrai, à ces lois générales. De nombreuses personnes actives sont très méchantes, et il y a eu fréquemment des instances de la vertu la plus exaltée parmi les nobles et les rois. Pourtant, comme une loi générale,
il est incontestablement vrai que le vice est le résultat de l'oisiveté, et les zones où le vice se trouve sont au sommet et au bas de la société, celles étant les régions où prévaut l'oisiveté. Le meilleur moyen de combattre le vice est de fournir un emploi. Pour créer une société vertueuse, il est important que chacun, quelle que soit sa position, ait quelque chose pour occuper son temps. Suivant ces principes, il devient évident que malgré la dominance apparente de fautes extrêmes et terribles dans les palais des Ptolémées et parmi leurs nobles de cour, la situation était différente dans la gouvernance. Les ministres d'État, responsables du fonctionnement quotidien du gouvernement, exécutaient leurs tâches avec sagesse et dévouement. À tous les niveaux normaux de la société, il y avait généralement un haut niveau de travail acharné, de prospérité et de bonheur. Cette prospérité était répandue, pas seulement dans les zones rurales comme le delta et le long du Nil, mais aussi parmi les marchands, navigateurs et artisans à Alexandrie. Alexandrie est rapidement devenue une ville animée et importante après sa fondation. Plusieurs facteurs ont contribué à son ascension en tant que plaque tournante commerciale majeure. Premièrement, elle a servi de lieu principal pour l'exportation du surplus de grains et de produits agricoles qui étaient abondamment produits le long de la vallée égyptienne. Ce produit était transporté par bateau jusqu'au point le plus haut du delta, où les branches du fleuve se divisaient. Il était ensuite descendu par la branche canopique jusqu'à la ville. La ville elle-même n'était pas située directement sur cette branche, mais sur une bande étroite de terre près de la mer, à une courte distance. Il était difficile d'entrer directement dans le chenal à cause des barres et des bancs de sable à son embouchure, causés par la lutte constante entre le fleuve et la mer. Cependant, les ingénieurs d'Alexandre ont trouvé un endroit profond où la ville a été construite. Ils y ont établi le port, puis ont creusé un canal pour le relier au Nil. Cela a permis un accès facile entre le fleuve et la mer. Les cultures de la vallée étaient transportées en aval du fleuve et à travers le canal jusqu'à la ville. Dans la ville, de grands entrepôts et greniers ont été construits pour stocker les récoltes jusqu'à ce que les navires arrivent au port pour les transporter. Les navires provenaient de divers endroits tels que la Syrie, les côtes de l'Asie mineure, la Grèce et Rome. Ils apportaient des produits agricoles et des articles manufacturés de leur propre pays. Ils les vendaient aux marchands d'Alexandrie et achetaient en retour les produits de l'Égypte. Le port d'Alexandrie était toujours animé et vivant. Les navires marchands arrivaient et partaient constamment ou restaient immobiles dans l'eau près du rivage. Les marins hissaient les voiles, levèrent les ancres ou ramaient leurs grands bateaux à travers l'eau, chantant en tirant les rames. Dans la ville, l'activité était constante. Des hommes déchargeaient les bateaux du canal qui venaient du fleuve. Des porteurs déplaçaient des paquets de marchandises ou des sacs de grains d'un entrepôt à un quai ou d'un débarcadère à un autre. Les gardes du roi défilaient occasionnellement et des navires de guerre arrivaient ou partaient pour amener ou emporter des hommes armés. Ces événements interrompaient parfois, ou, comme les gens auraient pu dire, décoraient la scène du travail productif. Occasionnellement, les activités pacifiques étaient complètement suspendues pendant un court laps de temps en raison d'une rébellion ou d'une guerre civile entre frères rivaux ou à cause de revendications conflictuelles entre une mère et son fils. Ces interruptions, bien que peu nombreuses, n'étaient pas de longue durée. Il était dans le meilleur intérêt de la famille royale de minimiser les dommages à l'économie. La prospérité des activités commerciales et agricoles déterminait les revenus. Les dirigeants le savaient bien. Même si deux princes rivaux pouvaient se haïr et se battre pour détruire leurs ennemis, ils avaient une forte raison d'épargner les biens et la vie des personnes pacifiques. 6 personnes étaient engagées dans un travail rentable et leurs efforts soutenaient le domaine pour lequel les combattants se battaient. Voyant le sujet de cette manière, les dirigeants égyptiens, en particulier Alexandre et les premiers Ptolémées, ont fait de leur mieux pour faire d'Alexandrie une grande ville commerciale. Ils ont construit des palais et des entrepôts. L'un des bâtiments les plus coûteux et les plus célèbres qu'ils ont construits était le phare mentionné plus tôt. Ce phare était une haute tour faite de marbre blanc. Il était situé sur l'île de Pharos, en face de la ville et à une certaine distance de celle-ci.
Il y avait une bande étroite d'eau peu profonde et de bancs de sable reliant l'île au rivage. Une jetée ou une chaussée a été construite sur les bas-fonds, qui est finalement devenue une bande de terre large et peuplée. La partie principale de l'ancienne ville, cependant, était sur le continent. La forme de la terre signifie qu'un phare sur une côte doit être élevé afin que son sommet puisse être vu de loin. Les architectes choisissent habituellement une colline, une falaise ou une zone rocheuse près du rivage pour construire le phare plus haut. Il n'y avait aucune chance de faire cela à Pharos, car l'île, comme le continent, était plate et basse. Ainsi, la seule manière d'atteindre la hauteur nécessaire était de construire une structure élevée en utilisant des blocs de marbre qui devaient être transportés de loin. Le phare d'Alexandrie a été construit durant le règne de Ptolémée Philadelphe, le deuxième souverain de la dynastie. Aucun effort ni dépense n'a été épargné dans sa construction. Sa renommée était en partie due à son emplacement proéminent à l'entrée du plus grand centre commercial de l'époque. Il se tenait là comme un phare guide, attirant l'attention de chaque marin dont le navire apparaissait à l'horizon, offrant réconfort et orientation. La lumière au sommet de la tour était créée par un feu, fait de matériaux qui produiraient une flamme très brillante. Ce feu brûlait lentement pendant la journée et était rallumé lorsque le soleil se couchait. Il était continuellement ravitaillé tout au long de la nuit. Bien sûr, construire et maintenir le phare d'Alexandrie était une réalisation impressionnante. On peut se demander si le crédit pour cette réalisation devrait revenir à l'architecte qui l'a conçu et construit, ou au monarque qui a fourni les ressources nécessaires et le soutien. Le nom de l'architecte était Sostrate, un Grec. Le souverain était le deuxième Ptolémée, également connu sous le nom de Ptolémée Philadelphe. Ptolémée ordonna qu'une tablette de marbre soit placée sur le mur près du sommet de la tour, avec une inscription affichant bien en vue son nom en tant que constructeur. Cependant, Sostrate choisit d'inclure son propre nom à la place. Il fabriqua la tablette et la plaça à sa place. Il écrivit son nom dessus en lettres grecques pour montrer qu'il en était le créateur. Il fit cela secrètement et couvrit la tablette avec un faux matériel qui ressemblait à de la pierre. À l'extérieur, il grava une nouvelle inscription avec le nom du roi. Avec le temps, la chaux s'est désagrégée et l'inscription du roi a disparu. Cependant, son inscription, qui a duré aussi longtemps que le bâtiment, est devenue visible. Il était dit que le phare mesurait 400 pieds de haut. Il fut célèbre dans le monde entier pendant de nombreux siècles. Malheureusement, aujourd'hui, il n'est plus qu'un tas de ruines sans but ni signification. En plus de ce phare imposant, il y avait un autre lieu important dans l'ancienne Alexandrie qui était connu pour sa lumière et son savoir. Il s'agissait d'une immense bibliothèque et d'un musée qui était entretenu par les Ptolémées. Le musée, initialement créé, ne faisait pas référence à une collection d'objets intéressants, comme son nom pourrait le suggérer. Au lieu de cela, c'était un lieu d'éducation, composé d'un groupe d'individus savants qui consacraient leur temps à la philosophie et à la science. L'institution était bien financée et des bâtiments impressionnants ont été construits pour ces activités. Le roi qui l'a commencé a commencé à rassembler des livres pour les membres de l'institution. Cela coûtait beaucoup d'argent car chaque livre ajouté à la collection devait être copié à la main sur du papier spécial avec beaucoup d'efforts et d'attention. De nombreux scribes travaillaient toujours sur cela au musée. Les rois, qui étaient les plus intéressés par la création de cette bibliothèque, prenaient les livres appartenant à des érudits individuels ou les stockaient dans différentes villes de leur royaume. Ils faisaient ensuite faire par les scribes du musée de belles copies de ces livres, gardant les originaux pour la grande bibliothèque alexandrine et donnant les copies aux personnes ou villes qui en avaient été privées. Tout comme ils le faisaient avec les voyageurs en Égypte, ils empruntaient tous les livres précieux qu'ils avaient et en faisaient des copies à rendre, tout en gardant les originaux. Avec le temps, la bibliothèque est passée à 400 000 volumes. Les bâtiments du musée ne pouvaient plus accueillir d'autres livres, mais il y avait un grand temple appelé le Sérapéum dans une autre partie de la ville. Ce temple, dédié au dieu Sérapis, était un splendide complexe de bâtiments. Les origines et l'histoire du temple étaient fascinantes.
Voici l'histoire. L'un des dieux vénérés par les anciens Égyptiens s'appelait Sérapis. Cette divinité avait été révérée par les Égyptiens bien avant que la ville d'Alexandrie soit établie ou que les Ptolémées règnent. Par coïncidence, il y avait une statue portant le même nom dans une ville animée appelée Sinope. Cette ville était située à la pointe d'une péninsule qui s'avançait de l'Asie mineure dans la mer Noire. Sinope était comme l'Alexandrie du Nord. C'était le principal centre de commerce de cette région. Le Sérapis de Sinope était vénéré par les marins comme leur protecteur. Les marins qui visitaient la ville offraient des sacrifices et des prières à Sérapis, croyant qu'il avait le pouvoir de les garder en sécurité pendant les tempêtes. Il répandait le nom et les histoires de ses interventions imaginées partout où il voyageait. En conséquence, la réputation du dieu grandissait et atteignait toutes les côtes de la mer Noire, puis s'étendait à des régions et royaumes lointains. Le Sérapis de Sinope en vint à être considéré comme la divinité protectrice des marins partout. Ainsi, lorsque le premier souverain de la dynastie ptolémaïque faisait des plans pour embellir et agrandir Alexandrie, il reçut un message divin dans un rêve. Le message lui ordonnait d'apporter la statue de Sérapis de Sinope et de la placer dans un temple qu'il construirait en l'honneur du dieu. Il était clair que ce projet apporterait des avantages significatifs à la ville. Premièrement, construire un temple dédié au dieu Sérapis le ferait se démarquer auprès de la population rurale, qui supposerait probablement que la divinité honorée est leur dieu ancien. De plus, Alexandrie deviendrait le principal centre religieux pour les communautés maritimes et nautiques qui ont traditionnellement vénéré le dieu de Sinope. Cela se produirait si leur idole vénérée pouvait être transportée et placée dans un nouveau grand temple spécifiquement construit pour lui à Alexandrie. Alexandrie ne pourrait jamais devenir le principal port et station pour les navires dans le monde, à moins qu'elle n'ait le sanctuaire et le temple du dieu des marins. Ptolémée a donc envoyé un message au roi de Sinope et a proposé d'acheter l'idole. Cependant, l'ambassade n'a pas réussi. Le roi a refusé de céder le dieu. Les négociations se sont poursuivies pendant 2 ans, mais sans succès. Finalement, en raison d'une famine causée par des conditions météorologiques anormales sur la côte, les habitants de la ville ont accepté de céder leur divinité aux Égyptiens en échange de blé. Ptolémée a fourni le blé et a pris possession de l'idole. Il a ensuite construit un temple qui, une fois achevé, surpassait en grandeur et magnificence presque tous les autres édifices religieux du monde. Ce temple a stocké les livres supplémentaires pour la bibliothèque alexandrine lorsque les salles du musée étaient pleines. Au total, il y avait 400 000 rouleaux ou volumes dans le musée et 300 000 dans le Sérapéum. Le musée était connu comme la bibliothèque principale, tandis que le Sérapéum était considéré comme sa filiale. Ptolémée Philadelphe était très intéressé par la collecte de livres pour sa bibliothèque. Il voulait rassembler tous les livres du monde. Il a engagé des érudits et des voyageurs pour découvrir quels livres existaient dans d'autres pays. Lorsqu'il a découvert ces livres, il a fait tout ce qu'il pouvait pour obtenir les livres originaux ou les meilleures copies d'entre eux. Il a envoyé à Athènes et a obtenu des copies des œuvres des célèbres historiens grecs. Ensuite, comme dans d'autres CA, il a fait faire de belles copies. Il a renvoyé les copies à Athènes, accompagnées d'une somme d'argent importante pour compenser la différence de valeur entre les œuvres originales et les copies dans cet échange. Lors de ses recherches de nouveaux livres à ajouter à sa bibliothèque, Ptolémée a appris que les Juifs possédaient des écrits sacrés dans leur temple à Jérusalem. 6 écrits contenaient une histoire détaillée et fascinante de leur nation depuis les temps anciens, ainsi que d'autres livres de prophétie et de poésie. 6 livres, qui étaient les écritures hébraïques de l'Ancien Testament, étaient complètement inconnus de toutes les nations sauf des Juifs. Parmi les Juifs, ils étaient uniquement connus des prêtres et des érudits. 16 livres étaient considérés comme sacrés et étaient conservés à Jérusalem. Les Juifs auraient pensé qu'il était mal de les montrer aux nations non juives. Les personnes instruites d'autres pays n'auraient pas pu les lire car les Juifs se tenaient à l'écart de tous les autres. Ainsi, leur langue était à peine entendue hors de Judée et de Galilée à l'époque. Ptolémée pensait qu'il serait formidable d'avoir des copies de ces livres sacrés dans sa bibliothèque.
6 livres constituaient toute la littérature d'une nation qui était, à certains égards, la nation la plus extraordinaire qui ait jamais existé. Ptolémée avait l'idée de non seulement ajouter une copie de COS écrit en hébreu à sa bibliothèque, mais aussi de les faire traduire en grec. De cette façon, les érudits grecs et romains qui venaient dans sa capitale pourraient facilement les lire. Cependant, la première étape pour accomplir l'un ou l'autre de ces S-plans était d'obtenir la permission des autorités juives. Elles pourraient ne pas vouloir céder des copies de leurs écrits sacrés. Il y avait une situation qui a fait penser à Ptolémée que les Juifs ne voudraient pas satisfaire une demande d'un roi égyptien à cette époque. C'était parce que, lors de règnes précédents, les Égyptiens avaient capturé de nombreux prisonniers pendant les guerres. 6 prisonniers étaient amenés en Égypte et vendus comme esclaves aux personnes qui y vivent maintenant. Ils étaient employés comme ouvriers dans les champs ou à faire fonctionner de grandes pompes à eau. Les maîtres de ces malheureux esclaves croyaient, comme d'autres propriétaires d'esclaves, qu'ils possédaient leurs esclaves comme propriété. D'une certaine manière, cela était partiellement vrai parce qu'ils les avaient achetés au gouvernement après la guerre. Bien que cela ne leur donnait pas le droit légitime de posséder les esclaves en tant qu'individus, on pourrait arguer que cela créait une réclamation valide contre le gouvernement en cas d'émancipation future. Ptolémée ou son ministre, car on ne sait pas qui était responsable, a décidé de libérer ces esclaves et de les renvoyer dans leur pays d'origine. Cela a été fait dans le but d'apaiser les Juifs et de les rendre plus ouverts à la demande qu'il allait faire pour une copie de leurs textes sacrés. Cependant, il a généreusement payé une grande somme de rançon à ceux qui détenaient les captifs. Selon les historiens anciens, qui embellissent toujours leurs histoires avec exagération, le nombre d'esclaves libérés à cette occasion était de 120 000, et la compensation payée aux propriétaires était de 600 talents, équivalent à 600 000 $. Et pourtant, c'était juste une dépense initiale pour préparer l'acquisition d'une nouvelle série de livres et l'expansion de la vaste collection. Une fois les captifs libérés et retournés, Ptolémée a envoyé une grande ambassade à Jérusalem, accompagnée de lettres respectueuses aux grands prêtres et de cadeaux extravagants. Les ambassadeurs ont été accueillis avec le plus grand respect. Ptolémée a demandé à avoir des copies des livres sacrés pour sa bibliothèque, et les prêtres ont joyeusement accepté. Ils ont fait des copies de tous les écrits sacrés, qui étaient magnifiquement réalisés et décorés de lettres en or. Le gouvernement juif a également, à la demande de Ptolémée, choisi un groupe d'érudits hébreux, 6 de chaque tribu, qui étaient compétents à la fois en grec et en hébreu. Leur tâche était d'aller à Alexandrie, spécifiquement au musée, et de créer une traduction précise des livres hébreux en grec. Comme il y avait 12 tribus et 6 traducteurs choisis de chacune, un total de 72 traducteurs étaient impliqués. Cette traduction est devenue connue sous le nom de Septante, dérivé du terme latin Septuaginta duo, qui signifie 72. Bien que les personnes hors de Judée ne considéraient pas ces écritures hébraïques comme des livres d'autorité divine, elles étaient encore très intéressées par elles comme des œuvres d'histoire fascinantes. Les érudits grecs et romains qui visitaient Alexandrie pour étudier au musée étaient particulièrement intrigués. Des copies de la traduction de la Septante ont été réalisées et diffusées dans d'autres pays. Avec le temps, davantage de copies ont été faites, résultant en une circulation étendue de l'œuvre parmi les érudits du monde entier. Lorsque le christianisme s'est répandu à travers l'Empire romain, les prêtres et les moines ont été très intéressés par cette traduction précoce d'une partie si importante des Écritures sacrées, encore plus que les érudits anciens. Ils ont fait de nouvelles copies pour les abbayes, les monastères et les collèges. Lorsque l'imprimerie a été inventée, cette œuvre a été l'une des premières à être imprimée, démontrant l'incroyable pouvoir de la typographie. Le manuscrit original créé par les scribes des 72 et toutes les premières copies qui en ont été faites ont été perdues ou détruites il y a longtemps. Mais à la place, nous avons maintenant des centaines de milliers de livres imprimés qui contiennent des copies de celui-ci. 6 livres se trouvent dans diverses bibliothèques, publiques et privées,
à travers le monde chrétien. Même maintenant, après plus de 2000 ans, vous pouvez trouver une copie de la Septante de Ptolémée dans n'importe quelle grande librairie de tout pays civilisé. Elle a été initialement obtenue grâce à une ambassade nationale et une dépense de plus d'1 million de dollars, selon les comptes. Cependant, de nos jours, vous pouvez facilement l'obtenir pour l'équivalent de 2 jours de salaire pour un travailleur moyen. En plus de construire le phare, le musée et le temple de Sérapis, les premiers Ptolémées ont réalisé de nombreux autres projets avec le même objectif. 6 projets visaient à rassembler diverses sources d'attraction, telles que le commerce, la littérature et la religion, à Alexandrie. Le but était de faire de la ville un centre d'intérêt proéminent et une destination populaire pour les gens du monde entier. Ils ont collecté beaucoup d'argent en taxant lourdement toutes les cultures produites dans la vallée du Nil. Les inondations annuelles, qui apportaient une grande fertilité, fournissaient des fonds pour les trésoreries royales. Ainsi, les pluies en Abyssinie, qui est la source du Nil, ont financé la construction du phare à son embouchure et ont soutenu l'établissement de la bibliothèque à Alexandrie. Les impôts imposés au peuple d'Égypte pour fournir des fonds aux Ptolémées étaient si élevés que la majorité de la population agricole avait à peine de quoi survivre. Tout en admirant la grandeur et la magnificence de la ville, nous devons également reconnaître la pauvreté généralisée et la détresse que la majorité des gens ont affrontée. Ils vivaient dans de petits villages avec des maisons pauvres le long des rives du fleuve pour que la capitale puisse avoir de beaux temples et palais. Ils ont passé leur vie dans l'obscurité et le manque de connaissances pour que 700 000 précieux manuscrits puissent être collectés au musée pour les philosophes et érudits étrangers à utiliser. La politique des Ptolémées était probablement la meilleure, dans l'ensemble, pour le progrès et le bien-être de l'humanité de leur temps. Cependant, nous ne devrions pas négliger les sacrifices qu'ils ont faits pour atteindre ces résultats. De nos jours, nous pouvons obtenir des résultats encore plus grands sans le même niveau de sacrifice. Si les gens des États-Unis choisissent de renoncer au confort et commodité qu'ils apprécient en tant qu'individus, le scénario change. Imaginez si les agriculteurs vivant dans leurs maisons confortables à travers le pays décidaient d'abandonner leurs maisons, meubles, tapis, livres et les privilèges de leurs enfants. Supposons qu'ils ne gardent que suffisamment de leur travail annuel pour tout juste subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, vivant une vie basique dans un abri simple et nu. S'ils envoyaient ensuite tous leurs gains restants à un souverain régnant sur la côte de l'Atlantique, ce souverain pourrait utiliser les fonds pour construire une capitale magnifique. Une telle ville pourrait surpasser l'ancienne Alexandrie des Ptolémées en grandeur et renommée. Le pays paierait le même prix pour sa capitale que les anciens Égyptiens ont payé pour la leur. Les Ptolémées ont utilisé les revenus fiscaux qu'ils ont collectés de manière généreuse et éclairée pour atteindre leurs objectifs. Ils avaient de grandes idées comme construire le phare, déplacer la statue de Sérapis et financer le musée et la bibliothèque. Ces idées ont été exécutées avec le plus grand soin et la perfection. Toutes les autres actions qu'ils ont planifiées et réalisées pour agrandir et améliorer la ville ont été faites avec le même esprit scientifique et éclairé. Ils ont créé de nouvelles rues, construit des palais magnifiques, érigé des quais, des jetées et des brise-lames, et armé et occupé des forteresses et des tours. Ils ont également fait tout leur possible pour attirer un grand nombre de personnes des civilisations les plus avancées de cette époque. La ville offrait de grands incitatifs pour que les marchands, mécaniciens et artisans y vivent. Des personnes de partout dans le monde, y compris des poètes, peintres, sculpteurs et érudits, étaient accueillies et se voyaient fournir tout ce dont elles avaient besoin pour leur travail. Ces plans ont été très réussis. Alexandrie est rapidement devenue très estimée et importante. Lorsque Cléopâtre, qui était destinée à régner sur cette magnifique ville, est apparue sur la scène, il n'y avait qu'une seule ville qui pouvait rivaliser avec la grandeur d'Alexandrie, Rome. Cléopâtre, chapitre 4. La jeunesse de Cléopâtre. Lorsque Cléopâtre est entrée en scène, Rome était la seule ville qui pouvait être comparée à Alexandrie en termes d'importance et d'attrait en tant que capitale. Rome avait un avantage sur la ville égyptienne.
Sa puissance militaire était bien plus grande et avait de l'influence sur de nombreuses nations. Alexandrie gouvernait l'Égypte et quelques côtes et îles proches. Cependant, pendant les 3 siècles où Alexandrie gagnait en puissance et en réputation, l'Empire romain s'était étendu pour englober presque tout le monde civilisé. Jusqu'à présent, l'Égypte avait été trop éloignée pour être directement accessible. Cependant, les événements en Égypte elle-même finirent par s'entremêler avec les actions de l'Empire romain, particulièrement autour de l'époque de la naissance de Cléopâtre. Cela eut un impact significatif et unique sur sa vie, et comprendre ces événements est crucial pour saisir pleinement les circonstances dans lesquelles elle a commencé son voyage. L'expansion de l'Empire romain en Égypte et les interactions résultantes entre les généraux romains et le souverain égyptien ont contribué de manière significative à la renommée de cette reine en particulier. Son histoire se démarque et captive plus que celle des autres 9 Cléopâtres qui ont régné dans la même lignée royale. Ptolémée Aulète, le père de Cléopâtre, était connu pour son mode de vie dissolu et corrompu. Il s'adonnait au vice et à la débauche. Le seul talent qu'il semblait avoir était de jouer de la flûte dont il était fier. Il organisait des concours musicaux à Alexandrie, où les musiciens jouaient pour des prix et la reconnaissance. Il participait également en tant que concurrent à CS Concours. Les gens d'Alexandrie, et le monde en général, pensaient que des activités comme celle-ci ne méritaient pas l'attention de quelqu'un issu d'une famille de souverains aussi célèbres. Il n'aimait pas profondément le roi pour son mauvais comportement et ses crimes, mais il méprisait également son ambition faible. Il y avait une question de savoir s'il avait le droit d'être roi car sa naissance, du côté de sa mère, n'était pas légitime et était de bas statut. Au lieu d'essayer de confirmer et de sécuriser son pouvoir avec un gouvernement fort et réussi, il ignorait complètement les affaires publiques. Pour se protéger d'être renversé, il échafauda un plan pour être reconnu à Rome comme l'un des alliés du peuple romain. Une fois cela arrivé, il croyait que le gouvernement romain se sentirait obligé de le soutenir et de le maintenir sur le trône en séas de danger. Le gouvernement romain était une sorte de république, et à cette époque, les 2 hommes les plus puissants de l'État étaient Pompée et César. César gagnait en puissance à Rome lorsque Ptolémée demanda une alliance. Pendant ce temps, Pompée n'était pas à Rome, car il combattait une guerre contre Mithridate, un puissant souverain qui résistait à la puissance romaine en Asie mineure. César était lourdement endetté et avait désespérément besoin d'argent. Il avait besoin de cet argent non seulement pour faire face à ses problèmes financiers actuels, mais aussi pour financer certains plans politiques importants qu'il avait en tête. Après de nombreuses discussions et retards, il fut convenu que César utiliserait son influence pour s'allier avec le peuple romain et Ptolémée. En retour, Ptolémée paierait à César la somme de 6 000 talents, ce qui équivaut à environ 6 millions de dollars. Une partie de l'argent, disait César, était pour Pompée. Ptolémée reçut le titre d'allié et accepta de lever l'argent qu'il avait promis en augmentant les impôts dans son royaume. Cependant, ces mesures qu'il prit pour sécuriser son trône finirent par conduire à sa chute. La colère et l'insatisfaction de son peuple, qui étaient larges et intenses auparavant, bien qu'elles aient été cachées et contrôlées, éclatèrent maintenant en violence ouverte. C'était insupportable d'avoir ces nouvelles mesures oppressives imposées, en plus de toutes les autres difficultés qu'ils avaient déjà endurées, surtout en considérant les raisons derrière. C'était déjà difficile pour eux de voir leur pays vendu au peuple romain. Mais être forcé de payer pour le transfert était complètement intolérable. Alexandrie se révolta. Ptolémée n'osa agir de manière décisive ou rester calme dans aucune situation. Son premier instinct fut de fuir Alexandrie pour sauver sa vie. Son second fut d'aller à Rome et de demander de l'aide au peuple romain. Ptolémée avait 5 enfants lorsqu'il s'enfuit. La plus âgée était la princesse Bérénice, qui était déjà adulte. Le deuxième enfant est Cléopâtre, qui est le principal sujet de cette histoire. Cléopâtre avait environ 11 ans à cette époque. Il y avait aussi 2 jeunes fils, l'un nommé Ptolémée. Lorsque les Alexandrins découvrirent la fuite de Ptolémée, ils décidèrent de faire de Bérénice la nouvelle dirigeante en son absence.
Il croyait que les fils étaient trop jeunes pour prendre le contrôle pendant cette situation critique, car il était très probable qu'Aulette, le père, tenterait de récupérer son royaume. Bérénice accepta volontiers l'honneur et l'autorité qui lui étaient conférés. Elle s'installa dans le palais de son père et commença son règne avec grandeur et opulence. Avec le temps, elle crut qu'épouser un prince d'un royaume voisin rendrait sa position plus forte. Elle envoya initialement des ambassadeurs proposer à un prince nommé Antiochus de Syrie. Les ambassadeurs revinrent et l'informèrent qu'Antiochus était décédé, mais qu'il avait un frère nommé Séleucos, qui était devenu le successeur. Bérénice les renvoya alors pour faire les mêmes offres à lui. Il accepta les propositions, vint en Égypte, et lui et Bérénice se marièrent. Après avoir passé quelque temps avec lui, Bérénice réalisa qu'elle ne l'appréciait pas en tant que mari, alors elle le fit étrangler. Finalement, après de nombreux autres complots et planifications secrètes, Bérénice parvint à négocier un second mariage et épousa un prince, ou quelqu'un se prétendant prince, d'un pays d'Asie mineure nommé Archélaos. Elle était plus heureuse avec son second mari par rapport au premier, et elle commença enfin à se sentir plus stable et en sécurité sur son trône. Elle croyait qu'elle était désormais prête à s'opposer avec succès à son père s'il tentait jamais de revenir. C'est pendant des temps tumultueux, entourée des influences qui étaient communes dans les maisons de son père et de sa sœur, que Cléopâtre passa ses années formatrices. Bien qu'exposée à divers actes immoraux et cruels, elle grandit comme un enfant espiègle et magnifique dans les palais royaux, bien que quelque peu négligée et gâtée. Pendant ce temps, Aulette, le père, poursuivit son voyage vers Rome. Sa réputation et son histoire étaient largement connues parmi les nations voisines, et il était universellement détesté. Cela était dû à sa vie passée d'immoralité honteuse et à son acte actuel de fuite face aux problèmes causés par ses vices et crimes. Il fit une halte à Rhodes durant son voyage. À cette époque, Caton, un célèbre philosophe et général romain, était également là. Caton était une personne connue pour sa vertu forte et inébranlable, et il avait beaucoup d'influence dans les affaires publiques à cette époque. Ptolémée envoya un messager informer Caton de son arrivée, pensant que le général romain viendrait rapidement lui rendre hommage, lui, un roi d'Égypte, même s'il était actuellement confronté à des difficultés. Caton dit au messager de dire qu'il ne pensait pas avoir d'affaires spécifiques avec Ptolémée. Mais si Ptolémée avait des affaires avec lui, il pouvait venir voir Caton s'il le souhaitait. Ptolémée dut maîtriser sa colère et accepter cela. Il voulait voir Caton car c'était important pour ses plans. Il souhaitait obtenir le soutien et l'aide de Caton. Ainsi, Ptolémée se prépara à rendre visite à Caton au lieu de faire venir Caton chez lui. Il prévoyait d'y aller aussi royalement et impressionnement que possible. Il se présenta chez Caton le lendemain, vêtu de manière élégante et accompagné de nombreuses personnes. Caton, d'autre part, était vêtu très simplement, et sa pièce était simple aussi. Quand le roi entra, Caton ne se leva même pas. Il se contenta de pointer une chaise et dit aux visiteurs de s'asseoir. Ptolémée commença à présenter son Khéa à Caton, espérant gagner le soutien de Caton pour persuader le peuple romain de l'aider. Cependant, Caton ne montra aucune inclination à soutenir Ptolémée. Au lieu de cela, il critiqua Ptolémée d'avoir quitté son royaume et d'être devenu victime des dirigeants romains avides. Caton souligna qu'à Rome, rien ne pouvait être accompli sans pot de vin, et que même toutes les ressources de l'Égypte ne seraient pas suffisantes pour satisfaire le désir insatiable d'argent des Romains. Il termina en suggérant qu'il devrait retourner à Alexandrie et compter sur sa détermination et son initiative pour surmonter les défis auxquels il était confronté. Ptolémée fut embarrassé par ce rejet, mais après en avoir discuté avec ses compagnons et ses partisans, ils conclurent qu'il était désormais trop tard pour faire marche arrière. Ainsi, tout le groupe retourna à leur navire et continua leur voyage vers Rome. Ptolémée découvrit qu'à son arrivée dans la ville, César n'y était pas car il était en Gaule. D'autre part, Pompée, qui était revenu triomphant de ses campagnes contre Mithridate, était désormais un dirigeant puissant et influent au Capitole. Ce changement de situation n'était pas nécessairement mauvais, car Ptolémée entretenait de bonnes relations avec Pompée,
tout comme il l'avait fait avec César. Il l'avait aidé dans ses guerres contre Mithridate en lui envoyant un groupe de soldats à cheval, dans le cadre de sa stratégie de construire de bonnes relations avec le peuple romain de toutes les manières possibles. De plus, Pompée reçut une partie de l'argent que Ptolémée avait payé à César pour l'alliance romaine. Il en recevrait plus si Ptolémée était rétabli. Pompée voulait aider le roi qui s'était échappé. Il l'accueillit dans son palais, le traita bien et prit des mesures pour présenter son séat au Sénat romain. Il demanda au Sénat d'agir rapidement et fermement pour restaurer le roi, car ils étaient obligés de le protéger de ses sujets rebelles. Il y eut initialement une certaine opposition au sein du Sénat romain à soutenir un tel homme, mais elle fut rapidement supprimée. Cela était dû à l'influence de Pompée et aux promesses et pots de vin de Ptolémée. Le Sénat décida de rétablir le roi sur son trône et commença à préparer la mise en œuvre du plan. Les provinces romaines les plus proches de l'Égypte étaient la Cilicie et la Syrie, situées sur la côte est et nord-est de la mer Méditerranée, au nord de la Judée. Les forces stationnées dans ces provinces seraient les plus pratiques pour fournir les troupes nécessaires pour l'expédition. La province de Cilicie était sous le commandement du consul Lentulus. Lentulus était à Rome à ce moment-là pour une raison temporaire, laissant sa province et les troupes stationnées là sous le commandement d'un lieutenant général nommé Gabinius. Il fut décidé que Lentulus, avec ses forces syriennes, serait responsable de restaurer Ptolémée sur son trône. Cependant, avant que ces plans puissent être finalisés, un incident se produisit qui posa une grave menace à leur succès. Il semble que lorsque le père de Cléopâtre quitta initialement l'Égypte, il répandit la rumeur qu'il avait été tué lors de la révolte. Le but de ce plan était de cacher et de déguiser sa fuite. Le gouvernement de Bérénice découvrit rapidement ce qui s'était passé et apprit que le fugitif s'était dirigé vers Rome. Ils conclurent rapidement qu'il allait demander de l'aide au peuple romain et décidèrent que si cela était vrai, le peuple romain devrait d'abord entendre leur version de l'histoire avant de décider en sa faveur. Ils préparèrent immédiatement l'envoi d'une grande ambassade à Rome. La délégation était composée de plus de 100 personnes. Le but de Bérénice en envoyant un si grand nombre n'était pas seulement de montrer du respect pour le peuple romain et l'importance de l'affaire, mais aussi d'empêcher Ptolémée de tenter d'arrêter l'ambassade ou de soudoyer ses membres. Le nombre, bien qu'il fût grand, ne suffisait pas à atteindre cet objectif. Le monde romain tout entier était alors dans un état de désordre et de violence, sous le contrôle de chefs militaires désespérés et imprudents qui permettaient ample opportunité pour la commission de n'importe quel crime imaginable. Ptolémée planifia, avec l'aide de solides partisans qui étaient profondément investis dans son succès, d'embusquer et d'éliminer de nombreux membres de ce groupe avant qu'ils n'arrivent à Rome. Certains furent tués, d'autres empoisonnés, certains furent manipulés et influencés par des pots de vin. Quelques survivants parvinrent à Rome, mais ils étaient trop effrayés par les dangers qui les entouraient pour prendre une quelconque action publique concernant la tâche qui leur avait été confiée. Ptolémée commença à se sentir satisfait de lui-même pour avoir réussi à déjouer les tentatives de sa fille de se défendre contre ses plans. Au lieu de cela, il devint clair que cette terrible trahison avait l'effet opposé de ceux que les auteurs avaient intentionnés. À mesure que plus de personnes à Rome apprenaient les faits, elles devenaient de plus en plus indignées. Le groupe qui s'était initialement opposé à la cause de Ptolémée utilisa cela comme une opportunité pour renforcer leur opposition. Ils gagnèrent un soutien significatif de la colère répandue causée par les crimes de Ptolémée, rendant extrêmement difficile pour Pompée de maintenir sa position. La partie opposante découvrit finalement, ou prétendit découvrir, un passage dans les oracles sibylliens, qui étaient des livres sacrés conservés par les prêtres. 6 livres étaient censés contenir des prophéties sur la manière dont les affaires publiques devraient être conduites, et le passage disait « Si un roi d'Égypte vous demande de l'aide, soyez amical, mais ne lui donnez pas de troupes. Si vous le faites, vous serez en grand danger. » Cela créa un problème pour les amis de Ptolémée. Initialement, ils tentèrent d'éviter ce commandement strict en prétendant que le passage n'existait pas. Ils argumentèrent que tout cela était inventé par leurs ennemis. Cependant,
Cet argument fut rejeté, puis ils tentèrent d'interpréter le passage d'une manière différente de son sens évident. Finalement, ils argumentèrent que, bien qu'ils n'étaient pas autorisés à fournir directement des troupes à Ptolémée, rien ne les empêchait d'envoyer leurs forces armées en Égypte. Ils croyaient qu'en faisant ainsi, ils pourraient aider à réprimer la rébellion et renverser le gouvernement de Bérénice. Ensuite, ils pourraient inviter Ptolémée à retourner pacifiquement dans son royaume et à récupérer sa couronne. Ils insistaient sur le fait que cela ne serait pas considéré comme lui fournir des troupes et, par conséquent, ne serait pas désobéir à l'oracle. Ces tentatives d'éviter de suivre les conseils de l'oracle par les amis de Ptolémée ne firent qu'intensifier les arguments et les désaccords entre eux et ses ennemis plus qu'avant. Pompée fit tout ce qu'il pouvait pour soutenir Ptolémée, mais Lentulus, après une longue période d'incertitude et de retard, conclut qu'il ne serait pas sage de s'impliquer. Finalement, Gabinius, le lieutenant en charge de la Syrie, décida d'entreprendre la tâche. Il fut convaincu par certaines promesses de Ptolémée qui seraient tenues s'il réussissait, et avec quelques encouragements informels de Pompée concernant l'utilisation des troupes romaines sous son commandement. Gabinius décida alors de marcher vers l'Égypte. Son chemin suivrait naturellement les rivages de la mer Méditerranée et conduirait à travers le désert jusqu'à Pélusium, qui avait été mentionné précédemment comme la ville frontière de ce côté de l'Égypte. Depuis Pélusium, il marcherait à travers le cœur du delta jusqu'à Alexandrie. Si l'invasion réussit, il prévoit de renverser le gouvernement de Bérénice et Archélaos. Ensuite, il invitera Ptolémée à revenir et le rétablira sur le trône. Gabinius compte fortement sur l'assistance d'un homme remarquable qui est son second. Cet homme jouera un rôle significatif dans l'histoire future de Cléopâtre. Son nom était Marc-Antoine. Antoine est né à Rome, dans une famille très distinguée. Cependant, son père décéda alors qu'il était très jeune. Il dépensa l'héritage de son père en comportements imprudents et nuisibles. Continuant sur cette voie destructrice, il accumula rapidement d'énormes dettes et se retrouva empêtré dans des problèmes insurmontables. 6 créanciers le harcelaient sans cesse pour de l'argent et prirent des mesures légales pour le forcer à payer, même s'il n'en avait pas les moyens. Il était également constamment poursuivi par de nombreux ennemis qu'il avait faits dans la ville à cause de son comportement violent et de ses activités criminelles. Finalement, il s'enfuit et partit pour la Grèce. Lors de son voyage vers la Syrie, Gabinius rencontra Antoine et lui proposa un poste dans son armée. Antoine, fier et ambitieux, refusa l'offre à moins qu'on ne lui donne un commandement. Reconnaissant la nature audacieuse et énergique d'Antoine, Gabinius accepta ses conditions, voyant les qualités appréciées chez un soldat réussi à cette époque. Il le nomma chef de ses cavaliers. Antoine fit preuve d'excellence dans les campagnes militaires subséquentes en Syrie, et il était maintenant très désireux de participer à cette entreprise égyptienne. En réalité, c'était principalement sa passion et son enthousiasme pour entreprendre cette tâche qui convainquirent Gabinius d'accepter les suggestions de Ptolémée. Le défi et l'obstacle qu'il considérait comme l'aspect le plus préoccupant de toute l'expédition était la traversée du désert pour atteindre Pélusium. En effet, l'Égypte avait toujours compté sur son isolement comme principale défense. Le désert sablonneux et vide, sans eau, était très difficile et dangereux à traverser, même pour un groupe pacifique de voyageurs. Cela serait encore plus dangereux pour une armée, car elle serait exposée aux attaques ennemies en chemin et ferait face à une forte opposition à son arrivée dans le pays habité, épuisé par les difficultés du voyage. À de nombreuses reprises dans l'histoire ancienne, de grandes armées ont tenté de marcher à travers les déserts entourant l'Égypte, mais elles étaient souvent détruites par la faim, la soif ou les tempêtes de sable. Ces défis et risques, cependant, n'effrayaient pas du tout Marc-Antoine. La perspective de les surmonter et de remporter la gloire était l'une des principales raisons pour lesquelles il décida d'entreprendre cette entreprise. Les dangers du désert étaient l'une des choses qui rendaient l'expédition attrayante. Il mena sa cavalerie devant Gabinius pour capturer Pélusium et créer un chemin pour le reste de l'armée pour entrer en Égypte. Ptolémée alla avec Antoine. Gabinius était censé suivre.
Malgré ses défauts, pour dire les choses gentiment, Marc-Antoine avait des qualités admirables. Il était passionné, mais il restait calme, posé et sage. Il montrait constamment une générosité noble et sincère dans ses actions et sa personnalité, ce qui le rendait cher à ses camarades. Il avait environ 28 ans à cette époque. Il était grand et avait une apparence virile. Son visage paraissait intelligent et expressif, avec un front haut, un nez aquilin et des yeux vifs. Il s'habillait de manière très simple et décontractée, et il se montrait très amical et détendu lorsqu'il interagissait avec ses soldats. Il se joignait à eux dans leurs sports, plaisantait avec eux et recevait de bon cœur leurs plaisanteries en retour. Il prenait également ses repas avec eux autour de leur table simple, en plein champ. Ses habitudes d'interaction avec ces hommes auraient été préjudiciables à son autorité s'il avait été un commandant ordinaire. Cependant, dans le cas de Marc-Antoine, ses manières ouvertes et familières ne servaient qu'à souligner et à susciter davantage d'admiration pour son génie militaire et sa prouesse intellectuelle. Antoine mena rapidement et en toute sécurité son groupe de cavaliers à travers le désert et atteignit Pelusium. La ville n'était pas préparée à combattre et se rendit immédiatement. Toute la garnison devint ses prisonniers. Ptolémée voulait qu'ils soient tous tués sur le champ, les considérant comme des rebelles méritant la mort. Cependant, fidèle à son caractère, Antoine rejeta fermement une telle cruauté. Ptolémée dut attendre avant de prendre sa revanche, car il n'avait pas encore le pouvoir. Mais il était confiant que le jour de sa victoire sur sa fille et ses partisans arriverait bientôt. Bérénice et son gouvernement eurent peur lorsqu'ils découvrirent qu'Antoine et Ptolémée étaient arrivés à Pelusium, que la ville était tombée et que Gabinius arrivait avec une immense armée de soldats romains. Archélaos, le mari de Bérénice, avait été ami avec Antoine dans le passé. Antoine les considérait encore comme des amis, même s'ils devaient se battre l'un contre l'autre pour le royaume. Le gouvernement de Bérénice forma une armée. Archélaos en prit le commandement et avança pour affronter l'ennemi. Pendant ce temps, Gabinius arriva avec les troupes romaines principales et commença leur marche, avec Antoine, vers la capitale. Comme ils devaient faire un détour vers le sud pour éviter les criques et les lagunes qui s'étendent dans les terres sur la côte nord de l'Égypte, leur chemin les mena à travers la partie centrale du delta. De nombreuses batailles eurent lieu, les Romains sortant constamment victorieux. Les soldats égyptiens étaient mécontents et rebelles. Ils pouvaient se sentir ainsi car ils voyaient le gouvernement pour lequel ils étaient forcés de se battre comme illégitime. Finalement, une bataille décisive fut livrée. Archélaos fut tué, Bérénice capturée, et leur gouvernement détruit. Cela permit aux armées romaines de marcher sur Alexandrie. Marc-Antoine et Ptolémée étaient tous deux considérés comme des hommes dépravés et vicieux, mais de manière différente par rapport au père de Cléopâtre. La différence entre les hommes devint évidente dans la manière dont ils concentraient leur intérêt et leur attention après la bataille. Pendant le conflit, le roi et la reine d'Égypte, Archélaos et Bérénice, étaient des figures clés pour Antoine et Ptolémée, chacun se démarquant dans l'armée opposée. Antoine était particulièrement concentré sur le bien-être de son ami, le roi, tandis que Ptolémée était profondément préoccupé par le sort de sa fille Bérénice. Après la fin de la bataille, Ptolémée était probablement concentré sur le fait que sa fille avait été capturée, tandis qu'Antoine serait accaparé par la nouvelle de la mort de son ami. Une personne était heureuse et l'autre triste. Antoine rechercha le corps de son ami sur le champ de bataille et, lorsqu'il fut trouvé, il se concentra pour lui offrir des funérailles très grandioses. Lors des funérailles, il semblait qu'il ressentait vraiment et sincèrement de la tristesse pour la mort de son vieil ami. Ptolémée, cependant, était très heureux de trouver sa fille comme sa prisonnière. Le moment qu'il attendait pour obtenir sa vengeance était enfin arrivé, et la première chose qu'il fit lorsqu'il reprit le contrôle d'Alexandrie fut de commander l'exécution de sa fille. Cléopâtre, chapitre 5. La princesse exilée, cauchemar. Avant l'amour de César. Pendant la période où le père de Cléopâtre et sa sœur avaient une terrible dispute,
Comme décrit dans le chapitre précédent, Cléopâtre vivait dans le palais royal à Alexandrie. Elle était une jeune fille attirante, âgée d'environ 15 ans. Heureusement, elle était trop jeune pour être impliquée dans le conflit. Ses 2 frères étaient encore plus jeunes qu'elle. Tous les 3 restaient dans les palais royaux, observant la révolution sans en être affectés. Fait intéressant, les 2 garçons s'appelaient tous 2 Ptolémée. La ville d'Alexandrie était très excitée lorsque l'armée romaine est entrée pour remettre le père de Cléopâtre sur le trône. De nombreuses personnes dans la ville étaient heureuses de voir l'ancien roi revenir. Les observations historiques des monarchies montrent que lorsqu'un roi légitime ou une dynastie est renversée par une population rebelle, la situation change souvent au fil du temps. Même si le règne détrôné était tyrannique et marqué par des crimes odieux, les gens tendent à devenir ouverts à l'idée d'une restauration au bout de quelques années. Dans ce cas spécifique, il n'y avait pas de différence significative dans le gouvernement de Bérénice, qui avait remplacé son père, pour en faire une exception à cette règle générale. La majorité des gens, surtout ceux qui n'avaient pas participé au gouvernement de Bérénice, étaient impatients d'accueillir Ptolémée de retour dans sa capitale. Cependant, ceux qui avaient participé au gouvernement furent tous exécutés sur les ordres de Ptolémée. Il y avait beaucoup d'excitation dans la ville à l'arrivée de l'armée romaine. Jusqu'alors, l'Égypte avait été principalement influencée et contrôlée par les Grecs, tant dans les positions civiles que militaires. L'arrivée des Romains a apporté un nouveau niveau d'intérêt et a ajouté à la gamme déjà diverse d'excitation dans la capitale. Le retour de Ptolémée a été célébré avec des jeux, des spectacles et diverses célébrations. Naturellement, outre le roi lui-même, les généraux étrangers qui ont joué un rôle clé dans la réalisation de cet objectif étaient le principal centre d'attention et d'attraction pendant ces célébrations publiques. Marc-Antoine était particulièrement estimé et admiré par le public à cette époque. Son comportement distinct et son attitude honnête et directe le distinguaient. Son choix de vêtements simples et son comportement soulignaient davantage son unicité. Si use efforts pour sauvegarder la vie des soldats de Pélusium capturés et pour assurer des funérailles honorables aux combattants ennemis tués par son armée, ont conduit les gens à voir un côté noble et généreux de son caractère. Malgré ses défauts, ces actions lui ont valu une admiration et des louanges généralisées. Les défauts d'une telle personne apparaissent souvent comme des vertus aux yeux du monde. Par exemple, il y a une histoire à propos d'Antoine. Une fois, il voulait offrir un cadeau à quelqu'un qui lui avait rendu un service. Il demanda à son trésorier d'envoyer une somme d'argent plus importante que nécessaire comme geste de gratitude, montrant sa nature impulsive et généreuse. Le trésorier, plus prudent que son maître, voulait réduire le montant, mais hésitait à le suggérer directement. Au lieu de cela, il compta l'argent et l'arrangea en une pile où Antoine pourrait le voir. En voyant la grande somme, il pensait qu'Antoine réaliserait qu'elle était excessive. Le trésorier dit qu'il avait envoyé un cadeau à une personne spécifique, comme indiqué. Antoine comprit l'intention du trésorier et suggéra d'envoyer le double du montant parce qu'il s'attendait à ce que cela fasse une meilleure impression. Décider, dans de telles circonstances, de doubler une extravagance juste pour frustrer l'effort sincère d'un serviteur loyal de la réduire est une erreur. Cependant, c'est l'une de ces erreurs que le monde, à travers l'histoire, admirera et louera toujours la personne responsable. En bref, Antoine est devenu le centre d'attention et a reçu les faveurs pendant son séjour à Alexandrie. S'il a spécifiquement attiré l'attention de Cléopâtre à ce moment-là ou non reste incertain. Cependant, elle a attiré son attention. Il admirait sa beauté juvénile, sa vivacité, son intelligence et ses divers talents. Cependant, elle était encore très jeune, seulement 15 ans, tandis qu'Antoine en avait près de 30, donc elle n'a probablement pas fait une très forte impression sur lui. Peu de temps après, Antoine est retourné à Rome et n'a pas revu Cléopâtre pendant de nombreuses années. Lorsque les 2 généraux romains ont quitté Alexandrie, ils ont laissé une partie importante de l'armée sous le commandement de Ptolémée pour l'aider à conserver son trône. Antoine est retourné à Rome. Il est devenu célèbre pour sa marche à travers le désert et pour avoir réussi à envahir l'Égypte et à restaurer Ptolémée.
il a également reçu beaucoup d'argent de Ptolémée, ce qui a aidé à reconstituer ses fonds. Ptolémée a accepté de payer une énorme somme de 2000 talents, ce qui équivaut à 10 millions de dollars, comme prix pour sa restauration. Cela montre à quel point cette célèbre campagne était grande et importante. Ptolémée a obtenu une somme d'argent significative pour ses paiements en prenant les propriétés des amis du gouvernement de Bérénice qui furent tués sur ses ordres. Il était répandu que le nombre de ceux condamnés à mort augmentait grandement parce que Ptolémée avait besoin de leurs biens pour remplir ses obligations. Antoine, à la suite de cette campagne, est passé d'un fugitif disgracié et sans abri à devenir l'une des personnes les plus riches et les plus célèbres de Rome. Cela a également fait de lui l'un des individus les plus puissants de la ville. Une grande guerre civile a éclaté à cette époque entre César et Pompée, et Antoine a soutenu la cause de César. Pendant ce temps, durant la guerre civile entre César et Pompée, Ptolémée a réussi à maintenir sa position sur le trône pendant environ 3 ans. Cela a été rendu possible grâce à l'assistance des soldats romains qui avaient été laissés derrière par Antoine et Gabinius. En vieillissant et à l'approche de la fin de sa vie, il a commencé à réfléchir à qui il devrait donner son royaume. Cléopâtre était l'aîné des enfants et montrait un grand potentiel en termes d'intelligence et d'apparence. 6 frères étaient beaucoup plus jeunes qu'elle. Bien qu'en théorie un fils aurait une revendication plus forte, les talents exceptionnels de Cléopâtre et son influence grandissante rendaient incertaine la sagesse de la négliger. Le père a résolu le problème de la manière typique utilisée par la famille des Ptolémées pour surmonter de telles difficultés. Il a décidé que Cléopâtre devrait épouser son frère aîné et ils régneraient ensemble. Continuant à privilégier l'alliance entre l'Égypte et Rome, qui avait été le principal objectif de son règne, il a officiellement confié la mise en œuvre de sa volonté et le soin de ses enfants au Sénat romain. Le Sénat a accepté la nomination et a choisi Pompée pour agir comme leur représentant pour remplir les responsabilités de la position. Cependant, Pompée était préoccupé par la guerre civile contre César et n'a pris aucune action immédiate concernant sa nomination. Heureusement, il semblait qu'aucune action n'était nécessaire puisque tout le monde à Alexandrie semblait prêt à accepter et soutenir les arrangements faits par le roi avant sa mort. Cléopâtre a été mariée à son frère cadet, qui n'avait qu'environ 10 ans. À l'époque, Cléopâtre elle-même avait environ 18 ans. Puisqu'ils étaient tous les deux trop jeunes pour régner, le royaume était gouverné par 2 ministres choisis par leur père. Pothinus, un eunuque, servait de secrétaire d'État, tandis qu'Aquilas était le commandant en chef des armées. Ainsi, même si Cléopâtre était techniquement appelée reine suite à ces événements, elle n'avait pas encore véritablement accédé au trône. Il y avait encore de nombreux défis et risques à surmonter avant qu'elle puisse devenir dirigeante. Au lieu d'essayer activement d'accélérer ce processus, elle semblait accepter tranquillement les arrangements que son père avait faits pour un moment. Pothinus était un eunuque qui servait d'officier gouvernemental sous Ptolémée. Il était fier, ambitieux et dominateur, avec un fort désir de régner. Il était prêt à utiliser tous les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs. Auparavant, il avait vu Cléopâtre comme une jeune enfant. Maintenant qu'elle était reine, il était réticent à lui donner un véritable pouvoir. Il a observé sa croissance personnelle et son influence grandissante sur les autres dans les premières années après la mort de son père. Cette observation a fait croître rapidement son envie et son antipathie pour elle. Son apparence, ses compétences et un certain charme inexplicable qui était présent dans tout ce qu'elle faisait ont tous contribué à lui donner beaucoup d'influence personnelle. Mais, alors que ces choses rendaient d'autres personnes intéressées par Cléopâtre et attachées à elle, elle rendait seulement Pothinus plus jaloux. Cléopâtre devenait sa concurrente. Il a essayé de la freiner et de la surpasser. Il s'est comporté de manière irrespectueuse et dominante envers elle, cherchant à la maintenir dans une position subordonnée, car il croyait que c'était son devoir. Cela était parce qu'il restait le tuteur de Cléopâtre et de son mari, ainsi que le dirigeant du royaume. Cléopâtre avait un esprit fort, et elle est devenue en colère à cause de ce traitement. Pothinus a fait un effort pour obtenir le soutien de son jeune mari, Ptolémée,
alors que la lutte continuait. Ptolémée était plus jeune et n'avait pas une volonté aussi forte que Cléopâtre. Pothinus a réalisé qu'il pouvait facilement le contrôler plus longtemps par rapport à Cléopâtre. Il a réussi à rendre le jeune Ptolémée jaloux de l'influence grandissante de sa femme et l'a convaincu de se joindre aux efforts pour s'y opposer et l'a sapé. Six tentatives de faire en sorte que son mari ne l'aime plus ont rendu Cléopâtre encore plus en colère. Elle n'était pas quelqu'un qui pouvait être forcé. Le palais était plein de disputes entre les rivaux. Pothinus et Ptolémée ont commencé à prendre des mesures pour obtenir le soutien de l'armée de leur côté. Finalement, ils ont eu une grande dispute et Cléopâtre a été expulsée du royaume. Elle est allée en Syrie. La Syrie était l'endroit le plus proche offrant de la sécurité. C'était également le pays qui avait aidé son père à regagner le trône après qu'il eût été expulsé de nombreuses années auparavant. Alors que son père était initialement allé à Rome, le soutien qu'il avait reçu venait de Syrie. Cléopâtre croyait qu'elle pouvait recevoir une aide similaire en s'y rendant directement. Elle n'a pas été déçue. Elle a obtenu une armée et a commencé à marcher vers l'Égypte, prenant la même route qu'Antoine et Gabinius avaient prise lorsqu'ils étaient venus restaurer son père. Pothinus a levé une armée et est sorti pour la confronter. Il a nommé Achillas comme commandant des troupes et le jeune Ptolémée comme le dirigeant nominal, tandis que lui, en tant que tuteur et principal ministre du jeune roi, détenait le véritable pouvoir. Les troupes de Pothinus se sont déplacées vers Pelusium. Elles ont rencontré les forces de Cléopâtre venant de l'Est. Les armées ont installé des camps proches les uns des autres et ont commencé à se préparer pour la bataille. Cependant, la bataille n'a pas eu lieu. Elle a été arrêtée en raison de certains événements majeurs et inattendus qui se sont soudainement produits dans l'histoire égyptienne. Ces événements ont complètement changé le cours des affaires de manière imprévue. La guerre civile entre les généraux romains César et Pompée, ainsi que leurs partisans, a commencé peu après la mort du père de Cléopâtre. Cette guerre se poursuivait depuis lors avec une grande violence. Les gens en Égypte pouvaient entendre les sons de la guerre de loin, mais cela ne causait pas beaucoup d'inquiétude là-bas. Les énormes armées de ces et deux puissants conquérants se déplaçaient lentement, comme deux féroces oiseaux de proie, volant et combattant dans les airs. Ils ont traversé l'Italie pour aller en Grèce, et de la Grèce à travers la Macédoine jusqu'en Thessalie. Au fur et à mesure de leur avancée, ils se livraient à de terribles batailles entre eux, laissant la destruction dans leur sillage. Finalement, une bataille décisive a eu lieu à Pharsale. Pompée a subi une défaite complète. Il s'était échappé jusqu'au bord de la mer avec quelques navires et un petit groupe de suiveurs, se sentant perdu et désespéré. César le poursuivait sans relâche avec une petite flotte de galères transportant environ 2 ou 3 000 hommes. Bien que cette force fût adéquate pour poursuivre un fugitif, elle était tout à fait inadéquate à tout autre but. Pompée se souvenait de son soutien précédent pour Ptolémée Aulète à Rome, qui avait réussi à restaurer le monarque et avait permis au jeune Ptolémée de devenir le roi. Pompée est alors arrivé à Pelusium et a demandé à Ptolémée de le recevoir et de lui fournir protection. Il a ancré sa flotte près du rivage avant d'envoyer la demande. Pothinus, le véritable commandant de l'armée de Ptolémée, a accepté la demande concernant Pompée. Il a déclaré que Pompée devrait être accueilli et protégé, et il organiserait un bateau pour le transporter jusqu'au rivage. Pompée avait des doutes sur cette offre d'hospitalité, mais il a finalement décidé de se rendre au rivage dans le bateau que Pothinus lui avait envoyé. Une fois arrivé, les Égyptiens, suivant les ordres de Pothinus, l'ont poignardé et décapité sur le sable. Pothinus et son conseil ont décidé que c'était l'option la plus sûre. S'ils accueillaient Pompée, ils pensaient que César deviendrait leur ennemi. S'ils refusaient de l'accueillir, Pompée lui-même serait contrarié, et ils ne savaient pas lequel des deux il serait plus sûr de contrarier. Ils ignoraient comment la guerre se terminerait si les deux généraux étaient autorisés à vivre. Ils ont dit que « Mais en tuant Pompée, nous plairons certainement à César, et Pompée lui-même sera hors jeu. » Pendant ce temps, César, ignorant la présence de Pompée en Égypte, se dirigea directement vers Alexandrie. Il s'est mis en grand danger en faisant cela,
car les forces sous son commandement n'étaient pas suffisantes pour le protéger s'il rencontrait des problèmes avec les autorités là-bas. De plus, une fois arrivé sur la côte égyptienne, il lui serait difficile de repartir. À cette période de l'année, un vent régulier soufflait vers cette partie de la côte. Ce vent facilitait l'arrivée d'une flotte de navires à Alexandrie, mais rendait presque impossible leur retour. César n'avait pas peur du danger dans ses entreprises et plans, bien qu'il soit habituellement prudent. Cependant, son fort désir de poursuivre Pompée pesait plus lourd que toute préoccupation pour sa sécurité. Il atteignit Alexandrie, mais Pompée n'y était pas. Il amarra ses navires au port, débarqua ses troupes et établit une base dans la ville. Par un coup du sort, au même moment, 2 événements significatifs se sont produits. L'assassinat d'un général romain bien connu sur la côte et l'arrivée du général César à Alexandrie sur la côte ouest. 6 événements se sont produits rapidement et en même temps, un peu comme des coups de tonnerre soudains. La nouvelle a surpris tout le pays et captivé l'attention de tous. Dans les camps de Cléopâtre et Ptolémée à Pélusium, il y avait de l'excitation et de l'émerveillement. Au lieu de se préparer pour la bataille, les 2 côtés étaient occupés à spéculer sur les issues possibles du tournant inattendu des événements dans les affaires publiques. Naturellement, tout le monde était concentré sur Alexandrie. Pothinus s'est rapidement rendu à la ville avec le jeune roi, tandis qu'Achillas les a soit accompagnés, soit les a rejoints peu après. Ils ont emporté la tête de Pompée, qu'ils avaient séparée de son corps sur le rivage où ils l'avaient tué. Ils avaient également un sceau qu'ils avaient retiré de son doigt. Lorsqu'ils ont atteint Alexandrie, ils ont envoyé la tête, enveloppée dans un tissu, avec le sceau, comme cadeau à César. Considérant les actions impitoyables et la nature cruelle des Ptolémées, ils croyaient que César prendrait plaisir à voir la tête tranchée et horrifiante de son formidable adversaire et ennemi. Au lieu de cela, il fut choqué et mécontent et ordonna que la tête soit enterrée avec les cérémonies funéraires les plus solennelles et imposantes. Cependant, il accepta et conserva le sceau. L'image gravée dessus représentait un lion tenant une épée dans sa patte, un symbole approprié du caractère des hommes. Bien qu'ils fussent nobles et justes à bien des égards, leur querelle instillait la peur et la terreur à travers le monde. L'armée de Ptolémée resta à Pélusium, tandis que lui et ses conseillers se rendaient à Alexandrie. L'armée était censée garder un œil sur Cléopâtre. Cléopâtre voulait aller à Alexandrie et demander l'aide de César, mais elle ne le pouvait pas car elle était hors du pays, et ses ennemis avaient une armée forte pour l'arrêter. Ainsi, elle resta à Pélusium, ne sachant pas quoi faire. Pendant ce temps, César se trouva bientôt dans une situation embarrassante à Alexandrie. Il avait l'habitude d'avoir un pouvoir complet et absolu depuis de nombreuses années, peu importe où il se trouvait. Maintenant que son rival Pompée était mort, il croyait être le souverain du monde. Cependant, à Alexandrie, il n'avait pas assez de ressources pour soutenir et faire valoir ses revendications. Mais il n'était pas du genre à reculer devant l'avancement de ses revendications, même légèrement, à cause de cela. Il se comporta dans les palais d'Alexandrie comme s'il en était le roi. Il défilait dans les rues de la ville, entouré de ses gardes, et montrait les symboles de pouvoir utilisés à Rome. Il demanda les 6 000 talents que Ptolémée Aulète lui avait promis pour avoir sécurisé un traité avec Rome, et il demanda à Pothinus de payer le montant restant dû. Il a également déclaré que le peuple romain avait été choisi par Aulète pour exécuter sa volonté. En tant que consul romain et représentant du peuple romain, il était de sa responsabilité d'assumer cette tâche. Il devait résoudre le conflit entre Ptolémée et Cléopâtre. Il a demandé à Ptolémée de fournir une déclaration écrite expliquant ses revendications et les raisons pour lesquelles il croyait devoir être le souverain au lieu de Cléopâtre. D'autre part, Pothinus, non habitué à reconnaître quiconque comme supérieur à lui-même, a eu du mal avec l'autorité de César. Bien que le pouvoir de César fût plus limité en portée, Pothinus était têtu et résistait constamment à toutes les demandes de César. Cependant, les méthodes qu'il utilisait étaient en ligne avec son esprit faible et déshonorable. Il a provoqué des combats entre les gens d'Alexandrie et les soldats de César dans les rues. Il pensait que,
Parce que César n'avait qu'un petit nombre de troupes dans la ville et peu de navires dans le port, il pouvait harceler les Romains sans aucune répercussion. Cependant, il manquait de courage pour lancer une attaque ouverte contre eux. Il prétendait être un ami, ou du moins pas un ennemi, mais il les traitait de manière grossière et irrespectueuse. Il acceptait de leur fournir de la nourriture, mais il leur donnait des provisions de mauvaise qualité et endommagées. Lorsque les soldats se plaignaient, il leur disait que puisqu'ils vivaient aux dépens d'autrui, ils ne devraient pas se plaindre de la nourriture. Il remplaçait les assiettes en or et en argent du palais par des assiettes en bois et en faïence, affirmant qu'il devait les vendre pour répondre aux exigences de César. Il a également tenté de créer de l'hostilité dans la ville contre la proposition de César d'entendre et de décider du différend entre Cléopâtre et Ptolémée. Ptolémée se prétendait souverain et refusait de se soumettre à une autorité étrangère. Au lieu de prendre des mesures directes et efficaces, il choisissait de créer des obstacles en provoquant constamment de petites irritations et des ennuis sans intérêt. Les demandes de César auraient pu être injustes, mais elles étaient directes, courageuses et honnêtes. L'opposition de l'eunuque aurait pu être justifiée, mais son approche était perçue comme déshonorable et méprisable. En conséquence, les spectateurs du conflit soutenaient généralement César dans leurs opinions. César, avec seulement une petite force sous son commandement, se trouvait dans une grande et puissante ville. La garnison et la population de la ville devenaient de plus en plus hostiles envers lui chaque jour, l'amenant à reconnaître rapidement le danger croissant de sa situation. Il ne pouvait pas se retirer de la scène. Il n'aurait probablement pas pris sa retraite, même s'il l'avait pu. Ainsi, il est resté dans la ville, se comportant avec prudence et soin. Mais il avait toujours le même comportement confiant et supérieur, comme toujours. Il a immédiatement envoyé un messager en Syrie, qui était le pays le plus proche contrôlé par les Romains, avec l'ordre d'envoyer rapidement plusieurs légions à Alexandrie. Cléopâtre, chapitre 6. La princesse magnifique en présence de César, le soleil d'Égypte. Pendant ce temps, alors que les événements mentionnés dans le chapitre précédent se déroulaient à Alexandrie, Cléopâtre se sentait inquiète et incertaine dans son camp. Elle était incertaine quant à la meilleure marche à suivre. Elle voulait être à Alexandrie parce qu'elle savait que César avait le contrôle total de la situation en Égypte. Elle voulait lui présenter sa cause. Mais Ptolémée et Pothinus parlaient au juge, et elle ne savait même pas s'ils essayaient de se le mettre dans la poche. Pendant ce temps, elle était loin, et personne ne connaissait sa situation, ou même si elle existait encore. Bien sûr, dans cette situation, elle voulait aller à Alexandrie, mais elle était très confuse sur la manière de faire cela. Elle ne pouvait pas mener une armée là-bas parce que l'armée du roi était à Pélusium et bloquait le chemin. Elle ne pouvait pas y aller seule ou avec quelques personnes parce que Pothinus avait des garnisons et des officiers dans chaque ville et village, et il l'arrêterait. Elle n'avait pas de navire, donc elle ne pouvait pas voyager par la mer. Si elle réussissait à atteindre les portes d'Alexandrie, elle devrait encore relever le défi de se frayer un chemin en toute sécurité jusqu'au palais de César. La ville, à l'exception de la zone contrôlée par César, était sous le contrôle du gouvernement de Pothinus. Les défis qu'elle devait relever pour atteindre son but semblaient presque impossibles à surmonter. Cléopâtre était déterminée à essayer. Elle a envoyé un message à César, lui demandant si elle pouvait se présenter devant lui et se défendre. César a accepté et l'a encouragée à venir. Elle a voyagé en bateau avec seulement quelques accompagnateurs le long de la côte jusqu'à Alexandrie. Son principal soutien lors de ce voyage risqué était un serviteur nommé Apollodore. Elle avait aussi quelques autres accompagnateurs avec elle. Lorsqu'ils sont arrivés à Alexandrie, ils ont attendu jusqu'à la nuit, puis se sont approchés de la base des murs de la citadelle. Ici, Apollodore a enveloppé la reine dans un morceau de tapis et l'a couvert d'un tissu pour le faire ressembler à un simple paquet de marchandises. Puis, il a porté la charge sur son épaule et est entré dans la ville. Cléopâtre avait environ 21 ans à cette époque, mais elle avait une silhouette mince et gracieuse, donc le fardeau n'était pas trop lourd pour lui. Apollodore est arrivé aux portes du palais où César séjournait. Les gardes lui ont demandé ce qu'il transportait.
Il a dit que c'était un cadeau pour César. Alors ils l'ont laissé passer et le porteur prétendu a apporté son paquet en toute sécurité. Lorsqu'il a été déroulé et que Cléopâtre est apparue aux yeux de tous, César a été parfaitement charmé par le spectacle. Dans de telles situations, elle a ressenti une gamme d'émotions conflictuelles qu'elle ne pouvait réprimer. 6 émotions ont ajouté une double couche d'intrigue à son visage, déjà joli et expressif, ainsi qu'à ses manières naturellement captivantes. Elle était excitée par l'aventure à travers laquelle elle avait passé, et pourtant satisfaite de son échappée belle face à ses dangers. Elle ressentait une forte curiosité et un intérêt pour l'important personnage devant lequel elle avait été inopinément amenée. Cependant, cela était tempéré par un sentiment de timidité, commun dans de nouvelles situations inattendues comme celle-ci, surtout lorsqu'elle était consciente d'être observée attentivement par des hommes. Ce mélange d'émotions fait partie naturellement de l'expérience d'une femme dans de telles circonstances. La conversation entre César et Cléopâtre a fait une forte impression sur lui. L'intelligence de Cléopâtre, sa vivacité, ses idées uniques et sa manière de les exprimer en faisaient une compagne très divertissante et agréable, en plus de ses charmes. Elle a complètement conquis le cœur du grand conquérant. En raison de son attachement fort pour elle, César est devenu incapable d'agir de manière impartiale dans le différend entre Cléopâtre et son frère concernant leur droit à la couronne. Nous avons souvent tendance à désigner Ptolémée comme le frère de Cléopâtre, bien qu'il fût son mari, car leur mariage était probablement plus une formalité. Ceci est d'autant plus plausible que Ptolémée avait seulement 10 ou 12 ans au moment où Cléopâtre a été expulsée d'Alexandrie. César, qui avait environ 52 ans à l'époque, avait une femme nommée Calpurnia. Ils étaient mariés depuis environ 10 ans. Calpurnia vivait tranquillement à Rome à cette époque. C'était une femme douce et gentille qui aimait profondément son mari. Elle était patiente et compréhensive envers ses défauts, mais aussi inquiète et malheureuse face aux défis et risques que sa nature ambitieuse apportait souvent. César a rapidement développé un fort intérêt pour soutenir la cause de Cléopâtre. Il lui a montré une grande affection, et naturellement, elle a commencé à rendre sa gentillesse. Pour Cléopâtre, avoir un ami sincère et dévoué cherchant à la protéger et à la rendre heureuse était une expérience nouvelle et bienvenue. Son père l'avait toujours négligée, et son frère plus jeune, moins mature, qu'elle avait été forcée d'épouser, était devenu son pire ennemi. Bien qu'il ne fût qu'un pion utilisé par d'autres pour la dépouiller de son héritage et l'exiler, cela ne l'a pas amené à le voir sous un jour plus favorable. Au contraire, cela le rendait à la fois détestable et pitoyable à ses yeux. Même les fonctionnaires du gouvernement au tribunal alexandrin s'étaient retournés contre elle. Ils croyaient pouvoir exercer un contrôle plus grand sur son frère en son absence. Ainsi, elle avait toujours été entourée d'ennemis égoïstes, avide et implacable. Maintenant, pour la première fois, elle semblait avoir un ami. Soudainement, elle a trouvé un protecteur prêt à la soutenir et à la défendre. Cet homme n'était pas seulement attirant et bien élevé, mais il possédait aussi une nature noble et généreuse, couplée à une haute position sociale. Il l'aimait, et elle ne pouvait s'empêcher de l'aimer en retour. Elle lui a entièrement confié son Chéas, partagé tous ses intérêts avec lui, et s'est complètement abandonnée à son contrôle. Sa confiance totale en lui n'était pas injustifiée, surtout quand il s'agissait de 16 tentatives pour la ramener au pouvoir. Les légions de César en provenance de Syrie n'étaient pas encore arrivées, donc sa position à Alexandrie était faible et incertaine. Néanmoins, il a maintenu son allure confiante et déterminée, ne perdant aucun temps à travailler pour la réintégration de Cléopâtre. La revendication audacieuse de César de décider du souverain dans un pays où il était arrivé par hasard, au milieu d'une lutte de pouvoir pour le trône, a souligné l'étendue de l'autorité romaine à cette époque. Son affirmation, faite sans aucun moyen réel de l'appliquer, reflétait combien de pouvoir et de respect l'Empire romain commandait aux yeux des gens autour du monde. Cela révèle également les qualités uniques et la personnalité de César. Peu après l'arrivée de Cléopâtre, César a convoqué le jeune Ptolémée et lui a conseillé de ramener Cléopâtre. Ptolémée, assez âgé pour avoir ses propres pensées, était fortement en désaccord avec cette idée.
Au cours de leur conversation, Ptolémée a découvert que Cléopâtre était à Alexandrie, cachée dans le palais de César. Cette connaissance l'a rendu très en colère et contrarié. Il a quitté la présence de César dans une rage. Il a ôté la couronne qu'il portait habituellement en public, l'a jetée au sol et l'a piétinée. Il a dit aux gens qu'il avait été trahi et a montré des signes d'extrême frustration et de déception. Dans ses efforts pour inciter la colère publique contre César et les Romains, il a centré sa plainte sur les actions de sa sœur. Il a souligné l'indécence de sa reddition à César, utilisant cela comme un point clé pour provoquer l'indignation. Il est tout à fait possible que sa jalousie et sa colère provenaient de quelque chose d'autre que juste les actions de sa sœur. Considérant qu'il partageait probablement des traits avec d'autres Ptolémées de sa famille, sa véritable préoccupation était probablement que Cléopâtre gagne une influence et un pouvoir significatifs. Cette peur serait exacerbée par son alliance avec un protecteur aussi distingué. Cependant, Ptolémée, avec Pothinus, Achillas et tous ses autres amis et partisans, a réussi à créer une agitation généralisée et intense dans la ville. Les gens étaient énervés, se rassemblant en grandes foules en colère, remplies d'indignation. Certaines personnes comprenaient les raisons de leur colère et agissaient en conséquence. Certains individus étaient conscients que le motif derrière l'épidémie soudaine était de cibler les Romains. Ils étaient prêts à s'engager dans des actes violents contre ces intrus étrangers. Leur volonté d'agir était présente, qu'ils aient une raison spécifique ou non. Beaucoup d'autres, la plupart n'ayant aucune véritable compréhension de la situation, savaient seulement que le chaos et la commotion s'ensuivraient dans et autour des palais. Ils étaient attirés par la scène, voulant faire partie de l'action. Ptolémée et ses officiers n'avaient pas un grand groupe de soldats à Alexandrie. Les événements qui s'étaient produits depuis l'arrivée de César s'étaient déroulés très rapidement, donc peu de temps s'était écoulé. L'armée principale était encore à Pelusium. Le principal groupe qui avait attaqué César était la population de la ville, menée par les gardes du roi. César n'avait qu'une petite partie de ses forces au palais pendant l'attaque. Le reste de ses forces était dispersé à travers la ville. Malgré cela, César ne se sentait pas inquiet et ne se limitait pas à des actions défensives. Il a envoyé un groupe de soldats capturer Ptolémée et le ramener comme prisonnier. Les soldats, entraînés et disciplinés comme des combattants romains qualifiés, étaient pleins d'excitation et d'énergie. Ce genre d'esprit se produit souvent dans les troupes menées par César lui-même. Avec ces avantages, il pouvait accomplir presque n'importe quelle mission, même contre une population civile grande et enragée. Les soldats sont sortis, ont capturé Ptolémée et l'ont ramené. Les gens étaient initialement choqués par l'audace de cette action, puis en colère contre le manque de respect de celle-ci, vue comme une attaque contre leurs dirigeants. Le tumulte aurait pu devenir encore plus fort, mais César, ayant atteint ses objectifs de capturer à la fois Cléopâtre et Ptolémée, a décidé qu'il valait mieux apaiser les choses. Il est monté à une haute fenêtre de son palais, où la foule en colère ne pouvait pas l'atteindre, et a commencé à signaler qu'il voulait leur parler. Lorsqu'il y a eu le silence, il leur a donné un discours destiné à les calmer. Il a expliqué qu'il n'affirmait pas son autorité pour choisir entre Cléopâtre et Ptolémée comme leurs supérieurs. Au lieu de cela, son rôle était de remplir la responsabilité qui lui avait été confiée par Ptolémée Aulète, leur père. Ce devoir impliquait de représenter les intérêts du peuple romain. En outre, il a déclaré qu'il n'avait aucune autorité en la matière. Son seul but, en remplissant son devoir de révision de l'affaire, était de résoudre la question de manière équitable et raisonnable pour toutes les parties impliquées. Cela visait à empêcher la guerre civile de s'escalader et de causer des dommages sévères au pays. Il les a conseillés de partir et d'arrêter de causer des troubles dans la ville. Il a promis de résoudre le problème entre Cléopâtre et Ptolémée et croyait que tout le monde serait heureux de sa décision. Ce discours, donné avec éloquence et persuasion, d'une manière digne et imposante pour laquelle les discours de César aux foules indisciplinées étaient connus, a eu un impact significatif. Certaines personnes ont été convaincues, tandis que d'autres ont été réduites au silence.
Ceux qui restaient rancuniers et en colère se sont trouvés impuissants en raison de la pacification de la majorité. La foule en colère s'est dispersée, et Ptolémée est resté avec Cléopâtre sous la garde de César. Le lendemain, César a tenu sa promesse et a convoqué une réunion avec des individus influents d'Alexandrie et des fonctionnaires gouvernementaux. Il a présenté Ptolémée et Cléopâtre pour résoudre leur conflit. Le testament original, créé par Ptolémée Aulète, avait été conservé dans les archives publiques d'Alexandrie et était bien préservé. Une copie vérifiée du testament avait également été envoyée à Rome. César a fait sortir le testament original et l'a lu à l'Assemblée. Les dispositions étaient très claires. Il était indiqué que Cléopâtre et Ptolémée devraient se marier et avoir un pouvoir conjoint en tant que roi et reine. Le document reconnaissait la République romaine comme une alliée de l'Égypte. Il désignait le gouvernement romain comme l'exécuteur testamentaire et le tuteur du roi et de la reine. Ce document était très clair et explicite. Rien qu'en le lisant, il semblait répondre à la question. César a proclamé que Cléopâtre devrait détenir un pouvoir égal à celui de Ptolémée. En tant que représentant romain et exécuteur du testament, il a déclaré que c'était son devoir de protéger les droits du roi et de la reine. Il était difficile de contester sa décision. En plus de Cléopâtre et Ptolémée, il y avait 2 autres enfants de Ptolémée Aulète dans la famille royale à cette époque. L'une était une fille nommée Arsinoé. L'autre était un garçon qui, curieusement, portait le même nom que son frère, Ptolémée. Les enfants en question étaient assez jeunes. Cependant, César croyait que leur accorder un territoire royal pourrait gagner la faveur des Alexandrins et augmenter la probabilité qu'ils acceptent sa décision. Il a suggéré d'attribuer l'île de Chypre à eux. C'était un cadeau parce que Chypre était sous contrôle romain à cette époque. Tout le monde semblait heureux de cette décision, sauf Pothinus. Il avait toujours été un ennemi fort et de longue date de Cléopâtre, et il savait que sa réintégration conduirait à sa chute et à sa ruine. Il a quitté la réunion en se sentant contrarié et a décidé qu'il n'était pas d'accord avec la décision. Au lieu de cela, il prendrait des mesures immédiatement pour empêcher cela de se produire. César a organisé une série d'événements et de fêtes pour célébrer et confirmer la restauration d'une bonne relation entre le roi et la reine et la fin résultante de la guerre. Il pensait que d'avoir de grandes célébrations aiderait à éliminer les mauvais sentiments que les gens avaient encore. Il espérait que ces événements feraient en sorte que tout le monde dans la ville se sente plus aimable et plus amical les uns envers les autres. Les gens ont accepté ces mesures et ont activement travaillé pour les réaliser. Cependant, Pothinus et Achillas ont secrètement tenté d'organiser un groupe et de faire des plans pour éliminer l'influence de César et rendre Ptolémée le seul dirigeant à nouveau. Pothinus a dit à tous ceux qui voulaient bien l'écouter que la véritable intention de César était de faire de Cléopâtre la seule reine et d'éliminer Ptolémée du pouvoir. Il les a exhortés à se joindre à lui pour s'opposer à ce plan, car cela résulterait en l'Égypte étant dirigée par une femme. Il a également conçu un stratagème avec Achillas pour rappeler l'armée de Pélusium. L'armée comptait 30 000 hommes. Les conspirateurs pensaient que s'ils pouvaient amener cette armée à Alexandrie et la garder sous le commandement de Pothinus, ils obtiendraient un avantage significatif. Avec cette armée, ils croyaient pouvoir surpasser César et ses 3 000 soldats romains. Cependant, il y avait un risque à ordonner à l'armée de marcher vers la capitale. Ptolémée, sous l'influence de César, pourrait communiquer avec les officiers et prendre le commandement de l'armée, sabotant ainsi les plans des conspirateurs. Pour éviter cela, il a été convenu qu'Achillas quitterait Alexandrie, se rendrait au camp à Pélusium, prendrait le commandement des troupes là-bas et les mènerait à la capitale. Il ne suivrait les ordres de Pothinus pendant ses actions et après son arrivée. Même s'il y avait probablement des gardes aux portes et sur les routes hors de la ville, Achillas a réussi à s'échapper et à rejoindre l'armée. Il a mené les troupes et a commencé à marcher vers la capitale. Pothinus est resté dans la ville en tant qu'espion, prétendant être d'accord avec la décision de César et être amical avec lui. Mais secrètement, il planifiait de renverser César et recueillait des informations pour aider l'armée et Achillas à leur arrivée.
Toutes ces choses ont été faites en secret, et les conspirateurs étaient très habiles dans la planification et la réalisation de leur complot. César semblait ne pas savoir ce que ses ennemis faisaient jusqu'à ce qu'il entende que l'armée de Ptolémée, avec au moins 20 000 soldats, approchait de la ville. Pendant ce temps, les forces qu'il avait demandées de Syrie n'étaient pas encore arrivées. Avec des ressources limitées, il n'avait d'autre choix que de protéger la capitale et lui-même du mieux possible. Il a décidé de tester l'impact des ordres envoyés au nom de Ptolémée pour empêcher l'armée de s'approcher de la ville. 2 officiers ont reçu CS ordres et ont été envoyés pour les remettre à Achillas. Les noms des officiers étaient Dioscoride et Sérapion. Il est évident de la situation qu'à l'époque ancienne, l'autorité et l'importance d'un roi étaient hautement considérées. Cela est exemplifié par Achillas, qui, à l'arrivée de ces hommes avec un ordre clair de Ptolémée, a choisi de les tuer immédiatement au lieu d'entendre leur message. Cette décision a probablement été prise pour éviter la responsabilité de désobéir aux ordres. Il savait que s'il pouvait capturer Alexandrie avec succès, chasser César et Cléopâtre et restaurer Ptolémée comme seul dirigeant, le roi serait probablement satisfait du résultat. Dans un tel scénario, tout mauvais comportement passé de sa part pourrait être ignoré, à condition qu'il ne défie pas ouvertement un ordre direct. Indépendamment de la nature des commandes apportées par CS messager, il croyait qu'elles étaient probablement données sous l'autorité de César et non par choix propre de Ptolémée. Dans les SIA où les commandes venaient au nom de Ptolémée, il était d'usage parmi les officiers servant sous les dirigeants militaires anciens d'éliminer les messagers plutôt que de recevoir le commandement, car cela évitait le risque direct de désobéir à un ordre royal. Achillas a alors ordonné que les officiers soient capturés et tués. Les soldats ont suivi les ordres et les ont poignardés, puis les corps ont été emportés. Cependant, il a été découvert que les soldats n'avaient pas correctement achevé leur tâche. Ils n'étaient pas intéressés par l'assassinat de sang-froid, et peut-être qu'ils ont ressenti un sentiment de compassion qui les a empêchés de le faire. Au final, même si les 2 hommes étaient gravement blessés, seulement l'un d'entre eux est mort. L'autre a vécu et s'est rétabli. Achillas a continué à avancer vers la ville. César, réalisant que la situation devenait très sérieuse, a pris le commandement de la capitale et a commencé à faire les arrangements nécessaires pour se défendre là-bas. 6 effectifs étaient trop petits pour défendre toute la ville contre la grande force qui venait l'attaquer. Ainsi, il a placé ses troupes dans les palais, la citadelle et d'autres parties de la ville qui pouvaient être défendues. Il a bloqué toutes les rues et routes menant à ces lieux et a renforcé les portes. Et tout en faisant de son mieux pour utiliser les moyens de défense limités dont il disposait, il a également fait des efforts pour obtenir de l'aide de l'extérieur. Il a envoyé des navires vers divers endroits accessibles depuis Alexandrie, tels que la Syrie, Chypre et Rhodes, où des soldats romains pourraient être stationnés. Son objectif était de demander aux autorités de CIS en droit d'envoyer rapidement des troupes supplémentaires à son aide. Pendant ce temps, Cléopâtre et Ptolémée sont restés dans le palais avec César, censés travailler ensemble avec lui pour défendre la ville contre Achillas. Cléopâtre a coopéré sincèrement, mais le soutien de Ptolémée n'était pas très fiable. Bien qu'il ait dû prétendre être du côté de César en raison de sa position, il voulait probablement secrètement qu'Achillas réussisse et renverse les plans de César. Pothinus était plus activement hostile envers eux, bien qu'il fût encore prudent. Il communiquait secrètement avec Achillas, partageant occasionnellement des informations sur les événements et les préparatifs de défense dans la ville, ainsi que lui donnant des instructions sur quoi faire. Il était très prudent et sage dans toutes ses actions, prétendant tout le temps être du côté de César. Il agissait comme s'il aidait très activement César à mieux sécuriser les différentes zones où des attaques étaient anticipées et à finaliser et compléter les plans de défense. Cependant, malgré sa ruse, il a été pris dans ses actions trompeuses et sa carrière s'est brusquement terminée avant que le conflit majeur ne survienne. Il y avait un barbier dans la maison de César qui, pour une raison quelconque, a commencé à soupçonner Pothinus.
N'ayant pas grand-chose d'autre à faire, le barbier passait son temps à observer les actions de l'eunuque et à informer César à leur sujet. César a dit au barbier de continuer à surveiller. Il l'a fait, et bientôt ses soupçons ont été confirmés lorsqu'ils ont intercepté une lettre que Pothinus avait écrite à Achillas, qui a ensuite été apportée à César. Cela a fourni les preuves requises de ce qu'ils ont qualifié de sa culpabilité, et César a ordonné qu'il soit exécuté par décapitation. Cet événement a naturellement causé une grande agitation dans le palais, car Pothinus avait été le ministre d'État dominant pendant de nombreuses années, agissant essentiellement comme le roi. Son exécution a également causé la peur parmi beaucoup d'autres qui, bien que sous le contrôle de César, espéraient secrètement qu'Achillas réussirait. Une personne qui était très inquiète de ces peurs était Ganymède. Il était l'officier responsable d'Arsinoé, la sœur de Cléopâtre. Le plan de César d'établir Cléopâtre comme co-dirigeante avec son frère Ptolémée sur Chypre ne s'est pas réalisé. Après que César ait pris sa décision, l'attention de tous s'est déplacée vers les nouvelles de l'armée approchante et les préparatifs nécessaires pour la bataille à venir. Arsinoé est resté dans le palais avec son gouverneur Ganymède. Ganymède avait rejoint Pothinus dans ses complots. Lorsque Pothinus a été décapité, Ganymède a décidé qu'il serait plus sûr pour lui de fuir. Il a décidé de s'échapper de la ville avec Arsinoé. C'était une tentative dangereuse, mais il a réussi à le faire. Arsinoé était impatiente de partir, car elle était assez âgée pour ressentir le fort désir de pouvoir qui semblait être un trait commun à chaque membre de la famille ptolémaïque. Elle était insignifiante et sans pouvoir dans sa position précédente, mais à la tête de l'armée, elle pouvait immédiatement se transformer en reine. Cela s'est déroulé exactement comme elle l'avait anticipé. Achillas et ses troupes l'ont accueillie avec des acclamations. Sous la direction de Ganymède, une décision a été prise concernant la succession royale. Ils ont noté que le reste de la famille royale était retenu captif par un général étranger, qui avait pris le contrôle de la capitale de manière inattendue. Cette situation a laissé les royaux incapables d'exercer leur pouvoir. En conséquence, ils ont décidé qu'Arsinoé devrait assumer la couronne. Par conséquent, ils l'ont déclarée reine. Tout était désormais prêt pour une bataille féroce pour la couronne entre Cléopâtre, soutenue par César, et Arsinoé, soutenue par Ganymède et Achillas. Le jeune Ptolémée, quant à lui, restait prisonnier de César. Il était confus face à la situation compliquée et ne savait pas quel résultat espérer. Il était difficile de prédire s'il serait mieux pour lui que Cléopâtre ou Arsinoé deviennent le successeur. Cléopâtre. Chapitre 7. La guerre qui a incendié la plus grande bibliothèque antique du monde, par amour, guerre alexandrine. La guerre qui s'ensuivit, résultat des intrigues et des manœuvres décrites dans le dernier chapitre, est connue dans l'histoire de Rome et de Jules César sous le nom de guerre d'Alexandrie. Les événements survenus pendant son déroulement et sa fin, avec la victoire de César et de Cléopâtre, seront discutés dans ce chapitre. Initialement, Achillas avait un avantage significatif sur César en termes de la force de ses troupes. César, en fait, n'avait qu'un groupe de 3 ou 4 000 soldats avec lui. Il les avait rapidement rassemblés et les avait mis sur une petite flotte de galères rhodiennes pour poursuivre Pompée à travers la Méditerranée. Lorsqu'il navigua depuis l'Europe avec une petite flotte, probablement, il ne s'attendait pas à atteindre l'Égypte ou à s'impliquer dans des opérations militaires majeures là-bas. En contraste, Achillas commandait une armée de 30 000 soldats. 16 soldats étaient un groupe divers, mais ils étaient tous expérimentés et habitués au climat égyptien. Ils étaient compétents dans les types de guerre qui fonctionnèrent bien en Égypte. Certains d'entre eux étaient des soldats romains. Ces hommes étaient venus avec l'armée de Marc-Antoine de Syrie lorsque Ptolémée Aulète, le père de Cléopâtre, fut remis sur le trône. Ils furent laissés en Égypte, servant sous Ptolémée, lorsque Antoine retourna à Rome. Certains étaient égyptiens. Dans l'armée d'Achillas, de nombreux esclaves en fuite s'étaient échappés de différents endroits le long de la côte méditerranéenne et avaient été ajoutés à l'armée égyptienne au fil du temps. Ces fugitifs étaient tous des hommes très déterminés et désespérés. Achillas commandait également une force de 2000 chevaux.
Avec une telle grande cavalerie, il devint le souverain incontesté de tout le terrain ouvert à l'extérieur des murs de la ville. Achillas avança lentement avec ses troupes jusqu'à ce qu'il atteigne les portes d'Alexandrie. Il entoura la ville de tous les côtés et piégea César à l'intérieur. César était dans une situation extrêmement dangereuse. Cependant, il était habitué à se sortir de situations dangereuses. Donc, ni lui, ni son armée ne semblaient inquiets du résultat. César se sentait personnellement fier et heureux de faire face aux défis et aux risques qui se présentaient à lui parce que Cléopâtre était avec lui. Elle vit comment il gérait la situation, admirait sa force et son courage, et lui montrait son amour pour ses efforts et ses sacrifices pour la soutenir. Elle lui divulguait toutes les informations tout en observant tous les événements avec un vif intérêt. Elle était pleine d'espoir et fière de la personne qui s'était proposée pour la défendre. En bref, elle était reconnaissante, admirative et amoureuse. Six émotions fortes la rendaient également encore plus charmante. La force naturelle et la vivacité de sa personnalité devenaient plus douces et plus modérées. Sa voix, qui avait toujours eu un certain charme indescriptible, gagnait en douceur grâce au pouvoir de l'amour. Son visage rayonnait d'une énergie et d'une beauté renouvelée. La vivacité et l'esprit de sa personnalité, qui évoluerait plus tard en audace et excentricité, étaient à ce moment tempérés par son admiration respectueuse pour César. Cette admiration prêtait une retenue convenable à son caractère, faisant d'elle une compagne exceptionnellement captivante. César était complètement captivé par les charmes qu'elle montrait sans le savoir. Dans d'autres circonstances, l'attachement d'un commandant militaire aurait pu affecter ses devoirs. Cependant, dans ce cas, l'amour de César pour Cléopâtre le motivait à mener à bien les opérations qu'il avait entreprises en son nom avec encore plus de détermination et d'énergie. La première chose que César fit fut de concentrer et de renforcer sa position dans la ville. De cette façon, il pouvait se défendre là-bas contre Achillas, jusqu'à ce qu'il obtienne un soutien supplémentaire de l'extérieur. À cette fin, il choisit un groupe spécifique de palais et de citadelles situés près de la tête du long quai ou chaussée qui menait au phare. Il déplaça ensuite ses troupes d'autres zones de la ville et les stationna là. La zone qu'il contrôlait avait d'importants arsenaux de la ville et des greniers publics. César rassembla toutes les armes et les fournitures de guerre qu'il pouvait trouver dans d'autres parties de la ville, ainsi que toute la nourriture et les provisions des zones de stockage public et des entrepôts privés, et stocka tout à l'intérieur de ces lignes. Il entoura ensuite toute la zone de défense solide. Les routes y menant étaient bloquées par des murs de pierre. Les maisons à proximité qui auraient pu donner un abri à un ennemi étaient détruites, et les matériaux étaient utilisés pour construire des murs là où ils étaient nécessaires ou pour renforcer les barricades. Des machines militaires impressionnantes étaient mises en position pour lancer de lourdes pierres, des poutres en bois et d'autres gros projectiles. Des ouvertures étaient créées dans les murs et les défenses de la citadelle selon les besoins pour permettre à ces machines de fonctionner plus facilement. Il y avait une puissante forteresse située à l'avant du quai ou mole qui menait à l'île du phare. Cette forteresse n'était pas sous le contrôle de César et était encore détenue par les autorités égyptiennes. Les Égyptiens contrôlaient l'entrée du mole. L'île elle-même, ainsi que la forteresse à l'extrémité opposée du quai, étaient également encore sous le contrôle des autorités égyptiennes. Ils semblaient enclins à la garder pour Achillas. Le mole était très long, car l'île se trouvait à presque 1 mille de la côte. Il y avait une petite ville sur l'île, en plus de la forteresse ou du château construit là pour la protection. La garnison du château était bien fortifiée, et la ville elle-même abritait une population robuste. Cette communauté était principalement composée de pêcheurs, de marins, de naufrageurs et d'autres types audacieux souvent trouvés dans de tels endroits. Depuis les fenêtres de leur palais, Cléopâtre et César voyaient l'île avec le grand phare au milieu et le château à sa base. Ils voyaient également l'isthme long et étroit qui la reliait au continent. Ils réalisèrent qu'il était important de prendre le contrôle de ce poste car il commandait l'entrée du port. Dans le port, du côté sud du mole, il y avait de nombreux navires égyptiens. Certains étaient brisés
et d'autres étaient armés et équipés à différents degrés. Achillas avançait vers la ville depuis le côté opposé du port. 6 navires n'avaient pas encore été pris par Achillas, mais il était probable qu'il les prendrait une fois qu'il aurait accès aux parties de la ville que César avait quittées. Empêcher cela était essentiel, car le contrôle d'Achillas sur la flotte aurait des implications significatives. En particulier, s'il maintenait le contrôle de l'île de Pharos, il dominerait effectivement tout l'accès maritime à la ville. Il pourrait alors non seulement obtenir plus de troupes et de fournitures pour lui-même de cette zone, mais il pourrait également bloquer efficacement l'armée romaine pour qu'elle n'en obtienne aucune. César croyait qu'il avait besoin de se protéger de ce danger. Il a atteint son objectif grâce à une stratégie à 2 volets. D'abord, il a envoyé une mission pour détruire tous les navires dans le port. Parallèlement, il visait à capturer un fort sur l'île de Pharos, qui était clé pour contrôler l'accès au port. Cette mission fut très réussie. Les soldats brûlèrent les navires, capturèrent le fort, chassèrent les soldats égyptiens et les remplacèrent par des soldats romains. Ensuite, ils retournèrent en toute sécurité aux lignes de César. Cléopâtre observait ces actions depuis les fenêtres de son palais et admirait grandement le courage et la détermination de ses protecteurs romains. Les navires égyptiens furent brûlés lors de cette action, ce qui fut heureux pour Cléopâtre et César. Cependant, cela a entraîné une catastrophe qui a été pleurée par le monde civilisé entier depuis. Certains des navires en feu furent poussés par le vent vers le rivage, les amenant à mettre le feu aux bâtiments à proximité. Le feu se propagea et provoqua un grand incendie qui détruisit la plupart de la bibliothèque. Cette bibliothèque était la seule collection d'écrits anciens qui avait jamais été faite et elle n'a jamais été remplacée. La destruction de la flotte égyptienne a également conduit à la chute et à la ruine d'Achillas. Depuis l'arrivée d'Arsinoé dans le camp, il y a eu une rivalité et une jalousie constante entre lui et Ganymède, l'eunuque qui est venu avec Arsinoé lorsqu'elle a fui. L'armée a été divisée en 2 groupes, certains soutenant Achillas et d'autres soutenant Ganymède. Arsinoé soutenait les intérêts de Ganymède. Après que la flotte a été brûlée, elle a accusé Achillas d'être responsable de la perte en raison de sa négligence ou de son incompétence. Achillas a été jugé, reconnu coupable et exécuté. Ganymède a ensuite pris en charge l'administration du gouvernement d'Arsinoé en tant que son ministre d'État et le commandant en chef de ses armées. Pendant ce temps, l'armée égyptienne a investi les zones de la ville que César avait laissées. Cela a causé la panique et la confusion, comme c'est toujours le CAC lorsqu'il y a un changement soudain et forcé de contrôle militaire au sein d'une ville. Les troupes de Ganymède ont encerclé les citadelles et les fortifications de César, le piégeant à l'intérieur. Ils ont bloqué toutes les routes terrestres menant aux lignes de César et ont commencé à se préparer à attaquer. Ils ont construit des armes pour détruire les murs et ont installé des ateliers et des forges partout dans la ville pour fabriquer des flèches, des lances et d'autres équipements militaires. Il a construit de hautes tours sur de grandes roues dans l'intention de les remplir de soldats armés. 6 tours seraient ensuite déplacées vers les murs des citadelles et des palais, permettant à ses troupes d'attaquer depuis une position plus élevée. Il a collecté de l'argent auprès de citoyens fortunés et a recruté de force des ouvriers et des individus armés. Il a envoyé des messagers à travers le pays pour rassembler les gens et demander un soutien financier et des fournitures militaires. Les messagers avaient pour instruction de transmettre un message critique au peuple. Ils devaient avertir que si César et son armée n'étaient pas rapidement expulsés d'Alexandrie, l'Égypte risquait de perdre pour toujours son indépendance nationale. Les Romains, dit-on, avaient étendu leur conquête à presque tout le monde. Ils avaient précédemment envoyé une armée en Égypte, dirigée par Marc-Antoine, affirmant restaurer Ptolémée Aulète sur le trône. Maintenant, un autre commandant avec une force différente était arrivé, fournissant différentes raisons de s'impliquer dans leurs affaires. Les messagers devaient communiquer que ces invasions romaines pourraient conduire à ce que l'Égypte soit totalement dominée par une puissance étrangère. Pour éviter cela, ils exhorteraient le peuple du pays à s'unir, à affronter courageusement la menace et à expulser les envahisseurs. César contrôlait l'île de Pharos et le port.
Donc Ganymède ne pouvait pas l'empêcher d'obtenir plus de soldats et d'armes de l'étranger. Ganymède ne pouvait pas non plus limiter l'approvisionnement alimentaire de César, car César avait beaucoup de blé stocké dans les greniers et les entrepôts de sa partie de la ville. Il restait une dernière chose dont l'armée assiégée avait besoin pour survivre, et c'était beaucoup d'eau. Les palais et les citadelles de César étaient alimentés en eau par de nombreux aqueducs souterrains. 6 aqueducs acheminaient l'eau du Nil vers de grandes citernes souterraines. De là, l'eau était remontée à l'aide de seaux et de machines hydrauliques pour que l'armée puisse l'utiliser. En considérant cette situation, Ganymède eut l'idée de creuser secrètement un canal pour détourner l'eau de mer dans les aqueducs. Il exécuta avec succès ce plan, résultant en un changement progressif de l'eau dans les citernes. Initialement, elle devint légèrement saumâtre, puis progressivement plus salée et amère, jusqu'à devenir finalement complètement inutilisable. Pendant un moment, les soldats à l'intérieur de l'armée ne comprenaient pas ces changements. Lorsqu'ils réalisèrent enfin la raison, ils furent terrifiés à l'idée qu'ils étaient maintenant complètement vulnérables à leurs ennemis. Sans eau, ils mouraient tous. Ils pensaient qu'il était inutile de continuer à résister et demandèrent à César de quitter la ville, de monter sur ses navires et de s'éloigner. Cependant, au lieu de faire cela, César ordonna l'arrêt de toutes les autres opérations. Il utilisa tous les ouvriers sous son commandement, guidés par les capitaines de chaque compagnie, pour creuser des puits à travers sa zone désignée de la ville. Selon lui, de l'eau fraîche se trouve généralement à une profondeur modérée près de la mer, même dans des zones très proches de la côte. Le creusement fut un succès et beaucoup d'eau fraîche fut trouvée. Ce danger fut surmonté et les peurs des hommes furent apaisées. Peu après ces événements, un petit bateau en provenance de la côte ouest entra dans le port. Il apporta la nouvelle qu'une flotte de navires avait approché d'Alexandrie, mais n'avait pas pu atteindre la ville en raison de forts vents d'est. Cet escadron fut envoyé en Méditerranée avec des armes, des munitions et des fournitures militaires pour César. César avait demandé ces fournitures dès son arrivée. Les navires étaient coincés sur la côte à cause du vent et manquaient d'eau. Ils étaient en difficulté. Ils envoyèrent donc un petit bateau à rames pour informer César de leur situation et demander de l'aide. César monta rapidement à bord de l'un de ses navires et avec le reste de sa flotte le suivant, il sortit du port. Il se dirigea ensuite vers l'ouest le long de la côte vers l'emplacement où les transports étaient stationnés. Tout cela fut fait secrètement. La terre près d'Alexandrie est très plate et proche de l'eau, donc les bateaux et les navires disparaissent lorsqu'ils ne sont pas loin du rivage. Les voyageurs ont décrit l'illusion de descendre de la mer vers la terre en raison de la forme ronde de la surface de l'eau et de la platitude de la côte. César aurait facilement pu garder son voyage secret s'il n'avait pas dû s'arrêter dans une zone éloignée le long de la côte, loin d'Alexandrie, pour obtenir de l'eau pour les navires. Il envoya ensuite un groupe chercher de l'eau dans les terres avoisinantes. Ce groupe fut découvert par les gens du pays et fut arrêté par un groupe de cavaliers qui les capturèrent. Les Égyptiens apprirent de ces captifs que César lui-même était sur la côte avec une petite flotte de navires. La nouvelle se répandit rapidement dans toutes les directions et les gens se rassemblèrent de partout. Ils rassemblèrent rapidement tous les bateaux et navires disponibles des villages voisins et des différentes parties du Nil. Pendant ce temps, César avait déménagé dans la zone désignée pour la flotte et avait commencé à remorquer les transports vers la ville. Les galères, propulsées par des rames, ne dépendaient pas du vent. À son retour, il découvrit une force navale significative prête à défier leur passage. Un grand combat eut lieu et César gagna. La marine égyptienne qu'ils avaient rapidement assemblée fut rapidement détruite. Certains navires furent brûlés, d'autres coulés et d'autres capturés. César retourna au port avec ses navires et ses approvisionnements, se sentant très fier. Il fut accueilli par les acclamations de ses soldats et encore plus enthousiaste de la part de Cléopâtre, qui avait attendu anxieusement des nouvelles de l'expédition. Elle savait qu'il se mettait en grand danger personnel. Elle était donc remplie de joie et de gratitude de le voir revenir sain et sauf. L'arrivée de soldats supplémentaires aida grandement César.
et Ganymède réalisa qu'il devait contrôler le port pour contrôler César. Il décida de construire rapidement une marine. Il envoya un message le long de la côte et dit à tous les ports d'envoyer tous les navires qu'ils avaient à Alexandrie immédiatement. Il embaucha également autant de personnes qu'il pouvait dans la ville pour construire plus de navires. Il prit même les toits de certains des plus beaux bâtiments pour obtenir du bois, pour fabriquer des bancs et des rames. Lorsque tout fut prêt, il lança une attaque majeure sur César au port, menant à une bataille féroce pour le contrôle du port, du môle, de l'île et des citadelles et fortifications qui gardaient les entrées maritimes. César comprit que cette bataille déterminerait l'issue de la guerre, donc il se joignit au combat. Il ressentit également un fort sentiment de fierté et de plaisir à montrer ses compétences à Cléopâtre. Elle pouvait voir la bataille depuis les fenêtres du palais et était à la fois excitée par les risques qu'il prenait et impressionnée par ses démonstrations de force et de bravoure. Durant cette bataille, la vie du grand conquérant fut en danger de nombreuses fois. Il portait un manteau pourpre, ce qui en faisait une cible facile pour ses ennemis. Ainsi, partout où il allait, c'est là que les combats étaient les plus féroces. Une fois, au milieu d'une scène chaotique et bruyante, il a sauté d'un bateau bondé dans l'eau et a nagé pour sauver sa vie. Il tenait son manteau dans sa bouche et le tirait à travers l'eau derrière lui pour que ses ennemis ne puissent pas s'en emparer. Tout en nageant, il tenait des documents précieux au-dessus de sa tête avec une main et utilisait l'autre main pour se propulser à travers l'eau. Le résultat de ce combat fut une autre victoire claire pour César. Non seulement César a vaincu et détruit les navires que les Égyptiens avaient rassemblés, mais il a également pris le contrôle du môle, des forteresses à chacune de ses extrémités, de l'île, du phare et de la ville de Pharos. Les Égyptiens ont commencé à perdre espoir. L'armée et le peuple, comme tout le monde, jugeaient leur chef militaire uniquement sur leur succès. Ils en avaient assez de Ganymède et Arsinoé qui régnaient sur eux. Ils envoyèrent des messagers secrets à César pour exprimer leur mécontentement et suggérer que s'ils libéraient Ptolémée, qui avait été gardé comme une sorte de captif dans les palais de César, le peuple l'accepterait comme leur souverain. Ils croyaient que cela ouvrirait la voie à une résolution pacifique de l'ensemble du litige. César était très enclin à accepter cette suggestion. Il convoqua alors Ptolémée et, avec un geste amical, l'informa des désirs du peuple d'Égypte et lui permit de partir. Cependant, Ptolémée supplia de ne pas être envoyé. Il exprima sa profonde loyauté envers César et sa confiance totale en lui, et il préférait de loin rester sous sa garde. César dit « Si nous nous séparons en bons termes, nous nous reverrons bientôt. » Avec ces assurances et d'autres similaires, il essaya d'encourager le jeune prince puis le laissa partir. Ptolémée fut accueilli par les Égyptiens avec une grande joie et fut immédiatement nommé à la tête du gouvernement. Cependant, au lieu de tenter de résoudre le conflit avec César, il semblait désormais s'y engager activement lui-même, avec beaucoup d'enthousiasme. Il commença immédiatement à faire de vastes préparatifs, à la fois sur terre et en mer, pour poursuivre vigoureusement la guerre. L'issue de ces actions ne peut plus être connue, car tout a changé peu après. Un nouvel événement significatif s'est produit, déplaçant l'attention de tous vers la partie orientale du royaume. Des nouvelles sont arrivées qu'une grande armée, dirigée par le général Mithradate que César avait envoyé en Asie à cette fin, avait atteint de manière inattendue Péluse. Ils avaient capturé la ville et étaient désormais prêts à se diriger vers Alexandrie. L'armée égyptienne a rapidement démantelé ses camps près d'Alexandrie et a marché vers l'est pour affronter les nouveaux envahisseurs. César les a poursuivis avec autant de force qu'il pouvait retirer en toute sécurité de la ville. Il a quitté la ville secrètement la nuit et a rapidement traversé la campagne pour rejoindre Mithradate, arrivant avant les forces de Ptolémée. Après plusieurs marches et mouvements, les armées se sont affrontées, aboutissant à une bataille majeure. Les Égyptiens ont été battus. Le camp de Ptolémée a été capturé. Quand l'armée romaine a fait irruption d'un côté, les gardes et les assistants de Ptolémée ont fui dans la panique et le chaos, se précipitant par-dessus les remparts. La première personne est tombée dans le fossé ci-dessous,
et il s'est rapidement rempli des morts et des mourants. Les personnes qui sont venues après eux ont traversé le pont formé par les corps, marchant sur leurs camarades qui étaient encore en vie et souffraient alors qu'ils s'enfuyaient. Ceux qui ont réussi à s'échapper ont atteint la rivière. Ils se sont rassemblés dans un bateau qui était sur la rive et se sont éloignés du rivage. Le bateau transportait trop de personnes. Il a donc coulé peu après avoir quitté la terre. Les Romains ont ramené sur la rive les corps qui flottaient. Parmi eux, ils ont trouvé un corps portant la cuirasse royale, l'emblème traditionnel et l'armure des rois égyptiens. Ils l'ont reconnu comme étant le corps de Ptolémée. La victoire de César dans la bataille et la mort de Ptolémée ont mis fin à la guerre. Tout ce qui restait était pour César de ramener les forces combinées à Alexandrie. Les forces égyptiennes dans la ville ne se sont pas défendues et il est entré triomphalement. Il a capturé Arsinoé. Il a ordonné à Cléopâtre de devenir reine et de se marier avec son jeune frère, l'autre Ptolémée, qui avait environ 11 ans à cette époque. Épouser quelqu'un de si jeune n'était qu'une cérémonie. Cléopâtre a continué à être la compagne de César. Cependant, César a reçu des critiques pour avoir négligé ses responsabilités en tant que consul romain et commandant en chef des armées de l'Empire. Les gens pensaient qu'il ne devrait pas s'impliquer dans les conflits d'un royaume lointain et sans lien, qui n'avait aucun impact significatif sur la République romaine. 6 amis et les autorités à Rome ne cessaient de lui dire de revenir. Ils étaient particulièrement en colère qu'il néglige ses devoirs parce qu'il était en Égypte avec la reine, alors qu'il était censé s'occuper de l'État. Cela causait également beaucoup de douleur à sa femme Calpurnia et à sa famille à Rome. Mais César était tellement captivé par la beauté de Cléopâtre et l'étrange pouvoir qu'elle exerçait sur lui qu'il n'écoutait aucune de ses plaintes. Même après la fin de la guerre, il resta en Égypte pendant plusieurs mois pour être avec sa compagne favorite. Ils passaient des nuits entières ensemble, à festoyer et à célébrer. Après la guerre, il entreprit un magnifique voyage avec elle à travers l'Égypte, accompagné d'un grand cortège de gardes romains. Il conçut un plan pour l'amener à Rome et l'épouser là-bas, et il prit des mesures pour changer les lois de la ville pour le rendre possible, malgré le fait qu'il était déjà marié. Beaucoup d'amis de Jules César et de soldats dans l'armée romaine sont devenus mécontents et désillusionnés à cause de certains événements et décisions. Le peuple d'Égypte critiquait également fortement Cléopâtre pour ses actions. À cette époque, Cléopâtre eut un fils, et les gens d'Alexandrie le nommèrent Césarion, d'après son père, César. Cependant, au lieu d'être soutenante ou empathique envers Cléopâtre dans son nouveau rôle de mère, les gens la jugeaient et la condamnaient. Cléopâtre continua de s'épanouir en talent et en beauté durant cette période. Cependant, sa vivacité et son esprit charmant et innocent commencèrent à devenir plus affirmés et audacieux. Il est dans la nature du véritable et juste amour d'adoucir et de calmer le cœur, et d'instiller un esprit doux et paisible dans toutes ses actions. D'un autre côté, l'amour qui ignore les limites fixées par Dieu et la nature tend à rendre les femmes plus masculines et confiantes, engourdissant leurs émotions et érodant le comportement timide et doux qui rehausse leur attrait. Cléopâtre commençait à ressentir ces effets. Elle ne se souciait pas de ce que ses sujets pensaient et ne voulait que conserver sa domination coupable sur César aussi longtemps qu'elle le pouvait. Cependant, César décida finalement de retourner à la capitale. Laissant Cléopâtre avec suffisamment de force pour maintenir son pouvoir, il monta sur ses navires et s'éloigna. Il emmena avec lui l'infortuné Arsinoé, prévoyant de l'exhiber comme un symbole de ses victoires en Égypte lorsqu'il atteindrait Rome. Cléopâtre, chapitre 8. La chute d'un roi, l'ascension d'une reine. La guerre par laquelle César a réinstallé Cléopâtre sur le trône n'a pas été très longue. César est venu en Égypte pour trouver Pompée au début d'août. La guerre s'est terminée et Cléopâtre a été solidement établie à la fin de janvier. Ainsi, le conflit, bien qu'intense, a été très court. Il n'a perturbé les activités paisibles et commerciales des Alexandrins que pendant quelques mois. La guerre et ses conséquences n'ont pas beaucoup atteint l'intérieur du pays.
La ville d'Alexandrie et les côtes avoisinantes ont été les principaux théâtres du conflit jusqu'à ce que Mithridate atteigne Péluse. Il a marché à travers le delta et la dernière bataille a eu lieu à l'intérieur des terres. Cependant, seule une petite partie de l'Égypte a été directement impactée par la guerre. La majorité des personnes, vivant dans les terres fertiles près du Nil et dans la longue vallée qui s'enfonce profondément dans le continent, étaient inconscientes du conflit, excepté pour de vagues et lointaines rumeurs. Les agriculteurs ont continué leur travail sans interruption, et tout allait bien. Lorsque le conflit s'est finalement terminé et que Cléopâtre a pris le contrôle pacifiquement, elle a découvert que les ressources de son empire étaient à peine affectées. Elle a utilisé les abondantes revenus qu'elle a reçus pour vivre une vie de luxe, de magnificence et de splendeur. Les dommages aux palais et autres bâtiments publics d'Alexandrie causés par l'incendie et le siège ont été réparés. Les ponts brisés ont été réparés. Les canaux obstrués ont été rouverts. L'entrée de l'eau de mer dans les citernes du palais a été arrêtée. Les débris des maisons démolies ont été déblayés. Les barricades ont été enlevées des rues. Les dommages au palais causés par l'équipement militaire ou l'occupation des soldats romains ont été réparés. En bref, la ville a été rapidement restaurée dans son ordre et sa beauté antérieure autant que possible. Les manuscrits brûlés de la bibliothèque d'Alexandrie, au total 500 000, n'ont pas pu être récupérés. Cependant, sous tous les autres aspects, la ville a rapidement retrouvé son ancienne splendeur. Cléopâtre a même tenté de récupérer la perte de la bibliothèque. Elle a réparé les bâtiments détruits. Plus tard dans sa vie, elle a rassemblé environ 1 ou 200 000 rouleaux de manuscrits pour commencer une nouvelle collection. Cependant, la nouvelle bibliothèque n'est jamais devenue aussi célèbre et bien considérée que l'ancienne. Les dirigeants précédents de l'Égypte, qui étaient les ancêtres de Cléopâtre, utilisaient habituellement les vastes revenus qu'ils obtenaient des agriculteurs de la vallée du Nil à des fins ambitieuses, comme déjà expliqué. Cléopâtre semblait maintenant encline à les utiliser pour se livrer au luxe et à la jouissance. Les Ptolémées utilisaient leurs ressources pour construire de grandes structures et établir des institutions impressionnantes à Alexandrie. Cela a été fait pour rendre la ville plus glorieuse et augmenter sa réputation. Cléopâtre, cependant, comme on pouvait s'y attendre d'une jeune femme belle et impulsive, qui s'est soudainement retrouvée dans une position éminente avec une immense richesse et un pouvoir immense, a dépensé ses fonds royaux en extravagances personnelles et en fêtes somptueuses. Elle a décoré ses palais, construit de magnifiques bateaux pour des excursions agréables sur le Nil et dépensé de grandes sommes d'argent en vêtements, en carrosses et en fêtes extravagantes. Cése, dépenses pour ces choses et d'autres similaires au début de son règne étaient si excessives qu'elle est vue comme ayant dépassé toutes les limites précédentes ou ultérieures d'indulgence dans une vie luxueuse, une exhibition personnelle et une grandeur. Toute simplicité de caractère et gentillesse qu'elle aurait pu posséder dans ses premières années ont naturellement diminué au fil du temps sous les influences de la vie qu'elle menait désormais. Elle était toujours belle et fascinante, mais elle commença à devenir égoïste, sans cœur et calculatrice. Son petit frère, qui n'avait que 11 ans lorsque César a arrangé leur mariage, est devenu une source de jalousie pour elle. Il était trop jeune pour avoir une véritable part dans le gouvernement ou influencer les décisions et le plaisir de sa sœur. Mais il vieillissait. Dans quelques années, quand il aurait 15 ans, il deviendrait roi et épouserait Cléopâtre, suivant les plans de César et les lois de l'Égypte. Cléopâtre s'est fortement opposée au changement dans sa relation avec lui et le gouvernement. Juste avant que cela ne se produise, elle a fait en sorte qu'il soit empoisonné. Sa mort l'a libérée de toutes les restrictions, comme elle le souhaitait. À partir de ce moment, elle a régné de manière indépendante. Tout au long du reste de sa vie, Cléopâtre a connu un succès continu en termes de richesse, de pouvoir et d'autres aspects externes de prospérité. Elle n'avait aucune préoccupation morale ou éthique qui l'aurait empêchée de se livrer pleinement et librement à ses désirs. De plus, elle disposait de ressources suffisantes pour satisfaire ses désirs. La seule chose qui l'empêchait d'être heureuse
était qu'elle ne pouvait pas satisfaire ses désirs et ses émotions lorsqu'ils dépassaient les limites fixées par Dieu et la nature pour les contrôler. Alors que Cléopâtre savourait ses premières années opulentes et grandioses en tant que dirigeante, César étendait activement et avec succès son empire par la conquête. Après la mort de Pompée, il aurait naturellement assumé le pouvoir suprême immédiatement. Cependant, son long séjour en Égypte et son implication bien connue avec Cléopâtre ont donné encouragement et force à ses ennemis dans différentes régions du monde. Une rébellion commencée en Asie mineure, qu'il a dû rapidement réprimer, était la principale raison de son départ d'Égypte. D'autres stratégies pour s'opposer à l'autorité de César ont été conçues en Espagne, en Afrique et en Italie. Son habileté militaire et son énergie étaient très impressionnantes. Sa simple présence avait une grande influence sur les gens. De plus, il était étonnant de voir à quelle vitesse il se déplaçait entre les continents et les royaumes. Peu de temps après avoir quitté l'Égypte, il avait mené avec succès des campagnes sur les 3 continents connus. Il a effectivement éliminé toute opposition à son pouvoir et est retourné à Rome en tant que souverain incontesté du monde. Cléopâtre, qui avait suivi sa carrière avec fierté et joie, a finalement décidé d'aller à Rome et de lui rendre visite là-bas. Les Romains, cependant, ne lui ont pas réservé un accueil très chaleureux. C'était une époque où toutes sortes de vices étaient tolérés, mais l'instinct moral des gens leur permettait encore de voir à travers sa méchanceté. Arsinoé était également à Rome durant cette période où César était présent. Il l'avait amenée à Rome après son retour d'Égypte, en tant que prisonnière et symbole de sa victoire. Il avait l'intention de la garder captive pour l'exposer lors de son triomphe. Un triomphe, tel que pratiqué par les Romains anciens, était une grande célébration décernée par le Sénat aux commandants militaires de haut rang à leur retour de campagne lointaine, où ils avaient réalisé des conquêtes notables ou des victoires extraordinaires. César a combiné toutes ces victoires en une seule. Elles furent célébrées lorsqu'il est retourné à Rome pour la dernière fois, après avoir conquis le monde avec succès. Les processions de cette victoire ont duré 4 jours. Il y avait 4 victoires séparées, une pour chaque jour des 4 jours. Les ovations célébraient les guerres et conquêtes en Gaule, en Égypte, en Asie et en Afrique. Les processions incluaient des prisonniers, des trophées, des armes, des bannières, des images, des chariots de butin, des princes et des princesses captifs, des animaux sauvages et domestiques, et tout le reste que le conquérant ramenait de 16 campagnes. Ces spectacles visaient à susciter la curiosité et l'admiration des habitants de la ville et à mettre en lumière l'ampleur des réalisations du conquérant. Certes, les généraux romains, impliqués dans des guerres lointaines, voulaient ramener des prisonniers notables et des butins précieux de l'ennemi. Ils visaient à rehausser la diversité et la grandeur de leur procession triomphale qui célébrait leur victoire à leur retour à la maison. César, par exemple, avait ramené Arsinoé d'Égypte et l'avait gardée captive à Rome jusqu'à ce qu'il termine ses conquêtes et que le moment de son triomphe arrive. Elle faisait bien sûr partie de la procession victorieuse lors de la journée égyptienne. Elle marchait juste devant le char dans lequel César se trouvait. Elle était enchaînée, tout comme n'importe quel autre prisonnier, bien que ses chaînes, en signe de son statut élevé, étaient en or. L'impact sur le peuple romain de voir la princesse triste et en détresse, se déplaçant lentement parmi les symboles et les butins de violence et de pillage, n'était pas bon pour César. Les gens avaient pitié d'elle et sympathisaient avec sa souffrance. Sa détresse leur rappelait la négligence de César envers ses responsabilités de ministre romain en restant si longtemps en Égypte avec Cléopâtre. En bref, l'admiration pour les réalisations militaires de César, qui lui avait été jusqu'alors favorable, semblait changer, et la ville était remplie de plaintes contre lui, même pendant ses triomphes. L'orgueil de César et son désir de gloire l'ont poussé à essayer de rendre ses triomphes plus impressionnants que ceux de n'importe quel conquérant avant lui. Cependant, cela a fini par avoir l'effet contraire de ceux qu'il avait prévus. L'histoire d'Arsinoé en est un bon exemple.
Au lieu d'impressionner les gens avec ses réalisations en Égypte, comme le fait d'avoir détrôné une reine pour ensuite la ramener captive à Rome, seulement pour la remplacer par une autre reine, il a été critiqué et blâmé pour ses actions là-bas. Si ce n'était pas pour la vue triste d'Arsinoé dans le groupe, les gens auraient peut-être oublié cela. Il y avait d'autres exemples similaires, comme les festins. César a dépensé d'énormes sommes d'argent pour des festins et des spectacles pour le peuple afin de célébrer son triomphe, utilisant le butin qu'il avait obtenu de ses campagnes. Bien que beaucoup de gens étaient satisfaits des offrandes extravagantes, la majorité du peuple romain était en colère contre le gaspillage et l'extravagance qui étaient évidents partout. Pendant plusieurs jours, Rome était remplie d'émeutes et de fêtes sauvages. Les gens, au lieu d'être heureux de cette abondance, croyaient que César avait dû extorquer une énorme somme d'argent pour se permettre un tel comportement extravagant et gaspilleur. Il y avait aussi une autre manière par laquelle César rendait les gens fortement antipathiques envers lui, utilisant les mêmes méthodes qu'il employait pour essayer de les faire l'aimer. Les Romains aimaient regarder divers types de combats dans la ville. 6 combats incluaient des affrontements entre des animaux féroces, tels que des chiens entre eux ou des taureaux, des lions ou des tigres. De nombreux animaux étaient utilisés à cette fin. Ils étaient intentionnellement rendus en colère et agressifs pour se battre. Occasionnellement, des hommes qui avaient été capturés dans la guerre et amenés à Rome en tant que gladiateurs étaient également utilisés dans ces combats. 6 hommes étaient forcés de se battre contre des animaux sauvages ou les uns contre les autres dans les amphithéâtres. César, sachant que les assemblées romaines aimaient de telles scènes, a décidé de leur offrir l'expérience à grande échelle. Il croyait que plus le combat était grand et intense, plus les spectateurs prendraient de plaisir à le regarder. Dans le cadre de ses préparatifs pour les célébrations de sa victoire, il avait créé un grand lac artificiel près de Rome. Ce lac était destiné à être entouré par la population de la ville. Et là, il a organisé une bataille navale. De nombreux navires de guerre ont été amenés dans le lac, de la taille typique utilisée en temps de guerre. 6 navires avaient de nombreux soldats à bord. Des prisonniers tyriens ont été placés d'un côté et des prisonniers égyptiens de l'autre. Lorsque tout était prêt, les 2 groupes de navires ont reçu l'ordre de se rapprocher et d'engager un véritable combat, destiné à divertir la grande foule de spectateurs qui s'étaient rassemblés autour. Comme les nations d'où venaient les combattants de ce conflit étaient ennemis, et que les hommes se battaient pour leur vie, la bataille était remplie des horreurs habituelles d'une rencontre navale désespérée. De nombreuses personnes ont été tuées. Les corps des combattants tombaient des navires dans le lac, et l'eau devenait rouge de leur sang. Il y avait également des batailles terrestres à grande échelle. Dans l'une de ces batailles, il y avait 500 fantassins, 20 éléphants et une troupe de 30 chevaux de chaque côté. Cette bataille comptait plus de combattants que la célèbre bataille de Lexington, qui a déclenché la guerre américaine, et le nombre de victimes était probablement 10 fois plus élevé. Les scènes étaient si horrifiantes que même la populace féroce et impitoyable, censée être divertie par elle, les a trouvées accablantes. César, dans son empressement à surpasser les expositions et spectacles précédents, est allé au-delà de ceux qui seraient considérés comme agréables et divertissants. Regarder des hommes se faire tuer dans des combats sanglants et mourir dans la douleur et le désespoir. Les gens étaient choqués. Ils ont condamné la cruauté de César, ainsi que d'autres reproches et accusations qui étaient réprimés. Cléopâtre a vécu ouvertement avec César dans sa résidence pendant sa visite à Rome, et cela a rendu beaucoup de gens très mécontents. Alors que les gens avaient pitié pour Arsinoé, Cléopâtre n'était pas appréciée par le public, malgré sa beauté, ses réalisations et ses charmes. Le public était plus concentré sur les actions politiques de César et ses objectifs. Beaucoup de gens l'accusaient de vouloir devenir roi. Des groupes le soutenaient et s'opposaient à lui. Même si les gens avaient peur de dire ce qu'ils pensaient, leurs émotions devenaient plus fortes car ils étaient forcés de les garder cachées. Marc-Antoine était à Rome à l'époque. Il soutenait fermement la cause de César et encourageait son plan de devenir roi. Il a une fois proposé de mettre une couronne royale sur la tête de César lors d'un événement public.
Cependant, la réponse négative du public l'a fait arrêter. Finalement, César a décidé de se déclarer roi. Il a vu une opportunité dans l'état actuel des affaires publiques qui ne peut être expliquée en détail ici, mais semblait être en sa faveur. Des plans ont été faits pour que le Sénat lui accorde le pouvoir royal. Les murmures et le mécontentement du peuple face aux signes que leurs craintes se réalisaient devenaient de plus en plus forts, et finalement, un complot fut ourdi pour arrêter le danger en tuant la personne avide de pouvoir. 2 hommes sérieux et résolus, Brutus et Cassius, étaient les leaders de ce complot. Ils ont finalisé leur plan, rassemblé leur groupe d'alliés, acquis secrètement des armes, et lorsque le Sénat s'est réuni, avec César lui-même à la présidence, ils se sont approchés de lui sans peur et l'ont tué avec leurs dagues. Antoine, qui n'avait aucune idée des plans des conspirateurs, se tenait là en état de choc et d'incrédulité pendant qu'ils réalisaient leur acte. Cependant, il était complètement impuissant pour aider son ami. Cléopâtre s'est rapidement enfuie de la ville et est retournée en Égypte. Arsinoé était parti avant. César, soit par compassion pour ses malheurs, soit peut-être influencé par l'opinion publique qui semblait être de son côté contre lui, l'a libéré juste après ses célébrations de triomphe. Cependant, il ne lui a pas permis de retourner en Égypte, peut-être parce qu'il craignait qu'elle puisse d'une manière ou d'une autre perturber le gouvernement de Cléopâtre. Elle est allée en Syrie en exil, n'étant plus captive. Nous découvrirons plus tard ce qui lui est arrivé là-bas. Calpurnia a pleuré la mort de son mari sincèrement et véritablement. Elle a enduré les mauvais traitements qu'elle a subis en tant qu'épouse avec patience et sans plainte, et a aimé son mari avec une dévotion inébranlable jusqu'à la fin. Rien n'est plus touchant que les signes de son souci attentionné et inquiet la nuit précédant l'assassinat. Elle a remarqué quelques signes petits et peu clairs de danger que son attention dévouée à son mari lui a permis de voir, même si les autres amis de César les avaient manqués. 6 signes l'ont rendue inquiète et anxieuse. Et quand le corps sanglant a finalement été ramené chez elle depuis la maison du Sénat, elle a été remplie de tristesse et de désespoir. Elle n'avait pas d'enfant. Ainsi, elle considérait Marc-Antoine comme son ami le plus proche et son protecteur. Le lendemain, alors qu'il y avait du chaos et de la peur dans la ville, elle a rapidement rassemblé l'argent, les objets de valeur, les livres et les papiers de son mari de la maison. Elle les a envoyés à Antoine pour les garder en sécurité. Cléopâtre, chapitre 9. L'influence de la reine. Le gambit de Cléopâtre dans une Rome déchirée. Lorsque la nouvelle de l'assassinat de César fut annoncée pour la première fois aux habitants de Rome, tout le monde fut choqué et confus. Les gens de toutes les strates sociales étaient incertains de la manière de réagir. Nombreux dans la communauté étaient amis de César, tandis que d'autres lui étaient fermement opposés. Il était impossible de dire quel camp l'emporterait. En conséquence, il y eut une période d'incertitude et d'indécision. Marc-Antoine s'est immédiatement avancé et a pris le rôle de représentant de César et le leader du parti de ce côté. Parmi les possessions de César, un testament fut découvert. À son ouverture, le document révélait qu'il avait alloué des sommes considérables d'argent aux citoyens romains. De plus, il a légué de larges sommes à son neveu, Octave, qui sera mentionné plus en détail plus tard. Antoine fut désigné comme l'administrateur du testament. 6 facteurs, entre autres, semblaient lui conférer l'autorité pour émerger comme le chef et le leader du parti de César. Brutus et Cassius, qui étaient restés dans la ville après leur acte désespéré, étaient les leaders reconnus du groupe opposé. Pendant ce temps, la majorité des gens étaient initialement choqués par l'ampleur et la soudaineté de la révolution causée par l'assassinat public de César, un prétendant éminent au rôle plus tard connu sous le nom d'empereur romain, par le Sénat romain. Ils étaient incertains de comment réagir ou quoi dire. En effet, le meurtre de Jules César était l'assassinat le plus notable et choquant de l'histoire. Cela impliquait des individus hautement influents, se produisait dans un cadre public, et étant donné le haut statut de César, c'était un événement extraordinaire. L'ensemble de la population de Rome semblait être surprise et choquée par la nouvelle pendant quelques jours.
Finalement, des groupes distincts commencèrent à se former. Les divisions entre eux furent lentement établies et les gens commencèrent à s'aligner plus clairement d'un côté ou de l'autre. Pour une brève période, la dominance d'Antoine sur la faction de César fut acceptée et tolérée. Cependant, il découvrit plus tard qu'il avait 2 rivaux puissants dans ses rangs. Ces rivaux étaient Octave et Lépide. Octave, comme mentionné plus tôt, était un jeune homme très doué et raffiné, d'environ 19 ans. Il était le fils de la nièce de Jules César. Note de bas de page. Octave, après être devenu empereur, a reçu le nom d'Auguste César, qui est généralement utilisé pour le désigner dans l'histoire. Cependant, au début de sa carrière, il était appelé Octave, et pour plus de clarté, nous continuerons à le désigner par ce nom tout au long de notre récit. Il était toujours très apprécié de son oncle. Son éducation a reçu beaucoup d'attention, et César l'avait déjà promu à des postes importants dans la vie publique. César l'a adopté comme son fils et l'a nommé comme son héritier. Lorsque César est mort, il était à Apollonia, une ville en Illyricum, au nord de la Grèce. Les soldats sous son commandement ont proposé de marcher avec lui vers Rome et de chercher à venger la mort de son oncle. Octave, après réflexion, a décidé qu'il serait préférable pour lui d'aller à Rome seul en tant que personne privée et de réclamer ses droits en tant qu'héritier de son oncle, comme stipulé dans le testament. Et c'est exactement ce qu'il a fait. À son arrivée, il a découvert qu'Antoine avait le contrôle sur le testament, les biens, les livres et les parchemins, ainsi que le pouvoir significatif du gouvernement. Au lieu de donner à Octave ses biens et droits, Antoine a trouvé des excuses et a retardé. Il prétendait qu'Octave était encore trop jeune pour assumer de telles responsabilités importantes. Il était trop occupé par les affaires publiques pour s'occuper du testament. Antoine ne semblait pas se soucier des réclamations d'Octave, utilisant diverses excuses pour se justifier. Octave, bien que jeune, avait un caractère fort et déterminé. Il a rapidement gagné des alliés influents à Rome et au sein du Sénat romain. Il était incertain qu'Octave ou Antoine auraient plus d'influence parmi les partisans de César. La bataille pour cette lutte de pouvoir a duré 2 ou 3 ans, résultant en un réseau complexe de complots, de conflits et de guerres civiles. Cependant, nous n'entrerons pas dans les détails ici. Un autre adversaire qu'Antoine a dû affronter était un général romain bien connu nommé Lépide. Lépide était un officier de haut rang dans l'armée lorsque César est mort. Il était dans la chambre du Sénat le jour de l'assassinat. Après l'acte accompli, il est sorti discrètement et s'est rendu au camp de l'armée à l'extérieur de la ville. Il a rapidement pris le commandement des forces, ce qui lui a donné beaucoup de pouvoir. Pendant les conflits qui ont suivi entre Antoine et Octave, il a joué un rôle important et a eu une certaine influence sur les deux. Finalement, la compétition s'est terminée lorsque les 3 rivaux ont formé un fameux triumvirat. Ils ont réalisé qu'aucun d'entre eux ne pouvait obtenir une victoire claire sur les autres, alors ils ont décidé d'unir leurs forces. Ce triumvirat a alors détenu la plus haute autorité dans le monde romain pendant un certain temps. Les rivaux se sont rencontrés sur une île dans une des branches du fleuve Pô, dans le nord de l'Italie, pour discuter de leur réconciliation. Lors de cette réunion, ils étaient très prudents et sceptiques les uns envers les autres. 2 ponts furent construits pour relier l'île, un de chaque côté de la rivière. L'armée d'Antoine se tenait d'un côté, tandis que l'armée d'Octave se tenait de l'autre. Lépide a traversé le pont pour atteindre l'île en premier. Après avoir soigneusement inspecté la zone pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'ennemis cachés, il a signalé aux autres dirigeants. Chaque dirigeant s'est approché en utilisant son pont, accompagné de 300 gardes qui restaient sur le pont pour fournir une voie de fuite si nécessaire. La réunion a duré 3 jours, au cours desquels tous les accords ont été discutés et signés. Cette ligue a été créée et les 3 alliés ont uni leurs forces contre les conspirateurs. Brutus et Cassius étaient toujours à la tête de ce parti conspirateur. Les conflits entre Octave, Antoine et Lépide se sont principalement déroulés en Italie et dans d'autres pays d'Europe centrale. Brutus et Cassius, cependant, s'étaient rendus à l'Est après l'assassinat de César. À cette époque, ils étaient en Asie mineure, rassemblant activement leurs forces et formant des alliances avec des puissances orientales. Ils recrutaient également des troupes
convainquant les légions romaines de la région de se joindre à eux, saisissant des approvisionnements et sécurisant le soutien financier des partisans de leur cause. Parmi les autres messages qu'ils ont envoyés, l'un est allé en Égypte pour demander de l'aide à Cléopâtre. Cléopâtre, cependant, a décidé de soutenir le côté opposé dans le conflit. Il était compréhensible qu'elle se sente reconnaissante envers César pour son soutien et ses sacrifices en sa faveur, et qu'elle soit encline à soutenir ses alliés. Ainsi, au lieu d'envoyer des soldats pour aider Brutus et Cassius, comme il le souhaitait, elle a rapidement préparé une mission pour aller sur la côte asiatique soutenir la cause d'Antoine. Cassius, ayant découvert que Cléopâtre était déterminée à rejoindre ses ennemis, a décidé de se rendre en Égypte et de prendre le contrôle du pays. Il a également stationné une force militaire à Ténare, le promontoire sud de la Grèce, pour attendre et arrêter la flotte de Cléopâtre dès son arrivée sur les rivages européens. Cependant, tous ces plans, à la fois ceux que Cléopâtre a faits contre Cassius et ceux que Cassius a faits contre elle, n'ont pas réussi. Les navires de Cléopâtre ont fait face à une tempête sévère qui les a dispersés et détruits. Plusieurs navires ont fini sur la côte africaine, mais rien n'a pu être sauvé pour l'objectif prévu. Le voyage prévu de Cassius en Égypte n'a pas eu lieu. Les dangers imminents venant d'Italie et de Rome ont commencé à le menacer. À la demande de Brutus, il abandonna le plan égyptien et les deux généraux concentrèrent leurs forces pour affronter les armées avançant du triumvirat. Pour ce faire, ils traversèrent l'Hellespont de Sestos à Abydos et entrèrent en Thrace. Après de nombreuses marches et contre-marches, et une série de manœuvres où deux armées puissantes tentaient de gagner une position avantageuse l'une contre l'autre, les troupes des deux puissances arrivèrent près de Philippe. Brutus et Cassius atteignirent cet endroit en premier. Il y avait une plaine près de la ville, avec une colline dans une certaine partie. Brutus monta sur cette colline et y fit une fortification. Cassius plaça ses forces à environ 3000 de là, près de la mer. Il y avait une ligne de fortification entre les deux camps, formant une chaîne de communication reliant les positions des deux commandants. Les armées étaient bien positionnées. Elles avaient le fleuve Strymon et un marais sur leur gauche, et la plaine devant eux avec la mer derrière. Elles attendaient l'arrivée de leurs ennemis. Antoine, qui se trouvait à Amphipolis, une ville proche de Philippe, découvrit que Brutus et Cassius s'étaient positionnés en préparation d'une attaque. Il avança rapidement et installa son camp sur la plaine. Octave, qui était dans la ville de Dyrrhachium, pas trop loin, ne put les rejoindre en raison de maladie. Antoine l'attendit. Après 10 jours, il arriva finalement, mais il dut être porté sur une litière car il était trop malade pour voyager autrement. Antoine installa son camp en face de celui de Cassius, près de la mer, tandis qu'Octave se positionna en face de Brutus. Les 4 armées s'arrêtèrent et réfléchirent à ce qui se passerait dans la bataille à venir. Les deux côtés avaient presque le même nombre de troupes. Cependant, le côté de Brutus et Cassius, connus sous le nom de républicains, faisait face à de nombreux problèmes, car ils n'avaient pas suffisamment de nourriture et de fournitures. Il y avait un désaccord entre Brutus et Cassius sur ce qu'ils devraient faire. Brutus voulait combattre l'ennemi, mais Cassius hésitait. Il pensait qu'il était imprudent de risquer le succès entier de leur cause sur l'issue d'une seule bataille, étant donné leur situation actuelle. Une réunion fut tenue pour discuter de la situation et les officiers furent invités à partager leurs opinions. Lors de la réunion, l'un des officiers suggéra de retarder le conflit jusqu'à l'hiver suivant. Brutus demanda à l'officier quel avantage il attendait d'un tel retard. L'officier répondit « Même si je ne gagne rien d'autre, au moins je vivrai plus longtemps. » Cette réponse blessa la fierté de Cassius et son sens de l'honneur en tant que leader militaire. Au lieu d'accepter un plan qui semblait privilégier le désir de survie plutôt que la gloire, il décida de changer d'avis. Le conseil accepta que l'armée doive rester en position et engager l'ennemi au combat. Par la suite, les officiers retournèrent à leur camp. Brutus était très heureux de cette décision. Il avait voulu combattre dès le début, et comme son conseil avait été suivi, il était naturellement satisfait de l'opportunité le jour suivant. Il organisa un dîner somptueux dans sa tente
et invita tous les officiers de sa division militaire à se joindre à lui. Le groupe profita d'une nuit d'activités joyeuses et se félicita mutuellement en prévision de la victoire qu'ils s'attendaient à remporter le lendemain. Brutus divertit ses invités avec des conversations captivantes tout au long de la soirée et les remplit de ses attentes optimistes de remporter la bataille à venir. Au contraire, Cassius, dans son camp près de la mer, resta calme et découragé. Il dîna en privé avec quelques proches amis. Après avoir fini le repas, il prit à part l'un de ses officiers et, lui serrant la main, exprima ses inquiétudes concernant l'issue du conflit. Cassius dit « Je ne suis pas d'accord pour risquer la liberté de Rome sur une seule bataille, surtout dans ces circonstances. Peu importe l'issue, je veux que vous vous souveniez que je n'avais d'autre choix que de prendre cette action en raison de circonstances hors de mon contrôle. Malgré les raisons de mes pensées pessimistes, je devrais rassembler des forces. Restons optimistes et rejoignez-moi pour dîner à nouveau demain soir. Demain, c'est mon anniversaire. » Le lendemain matin, le drapeau rouge, qui était le signe habituel dans les camps romains le matin d'une bataille, fut vu flottant au-dessus des tentes des deux généraux commandants. Ils se rencontrèrent à mi-chemin entre leurs camps pour discuter et se mettre d'accord sur les plans pour la journée, tandis que les troupes se préparaient pour la bataille à venir. Après avoir terminé leurs affaires et se préparant à se séparer pour aller à leurs responsabilités respectives, Cassius demanda à Brutus quel était son plan s'ils perdèrent la bataille. Cassius dit « Nous espérons le meilleur et prions pour que les dieux nous donnent la victoire dans cette crise très importante. Mais nous devons nous rappeler que les affaires humaines les plus grandes et les plus importantes sont toujours les plus incertaines, et nous ne pouvons pas prédire quel sera le résultat de la bataille aujourd'hui. Si cela tourne mal pour nous, que comptes-tu faire? Comptes-tu fuir ou mourir? » Brutus répondit « Quand j'étais jeune, je pensais qu'il était mal pour quelqu'un de prendre sa propre vie, même s'il faisait face à de grands problèmes et n'avait aucun espoir. Je crois qu'il devrait continuer à vivre et attendre que les choses s'améliorent. Mais maintenant, dans ma situation actuelle, je vois les choses différemment. Si nous ne gagnons pas la bataille aujourd'hui, je penserai qu'il n'y a plus d'espoir ni de chance de sauver notre pays, et je ne survivrai pas à la bataille. » Cassius avait précédemment pris la même décision lorsqu'il se sentait déprimé, et il fut heureux d'entendre Brutus exprimer les mêmes pensées. Il serra la main de son collègue avec une expression joyeuse et excitée sur son visage. Cassius dit au revoir et déclara avec confiance « Nous affronterons l'ennemi avec bravoure. Nous croyons que nous les vaincrons ou que nous n'aurons pas peur même s'ils nous vainquent. » Cassius se sentait souvent abattu et avait une perspective pessimiste sur les perspectives de la cause dans laquelle il était impliqué. Cela était en partie parce qu'il avait remarqué des mauvais signes. Bien que ces signes étaient sans importance et ne méritaient pas d'être pris en compte, ils ont eu un impact significatif sur Cassius, malgré son intelligence globale et son caractère fort. Ils étaient les suivants. Lorsqu'il offrait des sacrifices, il devait porter une guirlande de fleurs, comme c'était la coutume pour de telles occasions. Cependant, il y eut une erreur ou un accident, et la guirlande fut présentée à l'envers par l'officier qui la portait. Dans une autre procession, où une image dorée faite en son honneur était portée, le porteur trébucha et tomba, causant la chute de l'image au sol. C'était un très mauvais signe annonçant un désastre imminent. Ensuite, beaucoup de vautours et d'autres oiseaux mangeant des animaux morts furent vus pendant plusieurs jours avant la bataille, volant au-dessus de l'armée romaine, et plusieurs groupes d'abeilles furent trouvés à l'intérieur de la zone du camp. Les officiers furent tellement alarmés par ce dernier signe qu'ils changèrent la position du retranchement pour éloigner l'endroit malchanceux du camp. Ces choses et d'autres similaires eurent un fort impact sur l'esprit de Cassius, le faisant croire qu'un grand désastre était sur le point de lui arriver. Brutus reçut également des avertissements, mais ils ne l'affectèrent pas autant que Cassius. Selon les historiens anciens, Brutus avait eu une vision étrange en Asie mineure auparavant. Il campait près de la ville de Sardes. Il ne dormait pas beaucoup et restait souvent seul dans sa tente après que ses officiers se soient couchés. Il lisait ou réfléchissait à ses inquiétudes. Une nuit, alors qu'il était seul dans sa tente avec une petite lampe,
Il était plongé dans ses pensées lorsqu'il entendit un bruit comme si quelqu'un entrait dans la tente. Il leva les yeux et vit une figure étrange et monstrueuse. Il semblait que la figure venait juste de passer la porte et se dirigeait vers lui. Le fantôme le fixa et se rapprocha, mais il ne parla pas. Brutus, qui n'était pas très effrayé, s'enquit courageusement de l'identité et du but du fantôme. L'apparition dit « Je suis ton mauvais esprit. Je te rencontrerai à Philippe. » Brutus répondit « Alors il semble qu'en tout cas, je te verrai à nouveau. » Le fantôme ne répondit pas, mais disparut immédiatement. Brutus se leva, alla à la porte de la tente, appela les gardes et réveilla les soldats à proximité. Les gardes n'avaient rien vu et, malgré des recherches approfondies, ils ne purent trouver aucun signe du visiteur mystérieux. Le lendemain, Brutus raconta à Cassius ce qu'il avait vu. Cassius, qui était facilement affecté par les présages qui le concernaient, était plus ouvert d'esprit lorsqu'il s'agissait de présages affectant d'autres personnes. Il débattit logiquement avec Brutus pour le persuader que la vision qu'il avait eue n'était simplement que le produit du sommeil, influencé par les circonstances et l'état mental dans lequel Brutus se trouvait en raison de la fatigue et de l'anxiété. Mais revenons à la bataille. Brutus affronta Octave, tandis que Cassius, qui se trouvait à quelques kilomètres de là, faisait face à Antoine. C'était ainsi que les armées étaient positionnées sur la plaine. Brutus eut beaucoup de succès dans sa partie du champ de bataille. 6 troupes battirent l'armée d'Octave et prirent le contrôle de son camp. Les hommes entrèrent dans la tente d'Octave et poignardèrent la litière, pensant que le général malade était à l'intérieur. Cependant, leur cible n'était pas là. Il avait été emmené par ses gardes juste quelques minutes plus tôt, et personne ne savait où il était allé. Cependant, l'issue de la bataille fut malheureusement différente pour les individus dont les histoires sont actuellement notre focus. Dans la partie du champ de Cassius, lorsque Brutus eut fini de battre ses ennemis, il retourna à son camp élevé et vit que les tentes dans le camp de Cassius avaient disparu. Certains des officiers remarquèrent des armes réfléchissant et brillant au soleil là où les tentes de Cassius étaient censées être. Brutus soupçonna alors que Cassius avait été battu et son camp capturé par l'ennemi. Il rassembla rapidement autant de soldats qu'il le pouvait et marcha pour aider son collègue. Il le trouva finalement au sommet d'une petite colline, entouré de quelques gardes et assistants. Cassius vit un groupe de cavaliers s'approcher de lui, envoyé par Brutus, et pensa que c'était une partie de l'armée d'Antoine venant pour le capturer. Cassius, cependant, envoya un messager à leur rencontre pour savoir s'ils étaient amis ou ennemis. Le messager, nommé Titinius, descendit. Les cavaliers reconnurent Titinius et se rassemblèrent autour de lui avec enthousiasme, descendant de leurs chevaux pour le féliciter d'être en sécurité et lui demander le résultat de la bataille et ceux qui étaient arrivés à son maître. Cassius, qui ne voyait pas tout clairement, pensa que le groupe de cavaliers était des ennemis et avait capturé ou tué Titinius. Il crut que tout était maintenant perdu. Alors, il appela son serviteur Pindarus et lui dit de le suivre. Ils entrèrent dans une tente à proximité pour exécuter un plan que Cassius avait fait plus tôt. Lorsque Brutus et ses cavaliers arrivèrent, ils entrèrent dans la tente. À l'intérieur, ils ne trouvèrent personne en vie, mais ils trouvèrent le corps sans vie de Cassius. Sa tête était complètement séparée de son corps. Pindarus ne fut plus jamais vu. Brutus fut très triste à la mort de son collègue. Il ressentit également beaucoup de pression et de responsabilité, car maintenant il devait tout gérer par lui-même. Il fut confronté à de nombreuses situations difficiles qui devenaient de plus en plus complexes chaque jour. Finalement, il dut combattre une autre bataille. Les détails spécifiques de la bataille restent non divulgués. Malgré les efforts exceptionnels de Brutus pour inspirer ses soldats et maintenir sa position, ses forces finirent par succomber aux assauts incessants de ses adversaires. Cela conduisit à la chute définitive et sans espoir de sa cause. Lorsque Brutus réalisa qu'il avait perdu, il se laissa emmener loin du champ de bataille par quelques gardes. Alors qu'il se retirait, ils percèrent les lignes ennemies là où ils pensaient rencontrer moins de résistance. Cependant, ils furent poursuivis par un groupe de cavaliers qui voulaient capturer Brutus.
Dans cette urgence, l'un des amis de Brutus, Lucilius, eut l'idée de se faire passer pour Brutus et de se rendre comme prisonnier. Il exécuta avec succès ce plan. Lorsque la troupe arriva, il demanda grâce, prétendant être Brutus, et les supplia d'épargner sa vie et de l'emmener à Antoine. Les hommes se conformèrent, pensant avoir capturé une personne de grande valeur. Pendant ce temps, Brutus continuait de s'échapper. Il traversa un ruisseau et trouva un petit vallon qui semblait être un bon endroit pour se cacher. Il y avait des rochers escarpés et des arbres pour l'ombre. Quelques amis et officiers accompagnèrent Brutus dans sa fuite. La nuit tomba et il se reposa dans un petit espace sous un rocher incliné, complètement épuisé de fatigue et de douleur. Puis, levant les yeux vers le ciel, il prononça une malédiction, récitant des vers d'un poète grec, appelant au jugement juste de Dieu sur les ennemis qui célébraient actuellement ce qu'il croyait être la destruction de sa patrie. Puis, dans sa tristesse et son désespoir, il énuméra les noms des amis et compagnons qu'il avait vus mourir ce jour-là au combat, pleurant la perte de chacun avec une tristesse intense. Pendant ce temps, la nuit approchait, et le groupe caché dans la vallée reculée n'avait ni abri ni protection. Ils étaient affamés, assoiffés et épuisés, sans espoir de trouver du repos ou de la nourriture. Finalement, l'un d'eux retourna discrètement au ruisseau qu'ils avaient traversé plus tôt pour chercher de l'eau. Le soldat utilisa son casque comme contenant. Pendant que Brutus buvait l'eau, ils entendirent un bruit de l'autre côté. 2 des officiers allèrent voir pourquoi. Ils revinrent rapidement, disant qu'il y avait un groupe d'ennemis dans cette zone. Ils demandèrent à propos de l'eau qui avait été apportée. Brutus dit que tout avait été bu, mais qu'il en obtiendrait davantage immédiatement. Le messager retourna au ruisseau, mais revint rapidement, blessé et saignant. Il rapporta que l'ennemi approchait également de ce côté et qu'il avait à peine réussi à échapper à la mort. Le groupe de Brutus devint encore plus inquiet en entendant cette nouvelle. Il était clair que leur chance de rester cachés plus longtemps allait bientôt disparaître. L'un des officiers, nommé Statilius, proposa alors d'essayer de trouver une issue à la situation piégeuse dans laquelle il se trouvait. Il irait prudemment, en évitant l'ennemi et en utilisant la couverture de l'obscurité pour battre en retraite. S'il réussissait, il allumerait une torche sur une colline au loin qu'il avait indiquée, afin que le groupe dans le vallon sache qu'il était en sécurité. Il reviendrait ensuite et les guiderait tous à travers le danger, en utilisant le chemin qu'il avait trouvé. Ce plan fut accepté et Statilius partit en conséquence. Après un certain temps, ils virent une lumière brûler à l'endroit qui avait été mentionné, montrant que Statilius avait accompli sa tâche. Brutus et son groupe furent très heureux à cause du nouvel espoir que ce résultat apportait. Ils commencèrent à regarder et à écouter pour que leur messager revienne. Ils regardèrent et attendirent longtemps, mais il ne revint pas. Sur le chemin du retour, il fut arrêté et tué. Lorsque tout le monde perdit espoir de son retour, certains du groupe, lors de leur discussion désespérée, dirent qu'ils ne devraient plus rester là, mais qu'ils devaient s'échapper de cet endroit coûte que coûte. Brutus dit « Oui, nous devons en effet nous échapper de notre situation actuelle, mais nous devons le faire avec nos mains et non avec nos pieds. » Il voulait dire que la seule façon pour eux d'échapper à leurs ennemis était de se suicider. Lorsque ses amis réalisèrent cela et qu'ils prévoyaient de faire de même, ils furent très tristes. Brutus dit au revoir à chaque personne individuellement, exprimant sa gratitude pour leur loyauté jusqu'à la fin. Il trouva du réconfort et de la satisfaction en sachant que tous ses amis étaient restés loyaux et dignes de confiance. Brutus dit « Je ne me plains pas de ma situation difficile quand il s'agit de moi personnellement. Je pleure seulement pour mon pays malheureux. Quant à moi, je crois que ma condition actuelle est encore meilleure que celle de mes ennemis, car même si je meurs, les générations futures reconnaîtront ma droiture et je serai à jamais honoré comme je le mérite. Pendant ce temps, eux, même s'ils vivent, ne subiront que les conséquences de l'injustice et de la tyrannie. Après mon départ, ne pensez plus à moi, mais prenez soin de vous. Je suis sûr qu'Antoine sera d'accord avec la mort de Cassius et la mienne.
Il ne voudra plus vous poursuivre avec vengeance. Faites la paix avec lui de la meilleure manière que vous pouvez. » Brutus demanda alors à certains de ses amis de l'aider à mettre fin à sa vie. Cependant, chacun refusa de participer à une décision aussi terrible. Finalement, il emmena son vieil ami fidèle, Strato, et ils s'éloignèrent un peu des autres. Là, il demanda à nouveau une faveur qui lui avait été refusée plus tôt. Il demanda à Strato de tendre son épée. Mais Strato refusa encore. Brutus appela alors l'un de ses esclaves. Entendant cela, Strato déclara qu'il préférerait faire n'importe quoi d'autre que de voir Brutus tué par un esclave. Il prit l'épée et la tint en l'air de sa main droite, tout en utilisant sa main gauche pour couvrir ses yeux, afin de ne pas avoir à assister à la scène macabre. Brutus se jeta sur l'arme avec une telle force fatale qu'il tomba et mourut immédiatement. Cela marqua la fin de la bataille de Philippe, un conflit célèbre dans l'histoire. Elle résolut le différend entre les amis et les ennemis de César, ce qui eut un impact significatif sur le monde après sa mort. La bataille consolida le pouvoir d'Antoine et le mit au centre de l'attention, tout comme Cléopâtre était la femme la plus remarquable de l'époque. Cléopâtre, chapitre 10. Marc-Antoine, tentant de composer avec la femme la plus impressionnante du monde. Dans quelle mesure le choix de Cléopâtre de soutenir Antoine plutôt que Brutus et Cassius dans la guerre civile était motivé par sa gratitude envers César reste incertain. De même, il est flou de savoir dans quelle mesure son intérêt pour Antoine a influencé sa décision. En fin de compte, il appartient au lecteur d'interpréter ces influences. Cléopâtre avait rencontré Antoine plusieurs années auparavant lors de sa visite en Égypte, alors qu'elle était encore une jeune fille. Elle était certainement familière avec son caractère, qui possédait des qualités susceptibles d'enchanter une femme aussi passionnée, impulsive et audacieuse que Cléopâtre le devenait. Antoine était devenu mondialement connu et fascinait les gens partout dans le monde par son comportement non conventionnel et ses actions téméraires. Sa vie avait été remplie de hauts et de bas extraordinaires. En termes de moralité, il était totalement corrompu et immoral. Dans sa jeunesse, comme mentionné précédemment, il s'était livré à un style de vie d'excès et de gaspillage qui l'avait conduit à sa ruine complète et irréversible. Cependant, grâce à son charme charismatique, une caractéristique souvent trouvée chez de telles personnes, il avait réussi à exercer une influence significative sur un jeune homme riche nommé Curio. Curio l'avait temporairement soutenu en agissant comme son garant pour ses dettes. Cette ressource, cependant, s'était rapidement épuisée, et Antoine avait été contraint de quitter Rome et de vivre comme un fugitif et un exilé pendant plusieurs années, dans une vie d'immoralité et de pauvreté. Tout au long des changements survenus au cours de sa carrière, il continuait à dépenser de manière extravagante chaque fois qu'il avait de l'argent. Cet aspect de son caractère était parfois vu comme une noble générosité. Lors de ses campagnes militaires, il partageait souvent le butin qu'il avait acquis avec ses soldats, ne gardant rien pour lui-même. Cela rendait ses soldats profondément loyaux envers lui, et il considérait sa prodigalité comme une vertu, même s'il n'en bénéficiait pas personnellement. Il y avait toujours d'innombrables histoires qui circulaient dans le camp à propos de son attitude désinvolte envers l'argent, certaines amusantes et d'autres particulières et bizarres. Dans ses habitudes, il était très différent des autres hommes. Il était fier de descendre d'Hercule et tentait d'imiter le caractère sauvage de son ancêtre supposé dans son style vestimentaire et son comportement général. Il avait des traits marqués, un nez arqué et proéminent, et il laissait pousser ses cheveux et sa barbe aussi longtemps que possible. Ces qualités uniques donnaient à son visage une expression sauvage et féroce. Il avait également choisi un style de mode qui, comparé aux tendances de l'époque, le faisait paraître rude, sauvage et imprudent. Son comportement correspondait à son apparence. Il entretenait une relation proche et informelle avec ses soldats. Il passait du temps avec eux, mangeait et buvait en leur compagnie à l'extérieur, et se joignait à leurs rires bruyants et à leur joie tapageuse. Son intelligence vive et sa bravoure intrépide lui permettaient de faire tout cela en toute sécurité.
Six qualités faisaient que les soldats avaient beaucoup de respect pour leur commandant. Malgré sa grande familiarité avec ses subordonnés, il parvenait à maintenir ce respect. Cela aurait posé problème à une personne normale, mais pas à lui. Au sommet de la carrière d'Antoine, spécifiquement avant la mort de César, il s'était livré ouvertement et sans honte à des vices. Il s'entourait d'artistes, de performeurs et d'autres individus peu recommandables de la classe la plus basse. Beaucoup de ses compagnons étaient des chanteuses et des danseuses, belles et très compétentes dans leur profession. Cependant, elles étaient également corrompues et immorales. Même si les gens étaient païens à cette époque, il est incorrect de supposer que seul le christianisme peut créer un sentiment moral dans la communauté contre de tels vices. Il existe une loi naturelle, un fort instinct que tous les gens possèdent, qui dit que les hommes et les femmes devraient être ensemble comme mari et femme, et non avec quelqu'un d'autre. Il n'y a peut-être jamais eu de communauté aussi corrompue que celle où un homme comme Antoine pouvait se livrer à de tels vices. Non seulement il allait à l'encontre de sa boussole morale, mais il faisait également face à la condamnation des autres. Pourtant, le monde a tendance à être très tolérant envers les défauts des puissants. Des gens comme Antoine, qui occupent des positions élevées, sont souvent jugés selon des normes différentes par rapport aux individus ordinaires. Même dans les pays où les leaders sont choisis par la voix du peuple, l'enquête sur le caractère d'un candidat est souvent réduite au silence et considérée comme irrélevante et inappropriée. Ceux qui réussissent à acquérir le pouvoir se voient accorder des privilèges et des protections que les gens ordinaires sont déniés. Cependant, malgré le statut et l'influence d'Antoine le protégeant de la critique publique, il a poussé ses indulgences à un tel extrême que son comportement était fortement et largement condamné. Il faisait la fête toute la nuit et puis, le lendemain, apparaissait en public en ayant l'air ivre. Parfois, il se rendait à des réunions de travail si intoxiqué que ses amis devaient l'aider à partir. Lors de certains de ses voyages près de Rome, il emmenait avec lui un groupe de personnes vraiment mauvaises et voyageait avec eux sans aucune honte. Lors de l'un de ces voyages, il avait une actrice nommée Cythéride comme compagne. Elle voyageait sur un lit opulent, porté en hauteur par des porteurs, tandis qu'il l'accompagnait avec un vaste assortiment de plats et de couverts élégants. Ensemble, ils profitaient de fêtes et de banquets somptueux avec une abondance de nourriture délicieuse et de vin tout au long de leur voyage. Parfois, il s'arrêtait au bord de la route, installait ses tentes, commençait à cuisiner dans ses cuisines et préparait un grand festin. Il dressait des tables somptueuses et créait un banquet luxueux, complet avec tous les éléments les plus fins et les plus élaborés. Tout cela était fait pour impressionner les autres avec l'abondance et la perfection des luxes qu'il pouvait apporter avec lui partout où il voyageait. Il semblait toujours apprécier faire des choses inhabituelles et remarquables pour étonner les gens. Une fois, lors d'un voyage, il avait des lions pour tirer ses chariots afin de transporter ses affaires, juste pour créer une sensation. Malgré l'indulgence imprudente d'Antoine dans les plaisirs luxueux pendant qu'il était à Rome, il a montré une endurance remarquable et une résilience face à l'exposition et aux difficultés au camp ou sur le terrain. Il abordait les difficultés et les dangers à l'étranger avec la même hâte impulsive qu'il le faisait avec les dépenses et l'extravagance chez lui. Lors de ses batailles contre Octave et Lépide, après la mort de César, il a dû une fois traverser les Alpes. Il a tenté de faire cela sans suffisamment de provisions ou de moyens de transport. Lui et ses troupes ont énormément souffert pendant le voyage et étaient très affamés et en détresse. Ils ont dû manger des racines, des herbes et même de l'écorce d'arbres pour survivre. Cela les a à peine empêchés de mourir de faim. Antoine, cependant, ne semblait se soucier de rien de tout cela. Il continuait, faisant face aux défis et aux risques avec la même attitude intrépide et inébranlable jusqu'à la fin. Lors de la même campagne militaire, il y a eu un moment où il lui restait très peu de soldats, et il était dans une situation très désespérée. Il a eu l'idée incroyable d'aller seul au camp de Lépide et de convaincre les soldats de son rival de partir juste devant leur commandant.
ce plan audacieux a été exécuté avec succès. Antoine s'est approché seul, vêtu de vêtements miteux, avec ses cheveux emmêlés et sa barbe pendante sur sa poitrine et ses épaules, et s'est rendu à la position de l'Épide. Les hommes qui le connaissaient bien l'ont accueilli avec enthousiasme. Ils se sentaient désolés pour son triste état et ont commencé à écouter ce qu'il avait à dire. L'Épide, qui ne pouvait pas l'attaquer car lui et Antoine n'étaient pas ouvertement hostiles l'un à l'autre à ce moment-là, mais étaient juste des commandants rivaux dans la même armée, a ordonné aux trompettistes de faire du bruit pour noyer les paroles d'Antoine. Cela a interrompu la négociation. Cependant, les hommes ont rapidement habillé 2 d'entre eux en vêtements de femmes et les ont envoyés à Antoine. Ils voulaient prendre des dispositions avec lui pour rejoindre son côté. Ils ont également offert de tuer l'Épide si Antoine était d'accord. Antoine leur a dit de ne pas faire de mal à l'Épide. Cependant, il est allé au camp et en a pris le contrôle, devenant le chef de l'armée. Il a traité l'Épide avec beaucoup de respect et l'a gardé comme subordonné sous son commandement. Peu après la mort de César, Antoine s'est marié. Le nom de la dame était Fulvie. Elle était veuve quand elle a épousé Antoine et avait une personnalité forte et déterminée. Avant leur mariage, elle avait mené une vie sauvage et imprévisible. Cependant, elle développa une profonde affection pour son nouveau mari et lui resta fidèle tout au long de leur mariage. Elle acquit rapidement une forte influence sur lui et parvint à apporter des changements significatifs dans son comportement et sa personnalité. Elle était ambitieuse et travaillait dur pour aider son mari à atteindre une position plus élevée et à obtenir plus de succès. Elle semblait apprécier d'avoir beaucoup de contrôle sur lui. Et elle réussit, ce qui surprit tout le monde. Il était difficile de croire que quelqu'un d'aussi féroce que lui puisse être apprivoisé par quelqu'un. Mais ce n'était pas par la douceur ou la gentillesse que Fulvie gagna du pouvoir sur son mari. Elle avait un caractère fort et viril, et il semble qu'elle a pris le contrôle sur Antoine en le surpassant dans ses tactiques. Une fois, par exemple, après être revenu d'une campagne dangereuse, il se déguisa en courrier et s'introduisit de nuit dans les chambres de Fulvie. Il lui remit de fausses lettres, prétendant qu'elles provenaient de son mari. Alors que Fulvie ouvrait les lettres avec excitation et nervosité, il révéla sa véritable identité en l'embrassant et en la serrant dans ses bras, la surprenant grandement. Le mariage d'Antoine avec Fulvie non seulement contribua à améliorer sa morale dans une certaine mesure, mais eut également un effet positif sur ses manières. Sus vêtements et son apparence générale se transformèrent. Son statut politique augmenta significativement après la mort de César, et les tactiques qu'il avait précédemment employées pour atteindre cette position furent progressivement abandonnées, car elles n'étaient plus nécessaires. Résidant à Rome, il adopta un mode de vie grandiose et luxueux. Lorsqu'il partait en campagne militaire, il commença à adopter les mêmes étalages somptueux et préparatifs cérémoniaux qui étaient coutumiers dans les campements d'autres généraux romains. Après la bataille de Philippe, Antoine, malgré ses défauts et sa générosité occasionnelle, se rendit rapidement sur le site après avoir appris la mort de Brutus. Il semblait véritablement perturbé et inquiet à la vue du corps. Antoine retira son manteau militaire, qui était un vêtement très chic et coûteux, orné de décorations onéreuses, et le plaça sur le corps mort. Il instruisit ensuite l'un de ses officiers de maison d'organiser une cérémonie funéraire grandiose en signe de respect pour le défunt. Dans le cadre de ces cérémonies, l'officier était censé brûler le manteau militaire qu'Antoine avait utilisé comme linceul avec le corps. Cependant, il ne le fit pas. Le manteau était précieux, alors il le garda. Il conserva également une partie de l'argent qui lui avait été donné pour les frais funéraires. Il pensait qu'Antoine ne poserait pas trop de questions sur les arrangements funéraires pour son ennemi. Cependant, Antoine posa des questions à ce sujet, et lorsqu'il découvrit ce que l'officier avait fait, il ordonna que l'officier soit tué. Les différents changements politiques et mouvements parmi les armées après la bataille de Philippe ne seront pas discutés ici. Il suffit de mentionner qu'Antoine se dirigea vers l'Est à travers l'Asie mineure et, l'année suivante, arriva en Cilicie. De là,
il envoya un message à Cléopâtre en Égypte, lui demandant de venir le rencontrer. Il y avait des accusations contre elle, disait-il, d'avoir aidé Cassius et Brutus dans la guerre récente au lieu de le soutenir. Il n'est pas clair si ces accusations étaient vraies ou si Antoine les avait inventées comme excuse pour voir Cléopâtre, dont la beauté était largement reconnue. Quoi qu'il en soit, il envoya un message pour convoquer la reine. Le messager qu'Antoine envoya pour cette tâche était Délius. Fulvie, la femme d'Antoine, n'était pas avec lui à ce moment-là. Elle avait été laissée à Rome. Délius se rendit en Égypte et visita la cour de Cléopâtre. À cette époque, Cléopâtre avait environ 28 ans et on disait qu'elle était plus belle que jamais auparavant. Délius fut profondément impressionné par sa beauté et trouva sa voix et sa conversation captivantes. 6 biographes anciens mentionnent souvent sa voix et sa conversation comme l'un de ses charmes les plus irrésistibles. Il l'assura qu'elle n'avait pas à s'inquiéter pour Antoine. « Peu importait, dit-il, les accusations qui pourraient être portées contre elle. Elle découvrirait bientôt que juste quelques jours après avoir rencontré Antoine, elle serait grandement favorisée. Il dit qu'elle pouvait compter sur le fait de gagner rapidement un contrôle complet sur le général. Il lui dit d'aller en Cilicie sans s'inquiéter et d'aborder Antoine avec autant de grandeur et de splendeur qu'elle le pouvait. Il l'assura qu'il prendrait la responsabilité du résultat. Cléopâtre décida de suivre cette suggestion. Son imagination passionnée et spontanée était excitée à l'idée de conquérir à nouveau le plus grand général du monde et le souverain le plus puissant. Elle commença rapidement à préparer le voyage. Elle utilisa toutes les ressources de son royaume pour obtenir les choses les plus impressionnantes à montrer, comme des robes élégantes, de l'argenterie coûteuse, des bijoux faits de pierres précieuses et d'or, et de nombreux cadeaux onéreux pour Antoine. Elle choisit également un grand groupe de serviteurs pour l'accompagner et fit tous les arrangements nécessaires pour une expédition grandiose et impressionnante. Alors qu'elle se préparait, elle continuait de recevoir des messages d'Antoine, lui disant de partir dès que possible. Mais elle n'y prêtait pas beaucoup d'attention. Il était clair qu'elle se sentait indépendante et prévoyait de prendre son temps. Finalement, tout était prêt, et Cléopâtre commença son voyage. Elle navigua à travers la mer Méditerranée et atteignit l'embouchure du fleuve Cydnus. Antoine était à Tarse, une ville près de l'embouchure du Cydnus. Alors que la flotte de Cléopâtre entrait dans le fleuve, elle monta à bord d'une grande barge qu'elle avait spécialement construite pour cette occasion et qu'elle avait amenée de l'autre côté de la mer. Ce bateau était le navire le plus beau et le plus somptueux jamais construit. Il était orné de sculptures et de décorations réalisées par des artisans experts et recouvertes d'or. Les voiles étaient pourpres et les rames avaient des détails en argent. La reine Cléopâtre apparut sur le pont de ce bateau sous un auvent fait de tissu doré. Elle portait un magnifique costume qui ressemblait à ceux que Vénus, la déesse de la beauté, portait habituellement. Elle était entourée d'un groupe de beaux garçons, habillés comme des cupidons et l'éventant avec leurs ailes. Il y avait aussi quelques jeunes filles avec elle, habillées en nymphes et en grâces. Un groupe de musiciens se trouvait sur le pont. Leur musique guidait les rameurs alors qu'ils synchronisaient leur avironnement à la mélodie. Malgré sa douceur, la musique pouvait être entendue de loin sur l'eau et le long des rives, alors que le magnifique vaisseau poursuivait son voyage. Les musiciens jouaient des flûtes, des lyres, des violons et d'autres instruments communément utilisés à cette époque pour créer une musique douce et agréable. En effet, tout le spectacle apparaissait comme une vision magique. La nouvelle de l'arrivée du bateau se répandit rapidement et les habitants se rassemblèrent sur les rives du fleuve pour l'admirer alors qu'il avançait gracieusement. Lorsqu'Antoine arriva à Tarse, il était occupé par une audience publique dans son palais. Cependant, tout le monde se précipita pour voir Cléopâtre et sa barge, laissant Antoine seul ou avec seulement quelques officiels. Cléopâtre débarqua dans la ville et commença à installer ses tentes sur les rives. Antoine envoya un messager inviter Cléopâtre à dîner avec lui. Cependant, elle déclina poliment et fit une contre-offre, suggérant qu'il serait plus approprié pour lui de venir dîner avec elle. Elle mentionna qu'elle l'attendrait et que ses tentes seraient préparées à l'heure désignée. Antoine accepta sa suggestion et assista à son événement.
Il fut accueilli avec une grande grandeur et splendeur qui le laissa stupéfait. Les tentes et les pavillons où se déroulait l'événement étaient ornés d'un grand nombre de lampes. 6 lampes étaient disposées de manière ingénieuse et exquise, créant une illumination remarquablement brillante et belle. Les tables étaient chargées d'un vaste assortiment de viandes et de vins, ainsi que de vaisseaux en or et en argent, créant un étalage somptueux. De plus, les robes belles et élaborées portées par Cléopâtre et ses servantes ajoutaient à l'atmosphère enchantée de toute la scène. Le lendemain, Antoine invita Cléopâtre à venir et à rendre sa visite. Cependant, malgré tous ses efforts pour fournir un banquet aussi somptueux et bien servi que le sien, il échoua complètement et admit qu'elle l'avait totalement surpassé. Lors de ces rencontres, Antoine était complètement captivé par la beauté, l'esprit et les nombreux talents de Cléopâtre. Par-dessus tout, il était impressionné par son tact, son intelligence et sa confiance en affirmant sa supériorité sociale sur lui, ce qu'elle faisait de manière audacieuse et habile. En conséquence, Antoine céda rapidement son cœur à son influence incontestée. La première chose que Cléopâtre fit lorsqu'elle prit le pouvoir fut de demander à Antoine de tuer sa sœur Arsinoé. Arsinoé était allée à Rome pour le triomphe de César, puis s'était déplacée en Asie comme exilée. Cléopâtre voulait sa sœur morte, soit par vengeance, soit parce qu'elle craignait un danger futur. Antoine accepta et envoya un officier pour trouver et tuer Arsinoé. L'officier la trouva dans un temple et la tua, même si elle pensait être en sécurité. Cléopâtre resta à Tarse pendant un moment, profitant de beaucoup de plaisir et de divertissement et étant très proche d'Antoine. Ils passaient des jours et des nuits entiers ensemble, à festoyer et à faire la fête. Les fêtes extravagantes de Cléopâtre, en particulier, étaient connues dans le monde entier pour leur incroyable grandeur. Elle aimait particulièrement surprendre Antoine avec sa richesse et l'extravagance sans limite dans laquelle elle se complaisait. Lors d'un de ces banquets, Antoine exprimait son étonnement devant le grand nombre de coupes en or, enrichies de joyaux, qui étaient exposées de tous côtés. Cléopâtre dit « Oh, ce n'est rien. Si elles te plaisent, tu peux toutes les avoir. » En disant cela, elle ordonna à ses serviteurs de les porter à la maison d'Antoine. Le lendemain, elle invita de nouveau Antoine, avec un grand nombre des principaux officiers de son armée et de sa cour. La table présentait un nouvel ensemble de plats en or et en argent, encore plus grand et plus impressionnant que le jour précédent. Lorsque le dîner fut terminé et que tout le monde s'apprêtait à partir, Cléopâtre offrit tous ces objets précieux aux invités présents à la fête. Lors d'un autre festin, elle se vantait en prenant une perle très précieuse de l'une de ses boucles d'oreilles et en la dissolvant dans une coupe de vinaigre. Elle but ensuite le mélange, ce qui était courant à cette époque. Elle allait faire de même avec l'autre perle, mais certaines personnes l'en empêchèrent et la prirent. Note de bas de page. Les perles, de par leur nature coquillère dans leur composition et structure, sont solubles dans certains acides. Pendant ce temps, Antoine profitait d'une vie de luxe et de plaisir avec Cléopâtre, négligeant ses responsabilités publiques et provoquant ainsi le chaos. Fulvie est restée en Italie et a utilisé sa position influente et son caractère pour soutenir la cause de son mari dans cette région, travaillant énergiquement. Elle a rencontré de nombreux problèmes et risques, mais je ne peux pas fournir les détails spécifiques ici. Elle écrivait constamment à Antoine, le suppliant de venir à Rome et exprimant son anxiété et sa détresse dans ses lettres, ce qui est compréhensible compte tenu de la situation dans laquelle elle se trouvait. Elle était profondément bouleversée à l'idée que son mari ait été totalement détourné par les manœuvres manipulatrices d'une autre femme. Le fait qu'il ait abandonné sa femme et sa famille pour s'occuper de problèmes importants à la maison n'a fait qu'intensifier son sentiment d'accablement. Antoine a finalement été persuadé par l'urgence de la situation de revenir. Il a quitté ses logements à Tarse et s'est dirigé vers le sud, vers Tyr, un port naval majeur et une station à l'époque. Cléopâtre l'a accompagné. Ils étaient censés se séparer à Tyr, elle embarquant sur un navire pour l'Égypte et lui partant pour Rome. Cependant, Antoine avait un plan, tandis que Cléopâtre en avait un autre.
elle décida qu'Antoine devrait l'accompagner à Alexandrie. Comme prévu, lorsque le moment de prendre une décision est arrivé, la femme a gagné. 6 compliments, 6 astuces, son affection et ses larmes ont réussi. Après un court conflit intérieur entre l'amour d'un côté et une combinaison d'ambition et de devoir de l'autre, Antoine a renoncé au combat. Abandonnant tout le reste, il s'est complètement soumis au contrôle de Cléopâtre et est allé à Alexandrie avec elle. Ils ont passé l'hiver là-bas, s'adonnant à toutes les formes de plaisir sensuel que leur richesse illimitée leur permettait, sans aucun remords ni retenue. Il semblait n'y avoir aucune limite au comportement excessif et obsessionnel d'Antoine pendant l'hiver à Alexandrie. Cléopâtre s'est consacrée à lui jour et nuit, remplissant chaque moment de divertissement varié pour le garder occupé. Son objectif était de le maintenir occupé et de l'empêcher de penser à sa femme lointaine ou de se sentir coupable de ses actions. Antoine s'est volontairement laissé prendre dans ses pièges et a participé avec enthousiasme aux nombreux stratagèmes de Cléopâtre pour l'amusement et les festivités. Les 2 individus ont maintenu leur résidence coûteuse au sein de la ville. Ils avaient un arrangement selon lequel ils alternaient les fonctions d'hôtes, chacun prenant son tour un jour sur 2. Lors de ces visites, ils jouaient à des jeux, participaient à des sports, regardaient des spectacles, mangeaient, buvaient et se livraient à toutes sortes de comportements sauvages et excessifs. Un exemple intéressant est donné de la manière dont des informations sur la vie quotidienne et les événements des temps anciens peuvent être découvertes accidentellement. Cela s'est passé à la cour d'Antoine pendant l'hiver, lorsqu'un jeune étudiant en médecine nommé Philotas d'Alexandrie se lia d'amitié avec l'un des cuisiniers d'Antoine. Sous la guidance de ce cuisinier, Philotas entra un jour dans le palais pour voir ce qui se passait. Le cuisinier emmena son ami dans les cuisines où, à la surprise de Philotas, il vit 8 sangliers rôtir devant les feux, certains plus cuits que d'autres. Philotas demanda qui allait manger toute cette nourriture ce jour-là. Le cuisinier sourit et dit qu'il n'y aurait pas d'invités, juste le groupe habituel d'Antoine. Le cuisinier expliqua « Cependant, nous devons toujours préparer plusieurs soupers et les avoir prêts à différents moments. C'est parce que nous ne savons jamais quand ils demanderont que le repas soit servi. Parfois, lorsque le souper est déjà apporté, Antoine et Cléopâtre se lancent dans une nouvelle activité et décident de ne pas s'asseoir à la table à ce moment-là. En conséquence, nous devons retirer le souper et en apporter un autre peu après. » Antoine avait un fils avec lui à Alexandrie. Le nom du fils était également Antoine, tout comme son père. Il était assez âgé pour se sentir honteux de son père pour ne pas avoir fait son devoir et pour respecter les droits et l'honneur de sa mère. Cependant, au lieu de faire cela, il suivit l'exemple de son père et fut tout aussi insouciant et extravagant. Le même Philotas, mentionné plus tôt, fut finalement engagé dans le ménage du jeune Antoine. Cela signifiait qu'il s'assiérait à la table d'Antoine et participerait à ses rassemblements sociaux. Philotas raconte une histoire d'une fois où il faisait un festin et il y avait un invité, un médecin, qui était extrêmement arrogant et aimait beaucoup parler, ne laissant aucune chance à quelqu'un d'autre de parler. Le plaisir de la conversation fut gâché par ses bavardages excessifs. Cependant, Philotas finit par le confondre avec une question logique, similaire à celle discutée dans les temps anciens, ce qui le rendit silencieux pendant un moment. Le jeune Antoine était tellement ravi de cet accomplissement qu'il donna à Philotas tous les plats en or et en argent de la table et les envoya chez lui après l'événement. Il instruisit Philotas de les marquer de son sceau et de les enfermer. La question que Philotas posa au docteur arrogant était la suivante. Cependant, il convient de noter qu'à l'époque, on croyait que l'utilisation d'eau froide avec de la fièvre était très dangereuse, sauf dans certains CA où elle avait un effet positif. Philotas argumenta alors comme suit. Dans certains cas, il est préférable de donner de l'eau à un patient ayant de la fièvre. Tous les CA de fièvre sont des CA d'un certain type. Par conséquent, il est préférable de donner de l'eau aux patients dans tous les CA. Après que Philotas ait présenté son argument, il demanda au médecin de trouver des failles dans celui-ci. Le médecin lutta pour comprendre et expliquer l'argument compliqué,
offrant à tout le monde une pause de ses longueurs. Philotas mentionne qu'il a rendu la vaisselle en or et en argent au jeune Antoine parce qu'il avait peur de les garder. Antoine a convenu que c'était une bonne idée puisque certains des récipients étaient précieux en raison de leur artisanat rare et ancien, et son père pourrait remarquer leur absence et vouloir savoir où ils étaient passés. S'il n'y avait pas de limite, d'une part, à la grandeur et à la magnificence des plaisirs qu'Antoine et Cléopâtre appréciaient, il n'y avait également aucune limite au comportement négatif et dégradant qui les définissait. Parfois, bien après minuit, après des heures de réjouissance et de fête dans le palais, Antoine se déguisait en serviteur. Poussé par l'alcool, il s'aventurait alors dans les rues à la recherche d'aventures palpitantes. Dans de nombreux CA, Cléopâtre elle-même sortait avec Antoine, déguisée de manière similaire. Lors de ces et sorties, Antoine s'impliquait souvent dans des ennuis et des situations risquées. Il participait à des émeutes de rue et à des bagarres d'ivrognes, tout pour amuser Cléopâtre et lui-même. Les histoires de ces et ses aventures se répandaient parmi les gens par la suite. Certains admiraient la nature amicale et joyeuse de leurs visiteurs étranges, tandis que d'autres le méprisaient pour se comporter comme un animal. Antoine et Cléopâtre profitaient d'amusements et de plaisirs innocents. Ils faisaient des excursions sur le Nil et organisaient des fêtes sur l'eau dans le port et dans des zones rurales près de la ville. Une fois, ils sont sortis pour une partie de pêche, en bateau, dans le port. Les tentatives de pêche d'Antoine étaient infructueuses et il était embarrassé à l'idée que Cléopâtre soit témoin de sa malchance. Pour éviter cela, il a secrètement arrangé avec des pêcheurs pour plonger sous l'eau à l'insu de tous et attacher des poissons à son hameçon. Grâce à ce plan, il a très rapidement attrapé de très gros et beaux poissons. Cléopâtre, cependant, était trop prudente pour être facilement dupée par un tel tour. Elle observait la manœuvre mais agissait comme si elle ne l'avait pas remarqué. Au lieu de cela, elle a montré beaucoup de surprise et de bonheur face à la bonne chance et à l'habileté impressionnante d'Antoine. Le jour suivant, elle voulait aller pêcher à nouveau, donc un autre groupe fut formé, tout comme le jour précédent. Cependant, elle a secrètement dit à un autre pêcheur d'acheter un poisson séché et salé au marché. Puis, lorsque l'occasion s'est présentée, il est allé sous l'eau, sous les bateaux, et l'a attaché à l'hameçon, devançant les plongeurs d'Antoine. Le plan a bien fonctionné, et devant une foule heureuse, Antoine a fièrement attrapé un gros poisson. Cependant, il est rapidement devenu évident pour tout le monde que le poisson était déjà conservé et séché, un type de poisson communément acheté au marché, exposant le stratagème. C'était un type de poisson qui provenait à l'origine d'Asie mineure. Les bateaux et l'eau tout autour d'eux étaient remplis de rires et de joie à cause de cet événement. Alors qu'Antoine était préoccupé par des activités peu recommandables et s'adonnait à des plaisirs coupables à Alexandrie, sa femme Fulvie devenait de plus en plus désespérée à la maison. Ayant épuisé toutes les autres options pour le persuader de revenir, elle a eu recours à déclencher une guerre, espérant que le conflit le contraindrait à revenir. Fulvie avait beaucoup d'énergie, d'influence et de talent. Elle rassembla une armée, établit un camp, mena les troupes et envoya à Antoine des nouvelles des dangers qui pourraient nuire à sa cause, ce qui l'effraya beaucoup. Pendant ce temps, il y avait des rapports de grands désastres en Asie mineure et de soulèvements dans les provinces dont Antoine était responsable. Antoine s'est rendu compte qu'il devait sortir de son infatuation pour Cléopâtre et prendre ses distances avec elle, sinon il ferait face à une ruine complète et irréversible. Il a essayé de s'échapper très fort. Il a dit au revoir à la reine, a rapidement embarqué sur une flotte de navires et a navigué vers Tyr. Cela a laissé Cléopâtre dans son palais, se sentant contrariée, déçue et ennuyée. Cléopâtre, chapitre 11. Réunion en Égypte. Cléopâtre et Antoine contre le monde. Après s'être séparée d'Antoine, comme décrit dans le chapitre précédent, Cléopâtre le perdit pendant une période de 2 ou 3 ans. Antoine lui-même a été confronté à de nombreux défis et risques pendant cette période et a vécu de nombreux événements significatifs qui ne peuvent être décrits en détail ici.
Sa vie durant cette période était caractérisée par un changement constant et de l'excitation, probablement marqué par des sentiments de regret pour le passé et des préoccupations pour l'avenir. À son arrivée à Tyr, il a été confronté à une décision difficile sur la direction à prendre, entre l'Asie mineure ou Rome. Les deux endroits nécessitaient de toute urgence sa présence. La guerre provoquée par Fulvia a été alimentée, en partie, par la rivalité entre Octave et Antoine, et le conflit de leurs intérêts avec ceux de son mari. Antoine était furieux contre elle pour avoir mal géré ses affaires et causé une guerre. Finalement, Antoine et Fulvia se sont réunis à Athènes. Fulvia était allée dans cette ville et y était très malade, soit à cause d'une maladie, soit d'être constamment inquiète, frustrée et en détresse. Ils ont eu une réunion houleuse. Aucune des parties n'était prête à montrer de la gentillesse à l'autre. Antoine a brusquement et durement quitté sa femme après l'avoir blâmée pour tout. Peu après, elle est décédée, ce qui a été bénéfique pour Antoine. Sa mort a conduit à une réconciliation entre Antoine et Octave. Fulvia s'était activement opposée à Octave et organisait des plans contre lui. En conséquence, Octave lui en voulait, ainsi qu'à Antoine. Maintenant qu'elle était morte, une réconciliation semblait possible. Octave avait une sœur nommée Octavie, qui avait été mariée à un général romain nommé Marcellus. Octavie était une femme belle et accomplie, avec une personnalité très différente de celle de Fulvia. Elle était douce, affectueuse et gentille, préférant la paix et l'harmonie plutôt que d'affirmer son influence par un comportement agressif et autoritaire. Le mari d'Octavie était décédé à cette époque. Au cours des discussions et des interactions entre Antoine et Octave, ils ont eu l'idée qu'Antoine épouse Octavie. Ce mariage était vu comme un moyen de solidifier et de renforcer la réconciliation. Finalement, tout le monde a accepté cette proposition. Antoine était heureux de trouver une solution aussi simple à ses problèmes. Les Romains et les autorités à Rome voulaient également que cet arrangement se réalise parce qu'ils savaient que la paix mondiale dépendait de la manière dont ces deux hommes se traitaient. Cependant, il existait une loi à Rome qui empêchait les veuves de se remarier pendant une certaine période après la mort de leur mari. Ce délai n'était pas encore écoulé pour Octavie. La détermination à réaliser cette union était si intense que la loi a été spécifiquement modifiée pour accommoder leur situation. En conséquence, Antoine et Octavie ont pu procéder à leur mariage sans délai. L'Empire fut divisé entre Octave et Antoine, Octave recevant la partie occidentale et Antoine la partie orientale. Antoine n'avait probablement pas de fort sentiment d'amour pour sa nouvelle épouse, malgré sa beauté et sa bonté. Un homme qui avait vécu le genre de vie qu'il avait mené aurait pu trouver difficile de former des liens forts et purs à ce moment-là. Cependant, il était satisfait de la nouveauté de son mariage et semblait temporairement oublier l'absence de Cléopâtre. Il resta avec Octavie pendant 1 an, puis il partit pour certaines missions militaires qui l'éloignèrent d'elle pendant un moment. Il revint, mais partit de nouveau. Tout au long de cette période, Octavie eut une influence positive et bénéfique sur lui et sur Octave. Elle joua un rôle crucial pour apaiser leurs disputes et alléger leurs doutes et insécurités. Ses efforts furent très réussis. Elle parvint à les rassembler et à résoudre leurs différences juste avant qu'ils ne partent en guerre. Les actions d'Octavie étaient courageuses et déterminées, mais également douces et humbles. Durant cette période dangereuse, elle était en Grèce avec son mari. Elle le convainquit de la laisser aller voir son frère à Rome. Elle croyait pouvoir résoudre les problèmes à venir. Antoine accepta et lui permit de partir. Elle se rendit à Rome et rencontra son frère devant ses 2 principaux officiels. Là, elle plaida en faveur de son mari, en pleurant. Elle défendit ses actions, expliqua ce qui semblait mauvais et demanda à son frère de ne rien faire qui puisse la rendre très triste au lieu de très heureuse. Octavie dit « Considère ma situation. Tout le monde me regarde. Je suis mariée à l'un des hommes les plus puissants du monde et la sœur d'un autre. Si tu laisses des actions imprudentes mener à la guerre, je serai détruite. Que mon mari ou mon frère soit vaincu, mon bonheur sera perdu à jamais. » Octave aimait vraiment sa sœur, et il fut influencé par ses demandes au point qu'il accepta de rencontrer Antoine pour voir s'il pouvait résoudre leurs problèmes.
Cette rencontre eut lieu sur une rivière, où les deux généraux montèrent dans des bateaux séparés et ramèrent l'un vers l'autre jusqu'à se rencontrer au milieu du courant. Une réunion eut lieu où toutes les questions non résolues furent résolues, du moins temporairement. Cependant, après un certain temps, Antoine se lassa de sa femme et aspira de nouveau à Cléopâtre. Il laissa Octavie à Rome et voyagea vers l'Est, prétendant s'occuper des affaires de l'Empire dans cette région. Au lieu de cela, il se rendit à Alexandrie et reprit sa relation étroite antérieure avec la reine égyptienne. Octave était très en colère contre cela. La colère qu'il ressentait autrefois envers Antoine, que Octavie avait auparavant aidé à réduire, revenait maintenant plus forte. Cette résurgence s'est produite parce qu'il était très contrarié par la manière dont sa sœur avait été traitée. L'opinion publique à Rome se retournait également fortement contre Antoine. Des satires étaient écrites pour se moquer de lui et de Cléopâtre, et les gens critiquaient fortement son comportement. Octavie était aimée de tous, et la sympathie pour elle intensifiait la colère publique envers l'homme qui pouvait trahir quelqu'un d'aussi gentil, doux et fidèle qu'elle. Après avoir passé un certain temps à Alexandrie et renoué avec Cléopâtre, Antoine repartit et traversa la mer vers l'Asie. Il avait des tâches militaires importantes à accomplir là-bas. Son but était de compléter ces tâches et de retourner en Égypte dès que possible. Cependant, il découvrit qu'il ne supportait pas d'être loin de Cléopâtre, même pour une courte période. Il pensait constamment à elle et regrettait les moments agréables qu'ils avaient passés en Égypte. Il désirait désespérément la revoir, ce qui lui rendait impossible de se concentrer sur ses responsabilités dans le camp. En conséquence, il devint craintif, inefficace et négligent, et presque tout ce qu'il tentait échouait. Les soldats savaient pourquoi leur commandant les négligeait, et ils étaient très en colère à ce sujet. Leur mécontentement se répandait dans le camp, avec beaucoup de murmures discrets et de nombreuses plaintes. Antoine, cependant, comme d'autres à sa place, était inconscient de tous ces signes de mécontentement. Il les aurait probablement ignorés même s'il les avait remarqués. Submergé par son désir pour sa bien-aimée, il décida d'entreprendre le voyage à travers le pays, malgré le fait que ce soit l'hiver. Il se mit en route pour la côte, où il avait arrangé de rencontrer Cléopâtre. L'armée faisait face à des conditions très difficiles pendant ce voyage. Une fois le voyage commencé, Antoine était tellement désireux d'avancer qu'il força ses troupes à marcher plus vite qu'elles n'en étaient capables. Il n'avait pas non plus de tentes appropriées ni de provisions alimentaires suffisantes. En conséquence, après une journée fatigante de marche, ils devaient souvent dormir à l'extérieur dans les montagnes, avec peu de moyens de satisfaire leur faim et peu de protection contre la pluie froide ou les tempêtes de neige. Lors de cette marche, 8000 hommes sont morts de froid, de fatigue et d'exposition. Cela a pu représenter un sacrifice plus important que jamais auparavant en raison de la passion intense et de l'impatience de l'amoureux. Arrivé sur le rivage, Antoine se dirigea vers un port maritime près de Sidon, où Cléopâtre était censée arriver. Malheureusement, seule une petite partie de son armée restait, et ceux qui avaient survécu étaient dans un état pitoyable de dénuement. Alors que le moment anticipé de l'arrivée de Cléopâtre approchait, l'impatience d'Antoine de la voir devenait plus intense. Cependant, elle n'arriva pas aussi rapidement qu'il l'avait espéré, et pendant le retard, il semblait être consumé par un mélange d'amour et de chagrin. Il devenait silencieux, perdu dans ses pensées et empli de tristesse. Il ne pensait qu'à l'arrivée de Cléopâtre et n'avait d'intérêt pour aucun autre plan. Il la guettait constamment et quittait parfois la table pendant le souper pour aller seul sur le rivage. Là, il se tenait debout et regardait la mer, se disant tristement « Pourquoi n'arrive-t-elle pas ?» L'armée n'appréciait guère et se moquait de lui pour son obsession pour Cléopâtre, mais il ignorait leurs sentiments et restait concentré sur son arrivée. Finalement, elle vint, apportant un grand approvisionnement de vêtements et d'autres articles nécessaires pour l'armée d'Antoine. Cela non seulement le satisfaisait, mais fournissait également un soutien important pour ses défis militaires. Après avoir passé un certain temps à profiter d'être de nouveau avec Cléopâtre, Antoine commença à penser aux affaires de son gouvernement, qui exigeaient de plus en plus son attention.
il commença à recevoir des demandes urgentes de différents endroits, le pressant de prendre des mesures. Pendant son séjour à Rome, Octavie devenait de plus en plus inquiète car elle continuait à recevoir des mises à jour préoccupantes sur la situation de son mari et son obsession pour Cléopâtre. Dans une dernière tentative pour arranger les choses, elle était déterminée à le ramener. Elle demanda à son frère de lui permettre de lever des soldats et de rassembler des ressources. Ensuite, elle prévoyait d'aller à l'Est pour le soutenir. Octave accepta sa demande et aida même Octavie à se préparer. Cependant, il est dit qu'il était influencé par sa forte conviction que la tentative de sa sœur de récupérer son mari échouerait. Il pensait qu'Antoine serait considéré comme totalement en tort par le peuple romain, et cela conduirait à sa chute ultime. Octavie était heureuse d'obtenir l'aide de son frère pour son projet, quelle que soit la raison pour laquelle il la lui donnait. Elle rassembla un grand groupe de soldats, leva beaucoup d'argent et obtint des vêtements, des tentes et des fournitures pour l'armée. Lorsque tout fut prêt, elle quitta l'Italie et monta à bord d'un navire, après avoir envoyé un message à son mari pour lui annoncer qu'elle arrivait. Cléopâtre commença à s'inquiéter qu'elle pourrait perdre Antoine à nouveau. Pour conserver son pouvoir sur lui, elle utilisa ses astuces habituelles. Elle ne disait rien, mais agissait comme quelqu'un qui souffrait ou était triste à cause d'un secret. Elle se faisait fréquemment surprendre en train de pleurer. Dans ces situations, elle essuyait rapidement ses larmes et affichait un visage souriant, prétendant être heureuse bien qu'elle fût accablée d'anxiété et de tristesse. Quand Antoine était à proximité, elle semblait extrêmement heureuse de le voir et le regardait avec une expression profondément affectueuse. Lorsqu'elle était loin de lui, elle passait son temps seule. Elle était toujours silencieuse, triste et pleurait fréquemment. Elle s'assurait qu'Antoine était au courant de ses peines et souffrances cachées. Elle voulait qu'il comprenne que tout cela était dû à son amour pour lui et sa peur qu'il puisse la quitter. Les amis et agents secrets de Cléopâtre, qui informaient Antoine de ces choses, ont également plaidé directement en sa faveur. Ils soutenaient audacieusement que l'amour de Cléopâtre pour Antoine était plus important que celui d'Octavie. Selon eux, Octavie n'avait été sa femme que pendant une brève période, alors que Cléopâtre lui avait été profondément dévouée pendant de nombreuses années. Octavie l'avait épousé, prétendait-il, non par amour, mais pour des raisons politiques pour plaire à son frère et consolider une alliance politique avec lui. D'autre part, Cléopâtre s'était complètement et inconditionnellement abandonnée à lui, poussée uniquement par une affection personnelle qu'elle ne pouvait résister. Elle avait tout abandonné pour lui. Elle avait perdu sa réputation, l'amour de ses sujets et était critiquée par tous. Maintenant, elle avait quitté son pays natal pour le rejoindre dans sa situation difficile. Étant donné tout ce qu'elle avait fait, enduré et abandonné pour lui, il serait extrêmement cruel et injustifiable de l'abandonner maintenant. Elle ne pourrait jamais faire face à une telle désertion. Son être entier était si profondément lié à lui qu'elle dépérirait et périrait s'il la quittait à ce moment. Antoine était très troublé et contrarié par les complications dans lesquelles il se trouvait. C'était son devoir, et peut-être même son désir, son ambition, et chaque décision sensée et stratégique lui disait qu'il devait immédiatement quitter ses pièges et aller rencontrer Octavie. Mais le bastion qui le retenait était trop puissant pour être brisé. Il succomba à la tristesse et aux larmes de Cléopâtre. Il envoya un message à Octavie, qui se trouvait à Athènes, en Grèce, lui disant de ne pas venir plus près. Octavie, qui n'a montré aucune colère envers son mari, a demandé ce qu'elle devait faire avec les soldats, l'argent et les fournitures qu'elle apportait. Antoine lui a dit de les laisser en Grèce. Octavie fit ce qu'on lui avait dit et retourna tristement chez elle. À son arrivée à Rome, Octave, son frère, profondément en colère contre le comportement méprisable d'Antoine, contacta immédiatement sa sœur et la pressa de quitter la résidence d'Antoine pour le rejoindre. Octave déclara qu'il était essentiel pour elle de préserver son estime de soi et de ne pas continuer à résider sous le même toit qu'un tel homme. Octavie dit qu'elle ne quitterait pas la maison de son mari. Cette maison était son devoir, quelles que soient les actions de son mari,
et elle y resterait. Ainsi, elle retourna à son ancienne demeure et s'occupa de la famille et des enfants avec patience et dévouement empreint de tristesse. L'un de ces enfants était le fils d'Antoine de son mariage précédent avec Fulvia. Pendant ce temps, Octavie remplit tristement et consciencieusement ses rôles de femme et de mère dans la maison de son mari à Rome. D'autre part, Antoine accompagna Cléopâtre à Alexandrie et s'adonna de nouveau à une vie de plaisir coupable. L'état d'esprit incroyable de cette épouse merveilleuse et dévouée impressionna tout le monde. Cependant, cela eut un autre effet qu'Octavie n'apprécia probablement pas. Cela rendit les gens en colère contre la personne indigne qui recevait cette extraordinaire gentillesse. Entre-temps, Antoine se soumit entièrement à l'influence et au contrôle de Cléopâtre. Il géra toutes les affaires de l'Empire romain à l'Est de manière à servir au mieux les ambitions et la réputation de Cléopâtre. Il choisit Alexandrie comme sa capitale et y organisa de fastueuses célébrations triomphales. Aux côtés de Cléopâtre et de son entourage, il orchestrait des expéditions ostentatoires en Asie et en Syrie. Généreusement, il lui offrit des provinces entières en cadeau et éleva ses 2 fils, Alexandre et Ptolémée, nés au début de leur relation, à des rôles proéminents, les reconnaissant comme les siens. Les actions menées à Rome eurent de graves conséquences pour la réputation d'Antoine. Octave informa le Sénat romain et le peuple de tout ce qui s'était passé, utilisant la mauvaise gestion et les fautes de conduite d'Antoine comme base pour de graves accusations contre lui. Apprenant ces développements, Antoine envoya ses représentants à Rome pour faire des accusations contre Octave. Cependant, ces contre-accusations n'eurent aucun effet. L'opinion publique se retourna contre lui dans la capitale et Octave commença à se préparer pour la guerre. Antoine réalisa qu'il devait se préparer à l'autodéfense. Cléopâtre rejoignit avec enthousiasme ses plans à cette fin. Antoine commença à recruter des soldats, à rassembler et équiper des navires de guerre et des galères, et à exiger de l'argent et des fournitures militaires des provinces et royaumes de l'Est. Cléopâtre lui donna accès à toutes les ressources de l'Égypte. Elle lui fournit de grandes quantités d'argent et une réserve illimitée de blé, qu'elle obtenait de ses territoires dans la vallée du Nil. Les différentes parties de l'immense armée qui avait été assemblée furent informées de se rencontrer à Éphèse, où Antoine et Cléopâtre les attendaient pour les recevoir. Ils s'y étaient rendus après avoir terminé leurs préparatifs en Égypte et étaient prêts à commencer la campagne. Lorsque tout fut prêt pour le départ d'Éphèse, Antoine crut qu'il serait sage pour Cléopâtre de retourner en Égypte et pour lui d'affronter Octave seul avec la flotte. Cependant, Cléopâtre était catégorique sur le fait de ne pas partir. Elle ne pouvait pas risquer de laisser Antoine seul, craignant qu'il ne fasse la paix avec Octave et retourne à Octavie, la laissant derrière. Elle réussit à convaincre Antoine de la garder à ses côtés en soudoyant son conseiller principal, Canidius. Après avoir accepté de l'argent de Cléopâtre, Canidius feignit l'impartialité dans ses conseils. Il soutint qu'il serait injuste d'exclure Cléopâtre de la participation à la gloire potentielle de la guerre, en particulier compte tenu de sa contribution substantielle au financement. De plus, une portion significative de l'armée comprenait des soldats égyptiens. Si Cléopâtre devait partir, il se sentirait démoralisé et moins efficace dans le conflit comparé à être motivé par la présence de leur reine. De plus, Cléopâtre ne devrait pas être vue comme un fardeau ou une cause de préoccupation comme beaucoup d'autres femmes qui pourraient rejoindre une expédition militaire. Au lieu de cela, elle servirait de conseillère et de supporteuse précieuse. Selon lui, elle était une reine intelligente, active et forte, expérimentée dans la conduite d'armée et la gestion des affaires d'État. Son aide dans l'expédition devait grandement contribuer à son succès. Antoine fut convaincu par ces arguments et ils finirent par convenir que Cléopâtre l'accompagnerait. Antoine ordonna ensuite à la flotte de se rendre à l'île de Samos. Ils y jetèrent l'ancre et y restèrent un moment, attendant l'arrivée de plus de soldats et la finition d'autres choses. Antoine, à mesure qu'il se rapprochait de sa chute, devenait de plus en plus obsédé. Au lieu de se concentrer sur la préparation du conflit à venir, il perdait son temps en fêtes, jeux et comportements imprudents. Ce n'est pas surprenant.
Dans des situations comme celle-ci, les hommes ont souvent recours à des moyens similaires pour se protéger, dans une certaine mesure, des sentiments de culpabilité et des soucis prêts à les hanter. Ils ont tendance à repousser ces pensées sombres en s'engageant dans la boisson et les fêtes. Antoine partageait la même opinion. Ainsi, une grande assemblée d'acteurs, d'acrobates, de clowns, de comédiens et de divertisseurs fut conviée à Samos pour captiver la cour d'Antoine avec un enthousiasme considérable. L'île fut remplie de fêtes sauvages et de célébrations. Les gens étaient étonnés par les festivités extravagantes, qu'ils jugeaient inappropriées pour l'occasion. Ils se demandaient quel genre de célébration encore plus grande Antoine pourrait planifier s'il gagnait la bataille. Après un moment, Antoine et Cléopâtre, accompagnés d'un grand groupe de suiveurs, quittèrent Samos. Ils traversèrent la mer Égée et arrivèrent en Grèce. De là, ils se rendirent à Athènes. La flotte commença son voyage en naviguant vers l'ouest depuis Samos, puis contourna le cap Ténare, le point le plus méridional de la Grèce. Après cette manœuvre, elle se dirigea vers le nord le long de la côte ouest de la péninsule. Cléopâtre voulait aller à Athènes pour une raison spécifique. Octavie avait visité Athènes lors de son voyage pour rencontrer son mari avec des troupes supplémentaires et une assistance. Pendant que Octavie était à Athènes, les gens là-bas se sentaient désolés pour sa situation difficile et admiraient son attitude courageuse face à l'adversité. Ils lui témoignèrent beaucoup de respect et lui accordèrent de nombreux honneurs pendant son séjour à Athènes. Cléopâtre voulait aller au même endroit et montrer sa richesse et son pouvoir sur Antoine, pour prouver qu'elle était meilleure qu'Octavie. Il semble qu'elle ne voulait pas permettre à l'épouse malheureuse, qu'elle avait si cruellement lésée, d'avoir même une place dans le cœur des gens de cette ville étrangère. Au lieu de cela, elle tenta sottement d'effacer l'impact de son innocence perçue en exposant ouvertement le succès florissant de sa faute impudique. Elle réussit dans ses plans. Les gens d'Athènes furent étonnés et confus par la grande magnificence que Cléopâtre leur montra. Elle donna de grandes quantités d'argent au peuple. En retour, la ville l'honora grandement. Antoine lui-même, se faisant passer pour un citoyen d'Athènes, était parmi les gens. Cléopâtre reçut la délégation dans son palais. La réception se déroula avec les cérémonies les plus splendides et imposantes. On aurait pu s'attendre à ce que la haine intense et contre nature de Cléopâtre envers Octavie soit satisfaite à présent, mais ce n'était pas le sien. Pendant qu'Antoine était à Athènes, très probablement influencé par Cléopâtre, il envoya un message à Rome divorçant d'Octavie et lui ordonnant de quitter sa maison. Octavie se conforma et, emmenant les enfants avec elle, quitta sa maison tout en pleurant sur son sort cruel. Pendant ce temps, alors que tous ces événements se déroulaient à l'Est, Octave se préparait à la crise imminente. Il avançait maintenant avec une flotte puissante. Il avait le soutien du Sénat romain et du peuple parce qu'ils avaient passé un décret pour retirer Antoine de sa position de pouvoir. Les accusations portées contre lui concernaient toutes des délits mineurs et des méfaits survenus en raison de son association avec Cléopâtre. Octave réussit à obtenir un testament qu'Antoine avait rédigé avant de quitter Rome, et qu'il avait conservé dans ce qu'il croyait être un emplacement très sécurisé. Les gardiens en charge refusèrent de le lui donner lorsqu'il le demanda. Cependant, ils dirent qu'ils ne l'empêcheraient pas s'il voulait le prendre. Octave décida de prendre le testament et de le lire au Sénat romain. Le testament déclarait, entre autres, que si Octave mourait à Rome, son corps devrait être envoyé à Alexandrie et remis à Cléopâtre. Il montrait également un niveau d'obéissance et de loyauté envers la reine égyptienne, qui était considéré comme inacceptable pour un dirigeant romain. Antoine était également accusé de piller des villes et des provinces pour offrir des cadeaux à Cléopâtre. On disait qu'il lui avait envoyé une bibliothèque de 200 000 livres de Pergame pour remplacer celle que Jules César avait accidentellement brûlée. De plus, Antoine était critiqué pour avoir promu les fils de Cléopâtre, malgré leur basse naissance, à des postes d'autorité dans le gouvernement romain. Beaucoup estimaient que son comportement envers Cléopâtre compromettait la dignité attendue d'un officier romain. Par exemple, lorsqu'il présidait un tribunal judiciaire, il recevait des lettres d'amour envoyées par Cléopâtre.
Il déplaçait alors immédiatement son attention des procédures en cours devant lui pour lire les lettres. Note de bas de page. 6 lettres, basées sur la décision de Cléopâtre de faire tout ce qui concerne elle-même et Antoine de manière coûteuse et extravagante, étaient gravées sur des tablettes faites d'onyx, de cristal ou d'autres pierres précieuses. Parfois, il faisait cela en étant assis sur le trône, lors de rencontres avec des ambassadeurs et des princes. Cléopâtre envoyait probablement ces lettres lors de telles occasions pour démontrer son pouvoir et satisfaire sa nature enjouée. À un moment, comme l'a dit Octave dans ses arguments devant le Sénat romain, Antoine entendait une affaire très importante. Alors que l'un des principaux orateurs de la ville lui parlait de l'affaire, Cléopâtre passa par là. Antoine se leva immédiatement, quitta la cour sans aucune formalité et la suivit. Les actions d'Antoine et les histoires à son sujet firent que les gens ne l'aimaient pas, entraînant l'abandon de ses amis et la victoire de ses ennemis. Une décision fut prise contre lui, et Octave reçut le pouvoir de l'appliquer. Tandis qu'Antoine se déplaçait vers l'ouest avec sa flotte et son armée, Octave se dirigeait vers l'est et le sud depuis l'Adriatique pour le confronter. Avec le temps, après de nombreuses manœuvres et retards, les deux armées se rencontrèrent près d'un endroit appelé Axium, situé sur la côte occidentale de l'Épire, au nord de la Grèce. Les deux commandants disposaient de puissantes flottes en mer et de grandes armées à terre. Antoine avait plus de troupes terrestres, mais sa flotte n'était pas aussi puissante que celle d'Octave. Antoine préférait livrer la bataille principale sur terre, mais Cléopâtre refusa. Elle l'encouragea à combattre Octave en mer. On pensait qu'elle voulait avoir une route d'évasion plus sûre en cas de défaite. Elle croyait que s'ils avaient des navires, ils pourraient rapidement naviguer vers Alexandrie s'ils étaient vaincus. Cependant, elle ne savait pas ce qui lui arriverait s'ils perdaient sur terre. Les conseillers et les chefs de l'armée conseillèrent vivement à Antoine de ne pas compter sur la mer. Malgré tous leurs arguments et objections, Antoine les ignora. Cléopâtre était déterminée à faire les choses à sa manière. Le matin de la bataille, lorsque les navires étaient alignés, Cléopâtre commandait un groupe de 50 ou 60 vaisseaux égyptiens. 6 navires étaient entièrement équipés et bien préparés, avec mâts et voiles. Cléopâtre s'assura que tout était prêt pour une évasion rapide, au cas où. Elle positionna ses navires comme soutien et observa tranquillement la bataille pendant un moment. Les navires d'Octave avancèrent pour attaquer ceux d'Antoine. Les hommes se battaient de pont en pont, utilisant des lances, des pics d'abordage, des flèches enflammées et d'autres armes destructrices. Les navires d'Antoine faisaient face à de nombreux défis. Ils n'avaient pas seulement moins de navires qu'Octave, mais ils étaient également surpassés en termes de compétences de l'équipage et de la qualité de leurs armes. Pourtant, le conflit était très tenace. Cléopâtre, cependant, n'attendit pas de voir comment cela se terminerait finalement. Comme les forces d'Antoine ne gagnaient pas immédiatement, elle commença bientôt à céder à ses craintes quant à l'issue, et finalement paniqua et décida de fuir. Elle ordonna aux rameurs de commencer à ramer et aux voiles d'être hissées. Ensuite, elle se fraya un chemin avec force à travers une partie de la flotte qui était engagée dans le combat, semant la confusion sur son passage. Elle parvint à atteindre la mer et continua ensuite à naviguer à pleine vitesse le long de la côte vers le sud. Lorsque Antoine réalisa que Cléopâtre partait, il se concentra entièrement sur elle, poussé par son intense dévouement. Il fit rapidement appel à une galère à 5 rangs de rameurs pour poursuivre avec toute leur force la flotte en fuite de Cléopâtre. Cléopâtre vit une galère rapide s'approcher d'elle depuis le pont de son navire. Elle leva un signal à la poupe du vaisseau sur lequel elle se trouvait pour qu'Antoine sache vers lequel des 50 navires volants il devait se diriger. Antoine suivit le signal et s'approcha du navire de Cléopâtre, où les marins le soulevèrent et l'aidèrent à monter à bord. Cléopâtre avait disparu. Elle se sentait honteuse et confuse, incapable d'affronter la personne qu'elle avait irréparablement blessée. Antoine ne la chercha pas. Il resta silencieux, marchant vers l'avant du navire et s'effondrant là, seul. Il couvrit sa tête de ses mains, apparaissant stupéfait,
submergé d'horreur et de désespoir. Cependant, il sortit de sa torpeur quand une alarme retentit dans sa galère, signalant qu'ils étaient poursuivis. Il se leva, saisit une lance et, lorsqu'il atteignit le gaillard d'arrière, il remarqua plusieurs petites embarcations remplies d'hommes et d'armes s'approchant par derrière, se rapprochant rapidement de sa galère. Antoine, maintenant libéré du contrôle de son enchanteresse et poussé par son audace et sa décision, n'incita pas les rameurs à ramer plus vite pour s'échapper. Au lieu de cela, il ordonna au navire de faire demi-tour et de faire face à ses poursuivants. Il dirigea son navire au milieu d'eux. Un violent conflit éclata, le bruit et la confusion amplifiés par les collisions entre les bateaux et la galère. Finalement, tous les bateaux, sauf un, furent repoussés. Ce bateau restant continuait de planer à proximité, avec son commandant debout sur le pont, tenant une lance et la pointant vers Antoine. Le commandant semblait animé d'un fort sentiment d'hostilité et de haine, attendant avec impatience une occasion de lancer la lance. Antoine demanda à l'homme qui il était, car il était assez audacieux pour menacer Antoine. L'homme répondit en donnant son nom et en disant qu'il était venu chercher vengeance pour la mort de son père. Cela révéla qu'il était le fils d'un homme qu'Antoine avait précédemment ordonné de décapiter pour une raison quelconque. Un combat difficile eut lieu entre Antoine et son redoutable adversaire. À la fin, l'adversaire d'Antoine fut repoussé. Les bateaux réussirent à capturer certains des navires d'Antoine, mais échouèrent à capturer Antoine lui-même. Après cela, ils cessèrent de poursuivre et repartirent. Antoine retourna à sa place, s'assit, couvrit son visage de SIS main et ressentit à nouveau le même sentiment de désespoir et de douleur qu'auparavant. Lorsqu'un couple fait face à un malheur et une souffrance accablants, ils se tournent naturellement l'un vers l'autre pour du réconfort et du soutien. C'est différent de la relation entre Antoine et Cléopâtre. La conscience, qui reste calme et paisible en temps de bonheur, devient intense et inattendue face au malheur. Au lieu de trouver du réconfort et du soutien l'un dans l'autre, ils ne ressentent que plus de culpabilité et de désespoir, ajoutant à leur déception et à leur tristesse. Antoine était très contrarié pendant 3 jours et ne communiqua pas avec Cléopâtre. Cléopâtre se sentait confuse et déçue, tandis qu'Antoine était tellement agité mentalement qu'elle ne pouvait pas s'approcher de lui. En termes simples, il semblait que la raison avait complètement perdu son contrôle. Son esprit, oscillant entre des moments de folie, atteignait occasionnellement un état de frénésie terrifiante, caractérisé par une colère incontrôlable. Ensuite, il descendait dans des périodes de désespoir et d'apathie. Pendant ce temps, les navires naviguaient rapidement le long de la côte ouest de la Grèce. Lorsqu'ils atteignirent le cap Ténare, le point sud de la péninsule, ils durent s'arrêter et décider quoi faire. Les femmes de Cléopâtre allèrent voir Antoine et tentèrent de le calmer. Elles lui apportèrent de la nourriture. Elles le convainquirent de rendre visite à Cléopâtre. De nombreux navires marchands des ports le long de la côte se rassemblèrent autour de la petite flotte d'Antoine et offrirent leur aide. Ils le rassurèrent que sa situation n'était pas sans espoir. L'armée terrestre n'avait pas été vaincue. Il était encore incertain que sa flotte avait été conquise. Ils tentèrent de raviver le courage défaillant du commandant et l'encouragèrent à faire une autre tentative pour récupérer sa fortune. Cependant, leurs efforts furent infructueux. Antoine était rempli de désespoir. Cléopâtre était déterminée à retourner en Égypte, et il n'avait d'autre choix que de l'accompagner. Il partagea son trésor restant avec ses proches suiveurs et amis. Il les conseilla également sur comment se cacher jusqu'à ce qu'ils puissent faire la paix avec Octave. Finalement, il accepta la défaite et rejoignit Cléopâtre à Alexandrie. Cléopâtre, chapitre 12. Du pouvoir au poison, les adieux d'un pharaon. L'histoire de Marc-Antoine est un remarquable exemple de comment un amour interdit peut mener quelqu'un à une ruine évidente et reconnue. Des scénarios similaires sont courants dans la vie quotidienne, se produisant plus souvent qu'on ne le réalise. Pourtant, l'histoire d'Antoine, bien que peut-être pas unique, est devenue l'exemple le plus célèbre, largement reconnu et souligné pour que tous puissent le voir. Dans sa jeunesse,
Antoine était connu pour son caractère sauvage et robuste, et sa volonté inébranlable, à tel point qu'il semblait impossible pour quiconque de le contrôler. Il était également motivé par un esprit ambitieux qui n'avait aucune limite. Cependant, nous le voyons captivé par une femme et se soumettant complètement à son influence, même pendant sa carrière réussie. Elle remplace tout ce qui est noble et généreux dans son cœur par ses principes de malveillance et de cruauté. Elle a éteint les flammes de son ambition autrefois grandiose, qui avait des aspirations si vastes qu'elles semblaient trop grandes pour le monde lui-même. À leur place, elle a instillé dans son âme un désir pour les plaisirs les plus bas, les plus vils et les plus ignobles. Elle l'a influencé à violer la confiance publique et à aliéner l'amour et le soutien de ses compatriotes. Sous son emprise, il a durement repoussé la gentillesse de sa fidèle épouse et a finalement expulsé sa femme et ses enfants de leur foyer. Maintenant, de manière lâche et déshonorante, elle le dirige à se soustraire à ses devoirs de soldat. Conscient que la suivre mènerait à la honte et à la ruine, il se trouve piégé, incapable d'échapper à son influence. La colère causée par la désertion lâche de sa flotte et de son armée lors de la bataille d'Actium était répandue à travers l'Empire sous son commandement. Il n'y avait aucune justification pour une telle retraite. Son armée, qui était sa plus grande source de pouvoir, est restée intacte et sa flotte n'a même pas été vaincue. Les navires ont continué à combattre jusqu'à la nuit, même si leurs commandants avaient trahi leur cause. Finalement, ils ont été vaincus. L'armée, se sentant découragée et sans raison de résister, a également capitulé. En très peu de temps, tout le pays a rejoint le côté d'Octave. Entre-temps, Cléopâtre et Antoine étaient extrêmement effrayés. Cléopâtre a fait un plan pour emporter tous les trésors qu'elle pouvait sauver et quelques navires à travers l'isthme de Suez et dans la mer Rouge. Elle voulait s'échapper dans cette direction et trouver un endroit sûr où se cacher sur les rives de l'Arabie ou de l'Inde, loin du pouvoir redouté d'Octave. Elle a commencé ce projet et a envoyé quelques-uns de ses navires à travers l'isthme. Cependant, les Arabes ont capturé les navires et ont tué ou capturé les hommes à bord. En conséquence, ce plan risqué fut rapidement abandonné. Elle et Antoine décidèrent alors de s'installer à Alexandrie et se préparèrent à se défendre contre Octave. Antoine, après que sa panique initiale se soit apaisée, devint de plus en plus en colère et rancunier envers tout le monde. Il décida de couper les liens avec Cléopâtre et ses amis. Il s'isola sur l'île de Pharos, où il vécut seul pendant un moment, regrettant ses actions et blâmant son destin malheureux. Il exprima sa colère en critiquant et en blâmant tous ceux impliqués dans sa situation. Ici, les nouvelles continuaient d'arriver, lui disant qu'une par une, ses armées le quittaient, ses provinces en Grèce et en Asie mineure tombaient, et Octave gagnait rapidement le pouvoir sur tout. Le flux constant de mauvaises nouvelles le rendait furieux et plein de colère. Finalement, il en eut marre d'être seul et de haïr les gens. Il se réconcilia avec Cléopâtre et retourna à la ville. Ils dépensèrent tout leur argent restant en fêtes et en mauvaises actions. Ils tentèrent d'oublier leurs regrets et leurs soucis en buvant et en s'amusant. Ils rejoignirent un groupe de fêtards sauvages qui étaient tout aussi imprudents qu'eux. Ils essayèrent de cacher leurs soucis derrière un bonheur factice, mais ils ne réussirent pas. Octave se rapprochait de plus en plus, et il savait qu'il les confronterait bientôt avec sa colère. Ils ne trouvèrent aucun endroit sur terre où il pourrait échapper à sa vengeance. Cléopâtre craignait ce qui pourrait lui arriver à l'avenir, alors elle décida d'étudier les poisons. Elle ne se contenta pas de lire à leur sujet, elle les testa sur des prisonniers et des captifs. Elle les fit ingérer le poison pour que elle et Antoine puissent voir ce qui leur arriverait. Elle rassembla une variété de poisons et les testa pour voir lesquels agissaient rapidement et lesquels agissaient lentement. Elle voulait déterminer quel poison causait le plus d'inconfort et de douleur. D'autre part, elle visait à découvrir ceux qui ne vous faisaient sentir que somnolent et confus, résultant en une mort moins douloureuse. Ces expériences n'étaient pas limitées aux poisons qui pourraient être mélangés avec de la nourriture ou donnés dans une boisson. Cléopâtre s'intéressait également aux effets des morsures de serpents et des morsures de reptiles.
elle collecta différents types de CES animaux et les testa sur ses prisonniers. Elle fit en sorte que les hommes soient piqués et mordus par eux, puis observa ce qui se passait. Ces enquêtes n'étaient pas motivées par un désir d'application pratique des connaissances acquises. Au lieu de cela, c'était une manière amusante de garder son esprit occupé et de divertir Antoine et ses invités. Les différentes façons dont ses victimes empoisonnées souffraient, leurs contorsions, cris, convulsions et déformations faciales en luttant contre la mort, fournissaient précisément le type et le niveau de stimulation qu'elle requérait pour occuper et amuser son esprit. Antoine n'était pas entièrement à l'aise pendant ces 16 expériences. Son affection naïve et enfantine pour Cléopâtre était mêlée de jalousie, de suspicion et de méfiance. Il était préoccupé par la possibilité que Cléopâtre l'empoisonne secrètement, donc il s'assurait toujours qu'elle goûtait sa nourriture et son vin avant qu'il ne les consomme. À un moment donné, Cléopâtre empoisonna les pétales de certaines fleurs et les fit transformer en un chapelet pour Antoine à porter pendant le souper. Pendant le festin, elle retira les feuilles de son chapelet et les mit enjouement dans son vin. Elle suggéra ensuite qu'Antoine fasse de même avec son chapelet et qu'ils boivent tous les deux le vin, qui serait aromatisé et parfumé par les fleurs. Antoine accepta l'idée, et alors qu'il était sur le point de boire le vin, elle l'arrêta et révéla qu'il était empoisonné. Cléopâtre dit « Maintenant, tu vois combien il est inutile pour toi de te méfier de moi. Si je pouvais vivre sans toi, il me serait simple de trouver des moyens de te nuire. » Puis, pour montrer que ce qu'elle disait était vrai, elle demanda à l'un des serviteurs de boire le vin d'Antoine. Il le fit et mourut devant eux, dans d'atroces souffrances. Les tests que Cléopâtre a menés sur les caractéristiques et les impacts des poisons ont eu des résultats pratiques. On dit que Cléopâtre a appris d'eux qu'être mordu par un aspic était la manière la plus facile et la moins douloureuse de mourir. Elle croyait que le venin de l'aspic la ferait se sentir somnolente et engourdie, conduisant à la mort sans ressentir aucune douleur. Elle se souvint de cette information pour une utilisation ultérieure. Les pensées de Cléopâtre à ce moment semblaient être assez sombres. Elle passa beaucoup de temps à construire un monument funéraire pour elle-même dans une partie sacrée de la ville. La construction de ce monument avait commencé de nombreuses années auparavant, suivant une tradition parmi les dirigeants égyptiens. Ils allouaient traditionnellement une partie de leur richesse à construire et à orner leur tombe pendant leur vie. Cléopâtre concentra maintenant son attention sur son mausolée. Elle l'acheva, le renforça avec de solides verrous et barres, et le prépara à l'usage. Pendant ce temps, Octave, après avoir pris le contrôle des territoires autrefois gouvernés par Antoine, poursuivit son avancée sans opposition. Il se déplaça de l'Asie mineure vers la Syrie et de la Syrie vers l'Égypte. Antoine et Cléopâtre tentèrent de prévenir le conflit approchant en envoyant un message pour demander des conditions de paix, alors qu'Antoine se dirigeait vers Alexandrie. Dans le message, Antoine proposait d'abandonner tout à son conquérant à condition que lui et Cléopâtre puissent aller à Athènes sans aucune perturbation et y vivre paisiblement pour le reste de leur vie. Ils demandèrent également que leurs enfants soient autorisés à hériter du royaume d'Égypte. Octave dit qu'il ne pouvait pas être d'accord avec Antoine, mais il était ouvert à des demandes raisonnables pour Cléopâtre. Le messager qui revint avec la réponse d'Octave avait eu des conversations privées avec Cléopâtre. Cela rendit Antoine jaloux et en colère. Il ordonna donc que le messager soit fouetté et renvoyé à Octave, gravement blessé. Antoine dit au messager de dire à Octave que s'il n'aimait pas qu'Antoine punisse l'un de ses serviteurs, il pouvait faire de même avec l'un des serviteurs d'Antoine qui était actuellement sous le contrôle d'Octave. La nouvelle arriva à Alexandrie qu'Octave avait pris Pélusium et approchait maintenant de la ville. Antoine et Cléopâtre savaient qu'ils ne pouvaient pas résister à son avance et n'avaient nulle part où s'échapper. Tout ce qu'ils pouvaient faire était d'attendre dans la crainte leur destin inévitable. Cléopâtre rassembla ses trésors et les envoya à son tombeau. 6 trésors comprenaient une grande quantité d'or, d'argent, de pierres précieuses, de vêtements coûteux, d'armes et d'objets de valeur. C'étaient les possessions héritées des rois égyptiens.
Elle envoya également une énorme quantité de lin, de filasse, de torches et d'autres matériaux inflammables au mausolée. Elle garda ces objets dans les salles inférieures du monument, déterminée à se brûler elle-même et ses trésors, si nécessaires pour empêcher les Romains de les obtenir. Pendant ce temps, l'armée d'Octave continuait de se déplacer à travers le désert de Pélusium à Alexandrie. En chemin, Octave apprit de ses agents à l'intérieur de la ville les plans de Cléopâtre de détruire son trésor s'il risquait de tomber entre ses mains. Octave ne voulait pas que le trésor soit perdu. En plus de sa valeur, il était très important pour lui de le posséder et de l'emmener à Rome comme trophée pour sa victoire. Ainsi, il envoya des messagers secrets à Cléopâtre, essayant de la séparer d'Antoine et de la convaincre qu'il voulait seulement être ami et qu'il n'avait pas l'intention de lui faire du mal. Ces négociations se poursuivaient tous les jours alors qu'Octave se rapprochait. Enfin, l'armée romaine arriva à Alexandrie et l'encercla de tous côtés. Dès qu'Octave installa son camp près des murs de la ville, Antoine fit un plan d'attaque. Il mena rapidement une force puissante hors des portes et engagea les cavaliers d'Octave. Antoine parvint à repousser les cavaliers de leur position, mais il fut rapidement repoussé et contraint de battre en retraite vers la ville. En se repliant, il combattit vaillamment pour se défendre contre ses poursuivants. Il était très heureux du succès de ce petit combat. Il alla voir Cléopâtre avec un visage plein d'excitation et de joie, la prit dans ses bras et l'embrassa, même s'il était encore habillé pour le combat, et se vantait beaucoup de ce qu'il avait fait. Il loua également le courage de l'un des officiers qui avait combattu à ses côtés et l'amena au palais pour le présenter à Cléopâtre. Cléopâtre récompensa un capitaine loyal avec une magnifique armure en or. Cependant, malgré cette récompense, le capitaine trahit Antoine et rejoignit l'ennemi cette même nuit. Beaucoup des partisans d'Antoine avaient le même état d'esprit. Si l'occasion se présentait, ils auraient volontiers changé de camp pour rejoindre celui d'Octave. L'issue de la bataille finale fut déterminée par un grand groupe de la flotte faisant défection et rejoignant Octave. Antoine planifiait les opérations du jour et surveillait les mouvements de l'ennemi depuis un point élevé où il se trouvait avec ses fantassins, les seules forces terrestres qui lui restaient. Regardant vers le port depuis ce point élevé, il remarqua que les galères bougeaient. Elles se dirigeaient vers les navires d'Octave, qui étaient ancrés à proximité. Antoine pensait que ces navires attaqueraient les navires ennemis, et il voulait voir ce qu'ils allaient faire. Ils naviguèrent vers les navires d'Octave, mais Antoine fut surpris de voir que, au lieu de combattre, les navires se saluèrent en utilisant des signaux navals. Les navires d'Antoine rejoignirent alors l'autre flotte sans aucun problème. Les deux flottes s'étaient unies. Antoine crut rapidement que Cléopâtre l'avait trahi. Il pensa qu'elle avait fait la paix avec Octave et lui avait remis la flotte comme condition de l'accord de paix. Antoine courut à travers la ville, criant à la trahison. Rempli d'une colère intense, il chercha frénétiquement le palais. Cléopâtre courut vers son tombeau. Elle entra avec une ou deux personnes et verrouilla solidement les portes en utilisant les lourds verrous et ressorts qu'elle avait préparés à l'avance. Puis, elle dit à sa femme de crier à travers la porte qu'elle était morte à l'intérieur du tombeau. La nouvelle de sa mort parvint à Antoine. Cela transforma sa colère en tristesse et désespoir. Son esprit était complètement submergé et incontrôlable, passant d'une émotion intense à une autre de manière imprévisible. Il cria dans une profonde douleur, disant qu'il n'était pas tant attristé par la mort de Cléopâtre, car il savait qu'il la suivrait bientôt et la rejoindrait. Ce qui le contrariait davantage, c'était le fait qu'elle avait montré plus de courage que lui en prenant sa propre vie avant qu'il ne le puisse. Il se trouvait dans l'une des chambres du palais à ce moment-là. Il s'y était enfui en désespoir de cause et se tenait près d'un feu car il faisait froid le matin. Il avait un serviteur nommé Eros, en qui il avait confiance et qu'il avait fait jurer il y a longtemps que si jamais venait le moment où il avait besoin de mourir, Eros le tuerait. Eros, qui fut appelé par Antoine, reçut l'instruction de prendre l'épée et de frapper. Eros prit l'épée et se tint devant Antoine. Au lieu de frapper Antoine, Eros détourna la tête et se poignarda dans la poitrine.
Il tomba au sol aux pieds d'Antoine et mourut. Antoine regarda la scène choquante un moment, puis dit « Je te remercie pour cela, noble Héros. Tu m'as montré ce qui doit être fait. Je dois accomplir moi-même ce que tu n'as pas pu faire pour moi. » Après avoir dit cela, il arracha l'épée de son serviteur, se poignarda avec. En titubant vers un petit lit à proximité, il s'effondra dessus, s'évanouissant sous l'impact. La blessure qu'il s'était infligée était mortelle. La pression de son corps allongé sur le lit ralentit un peu le saignement. Antoine reprit conscience et commença à supplier ceux autour de lui de mettre fin à ses souffrances en prenant l'épée. Cependant, personne n'était prêt à le faire. Il continua à gémir de douleur. Finalement, un officier entra dans la pièce et l'informa que la nouvelle de la mort de Cléopâtre était fausse. Elle était encore en vie, enfermée dans son tombeau, et voulait voir Antoine là-bas. Cette intelligence provoqua une nouvelle excitation et agitation. Antoine supplia les spectateurs de le transporter jusqu'à Cléopâtre afin qu'ils puissent la voir une dernière fois avant de mourir. Ils hésitèrent au début, mais décidèrent finalement de le porter. Ils le soulevèrent et le portèrent vers le tombeau, laissant derrière eux une traînée de son sang. Cléopâtre refusa d'ouvrir les portes et de laisser entrer le groupe. La ville était dans le chaos et la panique à cause de l'attaque d'Octave, et elle était incertaine de toute trahison potentielle. Elle se rendit à une fenêtre au-dessus et utilisa des cordes et des chaînes pour que les gens en bas attachent le corps mourant à elle. Elle et les 2 femmes avec elle le hissèrent ensuite. Ceux qui en furent témoins décrivirent la scène comme profondément triste. Cléopâtre et ses servantes s'épuisaient à tirer l'homme blessé et saignant le long du mur. Lorsqu'il atteignit enfin la fenêtre, il leva faiblement les bras et les supplia de le hisser à l'intérieur. Les femmes n'étaient pas assez fortes pour tirer le corps vers le haut. À un moment, il semblait qu'il pourrait devoir abandonner. Cependant, Cléopâtre se pencha hors de la fenêtre autant qu'elle le pouvait pour saisir les bras d'Antoine. Avec beaucoup d'efforts, ils réussirent finalement à le faire entrer. Ils le portèrent jusqu'à un canapé dans la pièce du dessus, doté d'une fenêtre, et le couchèrent. Cléopâtre pleura et se tira les cheveux, exprimant sa profonde tristesse à travers des cris forts et des lamentations douloureuses. Elle se pencha sur Antoine, criant continuellement dans une pitoyable manifestation de chagrin. Elle lava son visage couvert de sang et tenta sans succès d'arrêter son saignement. Antoine dit à Cléopâtre de rester calme et de ne pas pleurer pour lui. Il demanda du vin, qui lui fut apporté, et il le but. Puis, il demanda à Cléopâtre d'essayer de se sauver et de faire un accord avec Octave pour rester en vie. Peu après, il mourut. Pendant ce temps, Octave découvrit la blessure mortelle qu'Antoine s'était infligée. L'un des témoins prit l'épée juste après que cela se soit produit et se précipita pour la donner à Octave, lui parlant de la mort de son ennemi. Octave voulait capturer Cléopâtre rapidement. Il envoya quelqu'un lui parler au tombeau. Cléopâtre parla à la personne à travers les trous de serrure ou les fissures, mais elle n'ouvrit pas la porte. L'individu informa Octave de ce qui s'était passé. Octave envoya ensuite quelqu'un d'autre avec le messager. Tandis qu'une personne distrayait Cléopâtre et femmes à la porte, l'autre personne apporta des échelles et entra avec succès par la fenêtre. Les femmes de Cléopâtre crièrent en voyant l'officier descendre les escaliers, informant Cléopâtre du succès du plan. Elle réalisa rapidement qu'elle avait été découverte et que l'officier venait pour l'arrêter. Dans un geste désespéré, elle sortit un petit couteau de sa robe et s'apprêta à se poignarder dans la poitrine. Cependant, l'officier saisit son bras juste à temps pour l'en empêcher. Il prit le couteau et vérifia ensuite ses vêtements pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'autres armes cachées. Après avoir reçu des nouvelles de la capture de la reine, Octave assigna un officier pour la surveiller de près. L'officier reçut l'instruction de la traiter avec respect, mais de la surveiller attentivement et de prévenir toute tentative d'automutilation. Pendant ce temps, Octave prit formellement le contrôle de la ville. Il entra en marchant à la tête de ses troupes avec une grande démonstration et cérémonie. Ils installèrent un grand siège décoré pour lui sur une plateforme surélevée dans une place publique. Entouré de gardes,
Il s'y assit tandis que les gens de la ville, habillés comme s'ils suppliaient pour la miséricorde et agenouillés au sol, demandèrent son pardon et le suppliaient d'épargner la ville. Le grand conquérant accepta gentiment leur demande. Plusieurs princes et généraux qui avaient servi sous Antoine s'avancèrent pour demander le corps de leur commandant pour un enterrement honorable. Cependant, Octave refusa ces demandes, déclarant qu'il ne pouvait pas retirer le corps de Cléopâtre. Au lieu de cela, il accorda à Cléopâtre la permission de faire les arrangements funéraires nécessaires et d'utiliser n'importe quelle somme d'argent de ses trésors à cette fin. Cléopâtre fit tous les arrangements nécessaires et supervisa leur exécution. Cependant, elle n'était ni calme ni posée. Au contraire, elle était extrêmement agitée et en détresse. Elle vivait depuis longtemps sous le règne incontrôlé de caprices et d'émotions qui avaient effectivement détrôné la raison et éliminé tout contrôle de soi. Elle avait presque 40 ans maintenant, et bien que certains signes de sa beauté incroyable restaient, elle avait perdu son éclat juvénile. Son visage était pâle et fatigué de pleurer, de s'inquiéter et de se sentir désespérée. En bref, tant physiquement que mentalement, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Lorsque les cérémonies funéraires furent terminées, et qu'elle réalisa que tout était fini, qu'Antoine était parti pour toujours, et qu'elle était complètement et irréversiblement ruinée, elle se rendit à une intense frénésie de chagrin. Dans un accès de désespoir, elle se frappa violemment, se gratta et s'arracha la peau, essayant désespérément de mettre fin à sa propre vie. 6 tentatives frénétiques la laissèrent bientôt couverte de bleus et de blessures. 6 blessures devinrent infectées et enflées, rendant son apparence perturbante et lui causant finalement de la fièvre. Elle conçut alors l'idée de prétendre être plus malade qu'elle ne l'était, et donc de refuser de manger et de se laisser mourir de faim. Elle tenta de mettre en œuvre ce dessein. Elle rejeta tout remède médical qui lui était proposé. Elle refusa de manger et vécut plusieurs jours sans nourriture. Octave, qui recevait des rapports détaillés sur tout ce qui concernait sa captive de la part de ses serviteurs, soupçonnait ses intentions. Il était très réticent à l'idée qu'elle meure, ayant mis son cœur à l'exposer au peuple romain, à son retour dans la capitale, dans son cortège triomphal. Il lui envoya des ordres, lui enjoignant de se conformer au traitement prescrit par le médecin et de manger. Il renforça ses commandes par une menace qu'il croyait pouvoir l'influencer. Tout semblait déjà perdu sauf la vie, et la vie n'était qu'un fardeau insupportable. Octave, cherchant un moyen de l'atteindre, réfléchit au fait qu'elle était mère. Césarion, le fils de Jules César, et Alexandre, Cléopâtre et Ptolémée, les enfants d'Antoine, étaient encore en vie. Octave spécula qu'au fond des recoins cachés de son esprit dévasté, il pourrait encore exister un reste d'amour maternel. Il croyait que cette étincelle pourrait être ravivée et motivée en action. Il lui envoya un message stipulant que si elle ne suivait pas les conseils du médecin et ne mangeait pas, il tuerait tous ses enfants. La menace eut l'effet désiré. La patiente perturbée et agitée devint calme. Elle accepta et consomma sa nourriture. Elle chercha l'attention médicale du médecin. Sous son traitement, ses blessures commencèrent à guérir. La fièvre diminua et finalement, elle semblait se remettre lentement. Octave décida de rendre visite à Cléopâtre lorsqu'il entendit qu'elle avait retrouvé un peu de calme et montrait des signes de rétablissement. Lorsqu'il entra dans la pièce où elle séjournait, qui semblait toujours être la chambre supérieure de son tombeau, il la vit allongée sur un petit lit inconfortable. Elle était dans un état très précaire et semblait extrêmement malade. C'était une vue affligeante qui l'affecta profondément, car Cléopâtre semblait être presque complètement hors d'elle. À l'arrivée d'Octave, elle sauta rapidement du lit, seulement partiellement habillée et couverte de bleus et de blessures. Elle rampeta dans un état misérable aux pieds de son conquérant, suppliant pour la miséricorde. 6 cheveux étaient arrachés, ses membres étaient enflés et défigurés, et il y avait de larges bandages qui laissaient entrevoir des blessures encore plus graves en dessous. Malgré la pauvreté et la tristesse, ses yeux rayonnaient encore d'un éclat de leur beauté d'antan.
et sa voix conservait le même charme captivant qu'il avait défini dans sa jeunesse. Octave insista pour qu'elle retourne se coucher et se repose. Cléopâtre commença alors à parler et à s'excuser pour ses actes, mettant toute la faute sur Antoine. Cependant, Octave l'interrompit et défendit Antoine, lui disant que ce n'était pas entièrement de sa faute, mais aussi de la sienne. Puis, elle changea brusquement de ton et admit ses torts, suppliant désespérément pour la miséricorde. Elle implora Octave de la pardonner et de l'épargner, comme si elle avait maintenant peur de la mort et la craignait, au lieu de la désirer comme un cadeau. En bref, son esprit, alternativement contrôlé par des émotions conflictuelles et contradictoires, était désormais submergé par la peur. Pour apaiser Octave, elle présenta un catalogue de tous ses biens et le lui remit comme une liste complète de tout ce qu'elle possédait. Cependant, l'un de ses trésoriers, un homme nommé Zéleucus, qui était présent, dit à Octave que la liste n'était pas terminée. Selon lui, Cléopâtre avait conservé plusieurs objets de grande valeur qui n'étaient pas inclus dans la liste. Cette déclaration, qui révélait sa malhonnêteté, rendit Cléopâtre très en colère. Elle sortit rapidement de son lit et attaqua furieusement son secrétaire. Octave et les autres présents intervinrent et aidèrent Cléopâtre à se recoucher. Elle continua de se plaindre de l'humiliation terrible qu'elle avait vécue, insultée par son serviteur à un tel moment. Elle mentionna que si elle avait mis de côté certains de ses effets personnels, c'était uniquement pour les offrir en cadeau à ses amis loyaux. Elle espérait qu'en faisant ainsi, il la soutiendrait plus fermement dans ses supplications auprès d'Octave en sa faveur. Octave la rassura et lui dit de ne pas s'inquiéter du tout à ce sujet. Il lui dit qu'il lui donnerait tout ce qu'elle voulait et promit de la traiter avec respect et courtoisie. Octave était content du résultat de leur conversation. Il était clair pour lui que Cléopâtre ne voulait plus mourir, mais voulait vivre. Octave croyait qu'il réussirait dans son plan de l'emmener avec lui à Rome pour la montrer lors de son retour triomphal. Il se prépara à partir et informa Cléopâtre qu'il voyagerait vers la Syrie dans 3 jours, avec leurs enfants. Octave mentionna la Syrie au lieu de Rome pour ne pas alarmer Cléopâtre. Cependant, elle était bien consciente de la véritable destination, et elle avait déjà décidé qu'elle n'irait jamais là-bas. Elle voulait visiter une dernière fois le tombeau d'Antoine avant de partir. Sa demande fut approuvée, et elle y alla avec quelques accompagnateurs, apportant des chapelets et des guirlandes de fleurs. Au tombeau, sa douleur ressurgit et fut aussi intense qu'auparavant. Elle pleura la mort de son amant avec des cris forts et des lamentations. Elle plaça des guirlandes sur le tombeau et offrit des oblations et de l'encens qui étaient des expressions coutumières de deuil à cette époque. Cléopâtre dit « Ce sont les dernières expressions d'amour que je peux te donner, mon Seigneur le plus cher. Je ne peux pas être avec toi car je suis captive et ils ne me permettent pas de mourir. Ils me surveillent de près et prévoient de m'emmener loin pour me montrer à tes ennemis comme un symbole de leur victoire sur toi. S'il te plaît, cher Antoine, implore les dieux là où tu es maintenant, puisque ceux qui règnent ici sur terre m'ont complètement abandonné. Demande-leur de me sauver de ce sort et de me laisser mourir dans ma patrie pour que je puisse être enterrée à côté de toi dans ce tombeau. » Lorsque Cléopâtre retourna dans sa chambre après la triste cérémonie, elle semblait être plus calme qu'auparavant. Elle alla au bain puis s'habilla élégamment pour le dîner. Elle avait organisé un dîner somptueux pour cette nuit. Elle était libre de faire ses plans car les restrictions précédemment imposées sur ses actions avaient été levées. Son apparence et son comportement étaient tels depuis un certain temps qu'Octave croyait qu'il n'y avait plus de risque qu'elle tente de se faire du mal. Son divertissement était organisé selon ses instructions, suivant les traditions de sa cour lorsqu'elle était reine. Elle avait plusieurs serviteurs, dont 2 de ses servantes qui étaient avec elle depuis longtemps et qui étaient des amis fidèles. Pendant qu'elle dînait, un homme arriva à la porte avec un panier et voulait entrer. Les gardes lui demandèrent ce qu'il avait dans son panier. Il l'ouvrit pour qu'il puisse voir. Puis, il souleva quelques feuilles vertes du dessus et montra aux soldats que le panier était plein de figues. Il dit que les figues étaient pour le dîner de Cléopâtre.
Les soldats trouvèrent que les figues avaient l'air excellentes et dirent qu'elles étaient très belles. L'homme offrit des figues aux soldats, mais ils refusèrent et le laissèrent entrer. Après le dîner, Cléopâtre renvoya tous ses serviteurs sauf les 2 femmes. Elles restèrent. Peu après, l'une de ces femmes sortit avec une lettre pour Octave, que Cléopâtre avait écrite et qu'elle voulait être livrée immédiatement. L'un des soldats de la garde aux portes fut envoyé pour livrer la lettre. Octave, après l'avoir reçue, ouvrit immédiatement l'enveloppe et lut la lettre, qui était écrite sur une petite tablette métallique, comme c'était la coutume à l'époque. Il découvrit une demande courte et urgente de Cléopâtre, clairement écrite avec agitation et excitation. Elle le suppliait de pardonner sa transgression et de lui permettre d'être enterré avec Antoine. Octave déduisit rapidement qu'elle avait mis fin à ses jours. Il dépêcha promptement des messagers à son emplacement pour vérifier la vérité, avec l'intention de les rejoindre sans délai. En atteignant les portes, les messagers découvrirent que les sentinelles et les soldats montaient la garde comme si tout allait bien. Mais lorsqu'ils entrèrent dans la chambre de Cléopâtre, ils furent témoins d'une scène horrifiante. Cléopâtre gisait sans vie sur un lit, accompagnée de l'une de ses femmes décédées. L'autre femme, nommée Charmian, prenait soin de sa maîtresse avec tendresse, plaçant des fleurs dans ses cheveux et ornant son diadème. Les messagers d'Octave furent très surpris et demandèrent à Charmian ce que signifiait ce spectacle. Charmian dit « Tout va bien. Cléopâtre a agi d'une manière digne d'une princesse, issue d'une lignée aussi noble de rois. » Lorsque Charmian dit cela, elle commença à s'affaisser et à s'évanouir sur le lit, et peu après, elle mourut. Les spectateurs furent choqués par la scène à laquelle ils assistèrent. Cependant, ils étaient également confus et perplexes, alors qu'ils tentaient de comprendre comment Cléopâtre et ses femmes avaient atteint leurs objectifs. Ils examinèrent les corps, mais ne trouvèrent aucun signe de violence. Ils fouillèrent toute la pièce, mais ne trouvèrent aucune arme, ni aucun signe de poison. Ils trouvèrent cependant une trace visqueuse sur le mur qui semblait avoir été faite par un serpent, mais ils ne purent trouver le serpent lui-même. Le corps fut soigneusement examiné, mais aucun signe de morsure ou de piqûre ne fut trouvé, à l'exception de 2 petites perforations sur le bras. Certains pensaient que ces perforations auraient pu causer sa mort. Les détails de sa mort restèrent un mystère complet. Diverses rumeurs se répandirent à la fois à Alexandrie et à Rome sur la manière dont Cléopâtre était morte, mais la vérité ne fut jamais complètement découverte. Certains croyaient qu'un aspic était caché parmi les figues qu'un serviteur avait apportées dans un panier, dans le cadre d'un plan qu'elle avait conçu. Ils disent qu'elle a laissé le serpent la mordre au bras. D'autres pensaient qu'elle avait un petit instrument ressemblant à une aiguille avec une pointe empoisonnée cachée dans ses cheveux et qu'elle l'avait utilisé pour mettre fin à sa vie sans laisser de marques visibles. Une autre histoire était qu'elle avait un serpent dans une boîte quelque part dans son appartement, qu'elle avait gardé pour cette occasion. Lorsque le moment fut venu, elle piqua et taquina le serpent avec un poinçon en or pour le rendre furieux, puis le plaça sur sa peau pour recevoir sa piqûre. On ne saura jamais laquelle de ces histoires, si l'une d'elles était vraie. Cependant, il est largement cru que Cléopâtre est morte d'une morsure de serpent auto-infligée. D'innombrables peintures et sculptures ont été créées pour dépeindre et commémorer cet événement. Cette idée de la façon dont elle est morte est soutenue par les actions d'Octave lorsqu'il est retourné à Rome. Cela donne une forte indication de ce qu'il croyait qu'il était arrivé à la reine. Puisqu'il ne pouvait pas montrer la reine elle-même dans son défilé de victoire, il fit réaliser une statue. La statue était faite d'or et avait une image d'un serpent sur son bras. Il fit porter cette sculpture bien en vue devant lui lors de son entrée grandiose dans la capitale. C'était le symbole de la défaite ultime et de la chute de la reine.